La séance est ouverte. Merci. Rejoignez vos places. Un peu de silence. Donc, nous allons, si vous en êtes d'accord, procéder à l'élection d'une personne pour la commission permanente. Il est nécessaire de le faire maintenant parce que l'après-midi, il va manquer du monde et qu'il faut un quorum important. Donc, vous vous rappelez, donc Valérie Bozzi, je rappelle, Valérie Bozzi a quitté cette assemblée récemment. Elle siégeait à la commission permanente. Il s'agit maintenant de pourvoir à son remplacement selon les modalités prévues à l'article L 4422-9 du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Le scrutin se fait à bulletin secret, donc à l'urne. On évitera l'isoloir, si vous en êtes d'accord. Premier tour, il faut la majorité absolue. Deuxième tour, majorité relative. Et au moment où on se parle... Absolue des conseillers inscrits. Oui, absolue des conseillers inscrits. Troisième tour relatif. Et troisième tour relatif. C'est un troisième tour. Je n'avais pas évoqué la possibilité d'un troisième tour, je ne l'imagine même pas. Voilà. Donc, à ce jour et à cette heure-ci surtout, je n'ai qu'une candidature qui est celle de Madame Chantal Pedignelli. D'accord? Voilà. Donc, candidature de Chantal Pedignelli, les bulletins sont prêts? On va les faire distribuer. Donc, les bulletins sont à la distribution. Je demande aux huissiers, s'il vous plaît. Voilà, là, l'urgence, c'est de procéder à la distribution des bulletins. Ah, merci, ça va, parfait. Les élus doivent être au courant des pouvoirs qu'ils détiennent. Vous ne pouvez voter que pour les gens qui vous ont mandaté. Je suis désolée de rappeler des bases élémentaires de vote, mais cela me paraît nécessaire. Les bulletins seront remplis manuscritement.
Bien, est-ce que tout le monde est en place, s'il vous plaît? Je voudrais qu'on puisse procéder aux opérations de vote. Donc, il y a des gens qui ont envoyé des procurations. Vous êtes porteurs de ces procurations, certains. Donc, est-ce que tout est au clair? Posez une question maintenant. Hein, on ne va pas refaire des élections cet après-midi. Surtout pour un candidat. Donc, il y a des absents. Qui est absent? Merci à chaque président de groupe. Et lorsqu'il n'est pas là, la vice-présidente potentielle et effective du coup. Merci dans chaque groupe. Jean-Martin, merci de vérifier si tous vos membres sont là et s'ils sont représentés. Merci. Corinne Front, vous êtes au clair? Ah. Vous avez deux enveloppes. Vous avez deux enveloppes. Eh bien, si vous avez des enveloppes, c'est bon. À Wansem, vous avez donné vos procurations, vous avez les procurations. C'est bon, et vous avez deux bulletins lorsque vous avez une procuration. Parfait. Fapo, Boulou. Monsieur le Président. On est bon, a priori. On est bon. Donc, visiblement, c'est sur Corinne Front et qu'il manque... Vous avez les procurations? Eh bien, ils ne voteront pas. S'il n'y a pas de procuration, on va pas... Ils ne sont pas là, il n'y a pas de procuration, ils ne votent pas. C'est réglé. Voilà, c'est très simple. On ne va pas passer la journée là-dessus. Voilà, je crois que le quorum est largement atteint. On ne peut pas dire qu'il y a une compétition acharnée. Mezzumal, d'ailleurs. Donc, voilà. Allez, alors, on y va. Une candidate, je le rappelle, monsieur le secrétaire de séance vous appelle. Le scrutin est ouvert. Donc, plus personne ne bouge, ne parle. Merci. Et on y va. Donc, on est bien d'accord, vous descendez voter, je répète, pour vous, bien sûr, et pour la personne que vous représentez. Lorsqu'elle est appelée, vous ne descendez pas avec eux deux, parce qu'après, on s'en met les pinceaux à la liste d'émargement. Merci. Donc, ceux qui avaient un pouvoir, vous descendrez deux fois. Merci beaucoup. On y va. Angelini Jean-Christophe, rappresentato da Sergio Luciani. Descends voter. Descends voter. Bon. Antonini Daniel, suivi d'Aric Véronique.
Battestini Serena. Absent. Benedetti Paul Félix. Biccherai Didier, rappresentato da Giorgio Mela. Bori Jean-Marc. Finalement, Antonio Luciani est là. Je vais l'avoir avec lui. Merci. Borromei Ivanina, rappresentata da Pierpoli. Branca Marie-Claude. Caituco di Paul Joseph, rappresentato da Veronica Righi. Campana Françoise. Casanova Nicolas et Paul. Casanova Servas Marie-Hélène, rappresentato da Romain Colonna. Ciappini Angèle, rappresentato da Casanova Nicolas et Paul. Cognetti Turchini Cati, rappresentata da Jean-Michel Savelli. Colombani Anna Maria. Romain Colonna. Combet Christelle. Dansari Frédéric. Duval Santa, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni. Fanny Muriel, rappresentata da Nadine Nuagioni. Filippi Pedrantone. Francici Paoli Lisa, rappresentata da Françoise Campana. Tu vas lui donner. Ils ont fait savoir les pouvoirs qu'ils ont. Suite Galloni 10, Eveline. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, rappresentato da Marianne Pieri. Le Beaumain Vanina. Le Mao Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Luciani Antonia. Udiani Saverio. Marchetti Sandra. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nuagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pedinieri Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Poli Antoine, rappresentato da Vagnale Beaumain. Poli Pierre. Ponce Vera Juliette, rappresentata da Giansanto Le Mao. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Quastana Paul, rappresentato da Marie-Claude Branca. Saville Jean-Michel. Saville Joseph. Seateli Jean-Louis, rappresentato da Marite Mariotti. Sorbe François. Terighi Charlotte. Tiberi Giulia. Tramoni Elisa. Ha dato potere a Paola Mosca. Valdrighi Hervé. Vanni Hyacinthe.
Vinciguerra Alex. Bolimaci Charles ha dato potere a Christelle Combet e Don Joseph Lucioni. Bien, le scrutin est clos, presque clos. Je crois que ça avait déjà voté. Voilà, le scrutin est clos, on va procéder au dépouillement. Blanc, Pedignelli. Blanc, Pedignelli. Blanc, blanc, blanc. Pedignelli. Blanc, 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 blanc. Chantal Pedignelli. Blanc, 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 nul, Chantal Pedignelli. Blanc, 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 nul, Chantal Pedignelli. Chantal Pedignelli. Blanc, Chantal Pedignelli. Chantal Pedignelli. Blanc. Pedignelli. Pedignelli. Blanc. Nul.
blanc, blanc, Chantal Pédinier, blanc, 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 Chantal Pédinier, Chantal Pédinier, Chantal Pédinier, blanc. Il y a un micro ouvert, probablement. Il y a un Larsen. Chantal Pédinier, blanc. Bien, les résultats sont les suivants. 48 votants, 3 nuls, 29 blancs, 16 pour Madame Pédinier. Madame Pédinier donc est élue. Non. Non. Pourquoi Il faut la majorité absolue aux 2 premiers tours. Elle n'a pas la majorité absolue. Non, c'est 36. Et il faut avoir 32 élus. Donc il faut un deuxième tour. Excusez-moi, il faut un deuxième tour. On y va. Petite suspension de séance, mais ne bougez pas, hein, parce qu'il y a un président qui veut me voir.
Donc le scrutin est ouvert, là, qu'est-ce que je dis? Appelez les candidatures. Bon, ça y est. S'il vous plaît. Donc, deuxième tour, qu'on soit bien au clair. Donc, il faut la majorité absolue des membres de l'Assemblée de Corse. Voilà, donc, Madame Pédinier n'a pas atteint cette majorité absolue. Donc, le deuxième tour également, il faut la majorité absolue. Donc, Madame Pédinier, vous êtes toujours candidate, parce que je suis quand même obligée de demander si, pour le deuxième tour, il y a toujours des candidats. Voilà. Je suis toujours candidate. Très bien. Bon, déjà, on a un candidat, c'est bien. Voilà. Donc maintenant, il faut des enveloppes et des bulletins. C'est bon? Tout le monde a des enveloppes. Et des enveloppes pour... regardez, procurations que vous avez. C'est bon? Allez. Donc, on y va. Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniele, Arrighi Véronique, Battestini Serena, Benedetti Paul Félix, Biccherai Didier, rappresentato da Giorgio Mela. Boris Jean-Marc, Borromei Vanine, Branca Marie-Claude, Caitu Colli Paul Joseph, rappresentato da Veronica Righi. Campana Françoise, Casanova Nicolai Paul, Casanova Servas Marie-Hélène, Ciappini Angèle, Cognetti Turchini Cacci, rappresentata da Jean-Michel Savelli, Colombani Anna Maria, Colonna Romain, Combette Christelle, Dansari Frédéric, Combette Christelle. S'il vous plaît, soyez attentifs, parce que sinon ça va être plus long. Hein. Merci. Duval Santa, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni. Fanny Muriel, rappresentata da Nadine Nivagioni. Filippi Petrantone. Francici Paoli Lisa, rappresentata da Françoise Campana. Galoni Distri a Eveline. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, rappresentato da Marianne Pieri. Le Beaumain Vanina. Le Mao Giansanto. Le Mao Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Sandra Marchetti. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mela Georges.
Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pédinieri Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Paul Antoine. Paul Pierre. Ponce Vera Giuliette, rappresentata da Johnson Tolomao. Pozzo di Borgo Louis. Profiti Jean-Noël. Quastana Paul. Savili Jean-Michel. Savili Joseph. Seateli Jean-Louis. Oui, je le sais. Sorba François. Terighi Charlotte. Tiberi Giulia. Tramoni Elisa, rappresentata Paola Mosca. Valdrighi Hervé. Vani Hyacinthe. Binciguer Alex. Bolimaci Charles. Et Lucioni Don Joseph. Le scrutin est clos. Bien, 48 votants, donc un blanc. Blanc, blanc, blanc. Pedinielli. Pedinielli. Blanc. Blanc. Pedinielli. Blanc. Blanc. Non. Pedinielli. Blanc. Nul. Blanc. Pedinielli. 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 Blanc. 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 Nul. Blanc. 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 Pedinielli. Pedinielli.
blanc. Pedignelli, blanc. 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 Super blanc. 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 Nul. Pedignelli. 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 Blanc. Blanc. Et blanc. Bien, les résultats du deuxième tour sont les suivants. 48 votants, 3 nuls, 30 blancs et Chantal Pedignelli, 15. Donc, la candidate n'ayant pas atteint la majorité absolue, nous sommes des membres de l'Assemblée de Corse, nous sommes obligés de faire un troisième tour.
Bien. Alors, s'il vous plaît, il semble y avoir, avant d'entamer le troisième scrutin, il semble y avoir du côté d'Oussof Youno ou des modifications de procuration. Oui, non, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y avait un scrutin, il y a quelqu'un qui est sorti. Donc, Jean-Martin, s'il vous plaît, vous pouvez venir en tant que président. Merci. Interruption de séance. Merci. Bien, s'il vous plaît, les choses étant éclaircies du côté du groupe ONSOF, puisqu'il y a des modifications de procuration, donc le procès verbal du troisième tour ne sera pas le même, bien sûr, non seulement au regard du résultat, mais des présents et des procurations. Nous allons revoter. Donc, première question, est-ce que tout le monde a un bulletin de vote et une enveloppe pour lui-même ? Et pour la procuration ensuite qu'il porte le cas échéant. Oui ? Je parle surtout pour le groupe ONSOF où il y a eu des changements. Bien, donc nous allons redemander à Madame Pedinier, si elle est candidate. Affare allungate diventa Sarpi. Yeah. Affari fune lunghe, noi diciamo fune lunghe diventano zarpe. Mais je maintiens ma candidature. Da ragione. Allez, alors nous ouvrons le scrutin. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous pouvez aller discuter dehors, ceux qui ne votaient pas. Hein. Merci. Donc, le scrutin est ouvert et le secrétaire de séance va vous appeler. Angelini Jean-Christophe, rappresentato da Saverio Luciani. Antonini Daniele. Arrighi Véronique. Battestini Serena. Non c'è mica. Benedetti Paul Félix. Non c'è mica. Beccherai Didier, rappresentato da Georges Mela.
Borri Jean-Marc. Borromei Ivanina, rappresentata da Pierpoli. Branca Marie-Claude, non c'è mica. Caituco di Paul Joseph, rappresentato da Veronica Righi. Campana Françoise. Casanova Nicolai Paul. Casanova Servas Marie-Hélène, rappresentata da Romain Colonna. Ciapini Angèle. Cognetti Turchini Cati. Ha dato potere a Jean-Michel Savelli. Colombagna Anna Maria. Colonna Romain. Combette Christelle. Dansari Frédéric. Duval Santa, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni. Fanny Muriel, rappresentata da Andine Nivagioni. Filippi Petrantone. Francici Paoli Lisa, ha dato potere a Françoise Campana. Galonidis Eveline. Gionga Pierre. Diabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, rappresentato da Marianne Pieri. Le Beaumain Vanina. Le Mao Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Marchetti Sandra. Mariotti Marie-Thérèse ha dato potere a Chantal Pedignelli. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivagioni Nadine. Nivagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pedignelli Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Chemique. Pauli Antoine, rappresentato da Vagnale Beaumain. Poli Pierre. Ponzevera Juliette, rappresentata da Giansanto Le Mao. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Non c'è mica. Quastana Paul, rappresentato da Marie-Claude Branca. Savelli Jean-Michel. Savelli Joseph. Seatelli Jean-Louis, rappresentato da Angèle Ciapini. Sorba François. Terrighi Charlotte. Tiberi Julia. Non c'è mica. Tramogni Elisa, rappresentata da Paola Mosca. Valdrighi Hervé. Vanni Hyacinthe. Vinciguera Alex. Volimaci Charles, rappresentato da Christelle Combette. E Lucioni Don Joseph. Le scrutin est clos, nous allons dépouiller.
Blanc. Nul. Blanc. 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 Pedinielli. Blanc. Pedinielli. Blanc. 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 Nul. Nul. Blanc. Pedinielli. Pedinielli. Blanc. Nul. Blanc. Pedinielli. Blanc. Pedinielli. Blanc. Nul. Blanc. 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 Pedinielli. Pedinielli. Blanc. Et blanc. Il y a un bulletin là. Blanc. Pedinielli. Blanc. 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 Pedinielli. Pedinielli. Blanc. Pedinielli. 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 Blanc. Blanc. Et Pedinielli. Bien, le résultat du troisième tour est le suivant. La seule candidate donc était Madame Pedinielli. Il y a 48 votants, il y a 5 nuls, 28 blancs et 15 bulletins pour Madame Pedinielli, qui donc maintenant est élue à la commission permanente de l'Assemblée de Corse. Tombola. Bien, alors, je sais que, et
vous, des fois, vous ne comprenez pas tout, mais les gens qui nous écoutent se demandent pourquoi on fait une élection comme ça de bon matin. Moi, je rappelle quand même l'importance de la commission permanente. Il faut que les Corses l'entendent. La commission permanente, c'est une assemblée de Corse en version réduite, avec 14 membres, et qui traite quand même beaucoup de dossiers, notamment beaucoup de dossiers qui relevaient avant des départements, qu'il s'agisse de l'aide sociale, des routes, etc., etc. Donc, des routes départementales de l'époque, bien sûr. Donc, il y a énormément de dossiers, et donc cette élection est importante aussi. Donc, on ne s'amuse pas ce matin, contrairement à ce que certains laissent penser. Voilà, donc félicitations Madame Pédinier, et bienvenue à la commission permanente. Nous pouvons désormais continuer l'ordre du jour. Donc, Monsieur le Président, je vous passe la parole, si vous êtes d'accord. Pardon ? Un rapport sur la CRC? Oui, si vous le souhaitez. Ok. Donc, le rapport d'observation définitive relatif au contrôle des comptes de la gestion de la collectivité concernant les exercices 2019 et suivants. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Donc, conformément au texte qui régisse la matière, le Conseil exécutif de Corse a saisi l'Assemblée de Corse pour qu'elle puisse prendre connaissance et débattre du rapport rendu par la Chambre régionale des comptes, le rapport définitif relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la collectivité de Corse concernant les exercices 2019 et suivants, ainsi que la réponse qui a été apportée. Le texte prévoit en effet que le rapport doit être communiqué par l'exécutif à l'Assemblée délibérante à la première réunion utile après la restitution du ROD, dans ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ce rapport a déjà été versé dans le débat public, largement commenté. Je vais en faire une présentation brève afin de permettre aux différents groupes de l'Assemblée de Corse de s'exprimer pour que, éventuellement, je puisse répondre devant l'hémicycle des observations, demandes et éventuelles critiques qui pourraient être formulées, étant précisé que nous avons choisi de faire coïncider la présentation de ce rapport d'observation définitive qui dresse un portrait de l'analyse de la trajectoire budgétaire de la collectivité de Corse entre 2019, les exercices 2019 et suivants, faire coïncider la présentation de ce rapport avec le compte administratif qui, lui, est la photographie budgétaire pour l'année écoulée des analyses développées par la Chambre régionale des comptes. Donc moi, ce que je voudrais dire très directement, c'est que je suis un petit peu surpris, même si l'analyse est toujours libre par définition, je suis un petit peu surpris de ce que ce rapport de la Chambre régionale des comptes ait pu être interprété par certains comme un rapport négatif et critique vis-à-vis globalement de la trajectoire budgétaire de la collectivité de Corse, en tout cas des choix budgétaires qui ont été faits par le Conseil exécutif de Corse ou les conseils exécutifs de Corse depuis 2019. Je rappelle donc que cette analyse court sur 2 mandatures, avec 2 configurations politiques différentes en ce qui concerne la majorité territoriale, et que les choix qui ont été initiés en 2015, poursuivis en 2019, confortés et renforcés à partir de 2021, sont des choix politiques que je vais rappeler brièvement, mais qu'ils ont été faits en ayant le souci de la cohérence budgétaire et de la préservation des marges budgétaires de la collectivité de Corse dans un contexte global extrêmement dégradé. Et me semble-t-il, pour être très clair, la Chambre régionale des comptes, dans son attendu de principe, ne dit pas autre chose. Alors moi, je ne conteste pas le fait que la Chambre régionale des comptes, c'est sa mission et sa vocation, est une approche exclusivement technique et budgétaire,
en s'abstenant souvent de réinscrire les choix budgétaires dans leur contexte politique, économique, social et sociétal général. C'est la façon de travailler de la Chambre régionale des comptes, ce n'est pas celle des élus. Les élus, ils sont là pour faire des choix politiques dans le respect des contraintes budgétaires et en les intégrant, mais pour faire des choix politiques. Donc il y a cette première distorsion qui d'ailleurs a été en partie corrigée parce que pour la première fois, et il faut le souligner, pour la première fois en ce qui concerne la collectivité de Corse, la Chambre régionale des comptes a accepté, suite à nos échanges, à nos entretiens, a accepté de réintégrer la trajectoire budgétaire dans une analyse politique globale, notamment un calendrier politique avec un temps très fractionné, première mandature 2015-2017, deuxième mandature 2017-2021, troisième mandature en cours, avec l'impact de la pandémie, avec les épisodes budgétaires qui ont conduit à devoir assumer un héritage douloureux. La Chambre régionale des comptes en a tenu compte, et puis après elle est restée dans son rôle de gendarme technique, budgétaire et financier. Mais, in fine, la Chambre régionale des comptes, elle ne dit pas autre chose, avec ses mots à elle, que ce que nous avons dit, nous aussi, est constaté. Au-delà des critiques politiques qui sont légitimes, il y a aujourd'hui un constat, c'est la Chambre régionale qui le fait, et je cite, « La situation financière de la collectivité de Corse, dans un contexte de fusion, a relativement bien résisté aux effets de la crise sanitaire et aux conséquences financières de contentieux anciens. » Donc une première phrase générale qui vient donner un satisfecit sur la trajectoire globale, jusqu'à récemment, de la collectivité de Corse, et qui rappelle aussi, en quelques mots, l'arrière-plan qui a conditionné et contraint notre action. Contexte de fusion, une fusion partout dans le monde, et je prendrai l'exemple de la France, ça induit les premières années des difficultés majeures et des augmentations de dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel, on pourrait y revenir, donc contexte de fusion. Constat que la situation financière de la collectivité de Corse a relativement bien résisté aux effets de la crise sanitaire, le Covid, 2019-2020, et aux conséquences financières de contentieux anciens. Les contentieux anciens, ils existent et on y reviendra, y compris sur la structure de la dette. Et je vais quand même en dire un mot tout de suite et puis après on y reviendra. Moi, je veux bien que, dans le cadre d'un discours catastrophiste, on vienne dire à l'opinion publique que nous sommes face à un mur de dette, 1 milliard. Mais j'aimerais que l'honnêteté intellectuelle conduise celles et ceux qui disent ça, et notamment je me tourne vers la droite, à reconnaître qu'une très large partie de cette dette est issue d'héritages et de contentieux anciens dont vous êtes politiquement responsable. Et on le verra dans la structure de la dette. Mais je peux en dire un mot tout de suite. 1 milliard de dettes aujourd'hui. D'abord, rappelez, ce qui compte, c'est le volume d'une dette. Ce qui compte, c'est la capacité à la rembourser aussi. En ce qui concerne notre capacité à rembourser la dette, nous sommes dans une situation qui est meilleure que celle de la plupart des régions et départements français. Nous sommes au-dessous du seuil d'alerte. Donc, nous avons une dette qui est importante aujourd'hui, que nous ne devons pas aggraver, ou en tout cas que nous devons aggraver le moins possible, mais que nous sommes parfaitement en capacité de rembourser. Et dans des conditions et avec un ratio de désendettement qui est meilleur que celui de la plupart des régions de France et qui reste en dessous du seuil d'alerte. Et la Chambre régionale de comptes le dit.
Deuxième remarque. Comment est constituée cette structure de dette? Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le 1er janvier 2016, nous sommes élus en 2015, nous sommes à 601 994 000, 602 millions d'euros de dette. Qu'est-ce que c'est le premier déséquilibre structurel? C'est les 73 millions que nous devons emprunter pour rembourser les impayés qui sont constatés par la Chambre régionale des comptes à concurrence de 103 millions d'euros. 73 millions pour rembourser un trou que nous avons découvert. Lorsque nous avons ensuite commencé à rembourser, comment progresse la structure de la dette au 1er janvier 2018? Nous sommes à 630 millions, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2018, après 3 ans d'exercice des responsabilités par les nationalistes, nous avions trouvé une dette à 601 millions. Nous avons commencé à rembourser parce que nos recettes étaient dynamiques, nous avons remboursé beaucoup. Au 1er janvier 2018, nous sommes à 879 millions 880 en intégrant les 73 millions. Lorsque nous faisons la fusion, nous sommes à 630 millions d'euros de dette de la collectivité territoriale de Corse. Nous avons commencé à nous désendetter et nous récupérons 120 millions d'euros de dette du conseil départemental de B et 59 millions d'euros de dette du conseil départemental de A. Donc, la progression de la dette, à ce moment-là, elle est simplement, premièrement, l'addition des dettes des 3 collectivités qui fusionnent, avec une part de dette des 2 conseils départementaux qui représente 200 millions d'euros, et 73 millions d'euros qui ont été empruntés pour rembourser la dette, les impayés constatés par la Chambre régionale des comptes de la mandature 2010-2015. Continuons. Qu'est-ce qu'on va avoir à rembourser encore? On va avoir à rembourser 48 millions d'euros, première tranche, 12 millions d'euros, deuxième tranche, 6,8 millions d'euros, troisième tranche, d'un emprunt toxique qui a été contracté à l'époque par le conseil départemental de B, qui, comme d'autres collectivités, s'est fait piéger avec un contrat qui est indexé sur un taux de remboursement qui va exploser. Et donc nous, et je vous le rappelle, parce qu'il faut l'avoir en mémoire, il y avait un accord oral confirmé par écrit de l'État auprès de François Hollande, le président, que cette dette serait intégrée dans un protocole général, un engagement que l'État n'a pas tenu. Et nous avons dû emprunter pour rembourser par anticipation à concurrence de 48 plus 12 plus 7, 77. Donc on est à 200 plus 70 plus 77. Mais en faisant cela, certes, nous avons aggravé notre endettement, mais nous avons économisé environ 5 à 6 millions d'euros par an pendant la période restant à rembourser sur l'emprunt toxique. Donc oui, nous avons aggravé notre endettement, premièrement. Deuxièmement, nous l'avons fait pour de bonnes raisons et nous avons sécurisé la trajectoire. Troisièmement, nous avons payé au titre d'engagements qui avaient été pris avant nous. Et nous avons enfin terminé avec un nouvel emprunt de 46 millions d'euros, qui aurait dû être 100 millions d'euros, pour rembourser Corsica Ferries. Et le contentieux de Corsica Ferries et les 100 millions d'euros, qui sont devenus 50, parce que nous nous sommes battus seuls, uniquement soutenus par Corinne Front, pour refuser d'inscrire les 100 millions d'euros que le préfet Le Large voulait que la collectivité de Corse paye intégralement. Les 100 millions d'euros sont devenus 50 millions d'euros d'emprunt seulement.
pour payer des erreurs antérieures à notre arrivée aux responsabilités. Donc si je refais le calcul sur le milliard d'euros d'aujourd'hui de dette, nous avons donc 120 plus 59, 180 millions d'euros des deux départements. Nous avons 73 millions des impayés de la mandature 2010-2015. Nous avons 48 et 12, 68 millions des intérêts de remboursement anticipé du prêt toxique et 46 millions du contentieux Corsica-Ferris de la mandature de droite. Nous sommes à 350 millions qui ne sont pas de notre fait. Alors arrêtez avec le milliard de dettes, la droite. Venez nous dire sur ce milliard de dettes, il y en a 350 millions qui ne sont pas dus aux nationalistes. Il faut le dire aux Corses. Après, chacun garde sa latitude pour critiquer les choix politiques. J'ai lu ce matin, puisque vous avez anticipé, et c'est tout à fait votre droit, qu'il faut dépenser à concurrence de ce que l'on a, donc sans emprunter. Mais si on concurrence, si on emprunte aujourd'hui à concurrence de ce que l'on a, et notamment après avoir remboursé par la voie de l'emprunt les dettes que vous avez contractées, on peut le faire, hein, y compris en se rétractant sur nos compétences propres. Et on fait ça. On n'investit plus pour les 6.2A et 2B, on n'investit plus pour l'aide au territoire, on revoit à la baisse, y compris les routes territoriales et départementales, l'ensemble des infrastructures, l'ensemble de l'aide au tissu économique. J'ai lu ce matin, parmi vos commentaires, et j'anticipe, que vous aviez dit c'est la commande publique et les entreprises qui payent. Non, non, non. Aujourd'hui, dans un contexte extrêmement difficile, elles peuvent continuer à bénéficier du choix qui est le nôtre, malgré un contexte budgétaire extrêmement difficile et malgré des dépenses de fonctionnement qui augmentent, et j'y reviendrai, mais qui n'augmentent pas de notre fait, les entreprises, elles bénéficient du choix politique que nous faisons, qui est de maintenir un haut niveau d'investissement, parce que c'est une volonté politique. Et là où nous sommes passés, et vous le savez, en 2017, avant la fusion d'un total cumulé variant entre 270 et 280 millions d'euros par an, à aujourd'hui, au compte administratif, 350 millions d'euros d'investissement. Sauf que oui, effectivement, et la Chambre régionale des comptes le dit, et on retrouve le constat, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et c'est elle qui parle, avec le ralentissement conjoncturel et structurel de certaines recettes, la trajectoire budgétaire se dégrade et vous ne pouvez plus maintenir le même niveau d'investissement. Et donc, là, la Chambre régionale des comptes, elle retrouve, je dirais, la logique qui est toujours la sienne. En tant qu'organisme budgétaire, elle nous dit, vous devez diminuer les recettes de fonctionnement et vous devez diminuer votre investissement. Parce que vous le savez qu'une recette de fonctionnement en plus, eh bien, c'est mécaniquement 10 euros d'investissement en moins. Et donc, nous devons identifier une trajectoire budgétaire, et c'est ce que nous avons commencé à faire, dans laquelle nous contenons les dépenses de fonctionnement, même si une large partie de l'augmentation de celle-ci est mécanique et nous échappe, donc des réformes de structure, des revues générales de dépenses, des mutualisations, pour diminuer les dépenses de fonctionnement, ne plus recourir à l'emprunt dans des proportions risquant de dégrader la trajectoire budgétaire de la collectivité de Corse, parce que nous pensons également à l'avenir. Nous sommes sur une trajectoire qui est inquiétante si nous ne la corrigeons pas, donc nous la corrigeons, et nous la corrigeons triplement. Premièrement, en diminuant nos dépenses de fonctionnement, ou en tout cas en les contenant. Deuxièmement, en ne surendettant pas la collectivité de Corse, parce que son endettement actuel est tout à fait conforme à sa capacité à rembourser. Et troisièmement, oui, nous revoyons à la baisse les investissements, mais nous le faisons en gardant le choix politique et notamment en priorisant ce que nous pensons être essentiel. Et donc, nous nous sommes fixés, mais ça a été
le débat budgétaire que nous avons eu, un investissement avec une vision pluriannuelle sur 3 ans, où nous essayons de dire nous allons investir entre 300 et 310 millions. Et à côté de cela, nous cherchons, oui, c'est vrai, de nouvelles recettes, améliorer les cofinancements, optimiser les financements européens, aller chercher l'argent là où il est. Et je le dis aussi, c'est un combat politique, parce que si demain nous réussissons à avoir une fiscalité qui vient sanctionner la spéculation, nous avons là devant nous une bulle immobilière qui, en quelques années, est passée de 1,1 milliard d'euros à 2 milliards et sur laquelle nous ne prenons pratiquement rien. Donc nous avons un gisement fiscal énorme et nous avons un gisement fiscal énorme sur la TVA avec une taxe sur la valeur ajoutée qui a explosé et sur laquelle nous ne prenons aujourd'hui pratiquement rien et nous prenons moins que les régions de droit commun et nous pourrions prendre beaucoup plus dans le cas d'impact budgétaire, fiscal et financier avec l'État. Donc, bon, écoutez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais écouter les critiques, beaucoup d'entre elles, nous en avons tenu compte, mais je voudrais terminer encore sur le rapport, sa lettre et son esprit. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a une analyse. Et puis après, il y a des recommandations. L'ensemble de ces recommandations, elles sont essentiellement d'ordre technique. La Chambre régionale des comptes n'a pointé aucun fait caractéristique d'une dérive, aucune anomalie grave. Des choix politiques, oui. Un contexte budgétaire complexe, oui. Mais la Chambre régionale des comptes, elle nous fait des recommandations qui sont des recommandations pour l'essentiel techniques et d'ailleurs qui, pour la plupart d'entre elles, ont été mises en œuvre ou ont commencé à être mises en œuvre, y compris avant le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Alors, accélérer le pas, oui, sans doute, et nous allons le faire, mais maintenir nos choix politiques, oui, nous allons le faire également. Et quand je termine, toujours en anticipant peut-être, mais vous allez nous le redire, mais comme je l'ai lu, et j'ai lu que vous l'aviez dit ce matin, vous parliez, par exemple, des départements, en disant mais ce sont les nationalistes qui étaient pour la fusion des départements et qui aujourd'hui se plaignent. Mais les départements, en France, aujourd'hui, peut-être que les citoyens lambda qui ne suivent pas de près l'actualité budgétaire ne le savent pas, parce qu'il n'y a plus de départements en Corse. Mais vous qui êtes des élus, et notamment des élus qui, pour certains, avaient été élus départementaux, vous le savez ce que c'est la situation financière aujourd'hui des départements. Que la plupart des départements de France aujourd'hui sont en faillite, y compris les plus riches, parce que leur structure budgétaire les conduit dans une impasse. Le conseil départemental de la Charente vient d'être placé sous la tutelle du préfet. La Charente, c'est 350 000 habitants et un budget de 609 millions d'euros, dont 80% de dépenses sociales. Parce que là aussi, vous dites, oui, mais vous comprenez, il y a 72% de dépenses de fonctionnement. C'est le ratio lorsqu'on exerce les compétences d'un département. Et donc, le département de la Charente, il ne peut plus. Mais il n'y a pas que le département de la Charente. François Sauvadet, le président de l'Assemblée des départements de France, tient la liste. En 2023, 15 départements avaient fait appel au fonds de sauvegarde. 30 fin 2024, 60 ont d'ores et déjà annoncé d'immenses difficultés fin 2025. Le fonds de sauvegarde, c'est un mécanisme national qui a été mis en place pour aider les départements. Il y a 60 départements aujourd'hui qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Pourquoi ? Parce qu'ils souffrent de ce dont nous souffrons, exerçant les compétences des départements. Dépenses sociales, augmentation drastique, effet ciseau, l'État ne compense pas l'augmentation des dépenses sociales
et les droits de mutation, qui étaient la recette la plus dynamique, sont en train de se dégrader comme ils se dégradent en Corse. Et nous avons une circonstance aggravante qui n'existe pas ailleurs, c'est que nous avons une population qui est la plus vieillissante de France, et je vous donnerai les chiffres dans le cas de mes réponses, et nous prenons 5000 personnes en plus par an, dont beaucoup arrivent en Corse en situation de précarité. Et encore une fois, je veux dire, c'est la Chambre régionale des comptes qui parle, ce n'est pas Gilles Siméoni, ce n'est pas la majorité territoriale. Lorsqu'elle vient nous parler de l'augmentation des dépenses de fonctionnement et pointer l'effet ciseaux, elle repère un mécanisme qui est partout. Et lorsqu'elle identifie l'augmentation des dépenses de fonctionnement, elle dit mot pour mot que ce sont des augmentations mécaniques qui ne procèdent en rien de choix politiques. Lorsque l'APA augmente, lorsque le RSA augmente, lorsque l'ensemble des dépenses sociales augmentent, c'est parce que la population augmente et que la population vieillit. Donc cette équation-là, Jean-Martin, ce qui nous permet d'échapper à ça, à ce que vivent les autres départements, c'est la fusion. C'est précisément la structure moins impactée d'une région qui nous permet, grâce aux ressources que nous avions, de compenser en partie cet effet ciseau. Et donc, y compris, sans parler de politique, y compris au plan budgétaire, la fusion a été une bonne opération, globalement, même si elle a eu un coût, et notamment sur les régimes indemnitaires, et je terminerai par là. C'est que si nous étions restés dans la situation institutionnelle antérieure à la fusion, aujourd'hui nous aurions une collectivité de Corse qui serait sans doute plus à l'aise financièrement, mais nous aurions 2 conseils départementaux, quelles que soient les majorités qui les dirigeraient, qui seraient en situation de préfaillite. C'est celle-là la réalité. Et donc, quand on parle des dépenses de fonctionnement, il faut que les Corses entendent que la quasi-totalité des dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses liées à l'action sociale. Et le dernier mot que je veux avoir, parce que c'est sur les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel, aujourd'hui, on va le redire une fois encore, qui a anticipé la fusion? La collectivité territoriale de Corse. Nous étions en responsabilité. 2015, moins 43. 2016, moins 42. 2017, moins 108. Conseil départemental de B, moins 17 en 2015, moins 2 en 2016, plus 41. Ça fait plus 22. Nous, moins 108, le Conseil départemental de Haute-Corse, plus 22. Conseil départemental de ZA, 2015, plus 88. 2016, plus 84. 2017, plus 5, plus 177. Là où nous avons, pour anticiper la fusion, supprimé 108 postes, les 2 départements en ont créé 199. Ça, c'est les chiffres. Chambre régionale des comptes, elle les a. Nos choix, ne venez pas nous dire que nous avons recruté. Nous sommes aujourd'hui à isopérimètre depuis la fusion et même depuis 2015. Nous avons pris en tout plus 42 personnes, là où, pendant la période considérée, la population corse a augmenté de 50 000 habitants. Nous ne pouvions pas faire mieux en termes de maîtrise des recrutements, à tel point, vous le savez, que nous nous trouvons dans certains domaines, dans des situations extrêmement délicates. Nous en avons parlé hier. Et lorsque on parle des dépenses de personnel, je voudrais vous dire que toutes les régions de France qui ont fusionné ont eu une augmentation considérable des dépenses de personnel. La seule région qui a choisi de ne pas aligner son régime indemnitaire sur le plus favorable, c'est la région des Hauts-de-France, qui a conservé 8 régimes indemnitaires différents et des indemnités différentielles. C'est un choix politique. C'est la seule qui l'a fait.
elle a gardé les huit régimes indemnitaires des anciens. Est-ce que c'était tenable chez nous? Vous savez bien que non. On ne peut pas créer un sentiment d'appartenance si on a 3 catégories de personnel qui ont des régimes indemnitaires différents. On a unifié le régime indemnitaire. Est-ce qu'un seul d'entre vous aurait été d'accord pour qu'on unifie ou on harmonise le régime indemnitaire à la baisse? C'est impossible. Nous n'avons pas unifié le régime indemnitaire sur ce qui était le plus intéressant partout. Nous avons fait une valeur médiane et nous sommes allés globalement à la hausse, comme l'ont fait toutes les régions. Mais que dit la Chambre régionale des comptes? En matière de dépenses de personnel, leur évolution découle essentiellement de l'évolution tendancielle résultant du glissement vieillesse, technicité et des mesures nationales de revalorisation. Ces dernières ont conduit à une hausse des dépenses de personnel estimée à 2,8 millions en 2022 et à 4,6 millions d'euros en 2023. La Chambre régionale des comptes l'écrit noir sur blanc. Nous sommes restés à isopérimètre en matière de recrutement. L'augmentation des dépenses de personnel, il y a un choix social, oui, on l'a vu hier. En moyenne, nous sommes 600 € plus haut que la fonction publique territoriale nationale. Mais vous savez très bien ce que sont les contraintes et le coût de la vie. Et moi, je reviens à notre choix politique. Oui aux droits les plus larges possibles et oui à l'exercice des devoirs. Quand on est fonctionnaire de la collectivité de Corse, oui, on a une rémunération qui est en moyenne supérieure à celle d'un fonctionnaire équivalent sur le continent, dans une île où le coût de la vie est 10% plus cher. On a une garantie de l'emploi lorsqu'on est fonctionnaire, on a des droits, on a un régime social que nous avons voté à l'unanimité, qui est sans doute le plus avancé de France, qui est certainement le plus avancé de France, et j'en suis fier. La contrepartie des droits, c'est les devoirs. Tout le monde doit travailler, vraiment, et il ne faut pas de tricheurs. Mais l'augmentation des dépenses de personnel, ce n'est pas des recrutements, les Corses doivent l'entendre. L'augmentation des dépenses de personnel, c'est le glissement vieillesse technicité, et c'est des choix qui ont été pris au niveau national et que nous avons assumés, nous, financièrement. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, et je précise enfin, et ça fera le lien avec l'autre rapport, que ce que je viens d'exposer est confirmé par le compte administratif qui vous sera présenté tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président de l'exécutif. Donc, il y a un rapport de la Commission des finances. Moi, j'ai un rapport, rapport d'observation définitive relative au contrôle des... Celui-là. Bon, je vais vous en donner la conclusion. À l'issue de la présentation du rapport, M. Gilles Siméoni, président du Conseil exécutif, les commissaires ont formulé les observations suivantes. M. Hyacinthe Vagne a souhaité rappeler que les observations de la Chambre régionale des comptes relatives à la gestion de la collectivité et plus particulièrement à l'examen de la situation financière devaient s'apprécier en prenant en compte de multiples facteurs. Il a fait observer qu'afin d'analyser la situation financière actuelle de la collectivité, on ne pouvait écarter d'une part l'héritage induit par les choix politiques antérieurs et d'autre part les dispositifs votés à l'échelon national et qui impactent nécessairement les finances des collectivités locales, comme l'augmentation du point d'indice. Revenant sur les commentaires majoritairement négatifs découlant du rapport de la CRC, M. Alex Vichiguer a toutefois fait observer que la Chambre introduisait son rapport en rappelant les difficultés inhérentes à la gestion d'une collectivité unique et qu'elle soulignait par ailleurs le fait que la collectivité de Corse avait plutôt bien résisté à la crise dont les effets sont toujours présents. Aussi, même si ce rapport pointe certains aspects pour lesquels une amélioration est préconisée, M. Alex Vichiguer a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais rapport et qu'il était essentiel de le souligner. Suite à ces observations, M. Georges Mel a dit regretter que de façon systématique, afin de répondre aux observations ou aux critiques, la méthode était d'invoquer l'héritage et les choix politiques antérieurs, cela sans véritable remise en question des choix actuels.
Faisant remarquer que les élus qui succéderont à cette actuelle mandature invoqueront probablement également l'héritage laissé, il a rappelé au commissaire qu'en l'espèce, c'était le peuple corse qui avait à subir cette situation issue de ses errances. Aussi, il a fait observer que la vision se devait d'être collective et en ce qu'elle permettra de trouver des points de convergence. Indiquant que certaines choses pouvaient être partagées dans les propos tenus par M. Georges Mel, M. le Président du Conseil exécutif de Corse a fait observer en propos conclusifs que les solutions mises en œuvre afin d'apporter une réponse aux problèmes actuels ne devaient pas hypothéquer l'avenir. La Commission des finances a pris acte de ce rapport. Merci. Donc la parole est à qui veut la prendre. Jean-Michel Saville, pour Onsoff. Oui. Pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, bon, visiblement, déjà, on partage, je pense, l'objectivité du rapport. C'est déjà un bon point. En revanche, on ne partage pas la lecture. D'accord. Vous avez une lecture qui est beaucoup plus positive que la nôtre, et pour cause. Il s'agit en quelque sorte, ce rapport, c'est un peu un pré-bilan de 10 ans de mandature. Et forcément, vu ce qu'il en sort, on comprend que vous le défendiez bec et ongle. Moi, ce que je voulais simplement dire, reprendre simplement, on va pas, je pense que le CFU va permettre d'aller un peu plus dans les détails sur la partie endettement, etc. Moi, j'ai simplement quelques chiffres. Vous parlez de 630 millions d'euros de dettes héritées au 1er janvier. En fin 2026, sur cette trajectoire-là, on sera à 1,2 milliard de dettes, c'est-à-dire on aura doublé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le contentieux Corsica-Ferries. Effectivement, c'est un contentieux qui est très ancien. Quand vous êtes arrivé aux responsabilités en 2015, vous saviez que c'est un contentieux qui était mal engagé. Vous n'avez jamais provisionné, vous n'avez pas provisionné les premières années. Ça vous est d'ailleurs reproché aujourd'hui dans le rapport de la Cour des comptes. C'est presque, je crois même, un rappel au droit de ne pas avoir provisionné suffisamment pendant votre mandature. Donc je pense que ne fût-ce que 5 millions d'euros par an de provision sur un contentieux qui était mal engagé, c'était déjà quelque part une faute de gestion. D'accord ? Donc, du coup, 5 millions x 8, ça aurait été 40 millions d'euros que vous aurez pu éviter d'emprunter, Monsieur le Président. Ensuite, sur ce contentieux, il y a eu bien sûr les 50 millions d'euros qui sont venus se greffer en investissement, qui n'ont pas forcément contribué directement au paiement de la dette, puisqu'ils n'étaient pas fléchés pour, sauf que c'était de l'investissement, c'était, je dirais, un petit peu ces 50 millions d'euros qu'on a retrouvés pendant 2 ans au budget, mais qui n'ont pas été utilisés, qui ont permis quelque part aussi d'équilibrer un peu le budget, et aussi peut-être de gonfler la part d'investissement de manière un peu artificielle. Ensuite, sur la fin de la gestion, parce que quand il y en a un contentieux, il y a la responsabilité, il y a le fait d'avoir tort, raison, etc. Et après, il y a la manière de défendre un contentieux. Monsieur le Président, il y a une stratégie de défense. D'accord ? La stratégie de défense, c'est qu'à un moment donné, comme je vous disais tout à l'heure, on doit provisionner, mais aussi on ne doit pas faire de déni. Quand à quelques mois, d'accord, d'Oudira Diarède, comme on dit, d'accord, on continue à considérer qu'on peut encore gagner. Et ce déni, excusez-moi, laissez-moi finir. Pas du tout, absolument pas. Attendez, je ne vous permets pas de le dire, ça. Moi, je ne représente personne. Moi, monsieur le Président, écoutez-moi bien. Je ne représente personne. Monsieur, vous vous égarez, Monsieur le Président. Moi, vous savez quoi ? Moi, du jour au lendemain que j'ai quitté Corsica Ferries, je n'ai plus jamais eu aucun lien. C'est le discours. Et là, ce que vous dites là, vous vous égarez. Je vous le dis tout de suite. Je vous répondrai. Je vous le dis, vous vous égarez. Vous égarez. Tout ce que je vous dis, je le dis de mémoire, parce que personne ne va me dire ce que je dois dire, et même pas vous. Que ce soit bien clair. Et moi, ce genre d'allusion et d'insinuation me déplaît fortement. Je vous dis tout de suite, je continue à faire ce que je dois faire. D'accord ? Pourquoi c'est pas dans la presse, tout ce que je vous dis, c'est pas public. Tout ce que je vous dis, c'est public. Et laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer comme je dois m'exprimer. Ce que je dis, je le pense. D'accord ? Et je le pense indépendamment de ce que j'ai pu faire par le passé. D'accord ? Et franchement, je ne m'attendais pas à ça de votre part. Je continue. Ensuite, c'est vrai ou pas que vous avez tardé s'il vous plaît, Madame la Présidente, que vous avez tardé à payer, qu'il y a eu un mandatement d'office. Alors, ce n'est pas de ma faute, c'est un mandatement d'office. Mais je crois qu'il a coûté encore quelques millions d'euros de plus. D'accord ? Bon, on va peut-être passer au... Alors, ensuite, j'avais noté d'autres choses. 630 millions d'euros, donc ça on l'a dit. OK. Après, vous n'allez pas m'empêcher d'aller au bout de mon raisonnement et de mon propos. D'accord ?
Monsieur le Président, quand on a parlé de finances, mais il y a aussi la gestion des projets. Permettez-moi de revenir une fois de plus, non pas sur le transport maritime, mais sur le transport global. Il y a 15 jours de ça, d'accord, vous avez fait des assises du transport, d'accord, qui n'étaient pas des assises. C'était un tirage de sonnette d'alarme, d'accord, devant les socioprofessionnels, d'accord, qui étaient présents pour leur dire on ne peut plus continuer comme ça. Vos propos, c'était de dire le système actuel de desserte des services publics aériennes et maritimes, d'accord, est au bord de l'asphyxie. Il faut vite passer à autre chose. 2026 sera une année charnière. Je vous rappelle qu'en 2021, en septembre 2021, on vous avait proposé de passer à des ESP compensés, qui n'avaient que des avantages. Pourquoi je vous dis ça? La DSP aujourd'hui, le système de DSP aujourd'hui, c'est quoi son gros inconvénient? C'est qu'à partir du moment où on attribue une DSP une fois, deux fois, trois fois, on est obligé, ad vitam aeternam, d'attribuer cette DSP au même candidat, c'est-à-dire au candidat sortant. Pourquoi? Parce que sinon la casse sociale est ingérable. On vous avait dit à l'époque, faisons une transition vers des ESP généralisés qui avaient deux avantages. Un, d'avoir un système beaucoup plus simple en termes de contractualisation, d'accord, et deux, de retrouver une équité et de réinstaurer de la concurrence. C'est-à-dire, on finance le service et non plus les compagnies. Vous l'avez refusé. Pourquoi vous l'avez refusé? Parce que vous avez un dogme. Ce n'est pas que des choix politiques, c'est aussi des dogmes. Un dogmatisme politique qui fait que vous avez en tête de faire une compagnie régionale et que le seul moyen d'aboutir à cette compagnie régionale, c'était de maintenir la DSP en vie. D'accord? Alors, ne nous racontez pas aujourd'hui, d'accord, qu'on vous cherche les poux dans la tête, d'accord, sur des millions d'euros, pas des millions d'euros d'emprunt. Il faut aussi accepter qu'à un moment donné, les choix politiques, ils sont liés à des dogmatismes, d'accord, et qu'à la fin, ça coûte très cher. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais la DSP en 2026, comment on va la financer? Les DSP, comment vont être financées? Vous tirez vous-même la sonnette d'alarme. Comment? Vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas. Donc ne dites pas aujourd'hui que vous avez un bon bilan de transport quand à un an, on n'a pas de vision de plus de 6 mois, de savoir comment on va payer une DSP. C'est ça qui est important. Voilà. Donc tout n'est pas rose. On fait notre boulot d'opposition, mais tout n'est pas rose non plus, pour autant. Je vous remercie. Alors, dans l'ordre, il y avait Charlotte Terrig, d'abord. Oui. On vous inscrit, hein? Il y a des personnes avant. Voilà. Donc Charlotte Terrig, il y avait Paul qui avait demandé la parole. Et donc après, j'ai inscrit Jean-Martin et Christelle, ou Christelle et Jean-Martin, je ne sais pas. Et ensuite, Monsieur Pozzo-di-Borgo. Oui, merci Madame la Présidente. Ce rapport de la Cour des comptes révèle bien sûr une vérité comptable. Vérité douloureuse, mais vérité sans révélation majeure, si ce n'est ce que l'on sait déjà, que la fusion de 3 mastodontes administratifs ne se fait jamais sans pot cassé. Est-ce qu'être dans la critique systématique va changer les choses? Est-ce qu'être dans l'autosatisfaction permanente va permettre de modifier une trajectoire mortifère? Non. Nous sommes donc contraints aujourd'hui à une opération vérité. Nous n'allons pas rentrer dans l'égrenage de chiffres et de statistiques. D'autres l'ont fait et d'autres le feront. Mais par contre, l'analyse de ce rapport devrait nous permettre de servir de base à une nouvelle façon de gérer, à une nouvelle façon d'organiser, de fonctionner et peut-être même de penser. Le monde a changé. L'État-providence est mort. La Corse en a largement profité d'ailleurs. Alors aujourd'hui, que faisons-nous? Soit on réforme en faisant preuve d'audace, en se préparant à un avenir plus sobre, soit se programmer des lendemains dans la violence et dans la douleur. Ne pas arriver à se réformer, ne pas arriver à réduire ses dépenses, c'est entraîner vers le fond les services publics et avec eux une certaine légitimité. Ce rapport ne dit rien d'autre. Il nous incite à repenser le modèle de nos institutions, son fonctionnement et à revoir la pertinence de choix déjà faits et d'autres à faire. L'État sollicite aujourd'hui les collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Les collectivités territoriales devront donc, par l'effet cascade, répercuter sur les EPCI et communes une partie de cette contribution. C'est là le principe de réalité qui nous rattrape. Nous n'y échapperons pas. Cet effet cascade va nécessiter une collaboration étroite et sérieuse
entre la collectivité et le bloc communal. Étroite, car basée sur la confiance. Sérieuse, car il faudra que les décisions soient acceptées et partagées. Il est important que chaque strate administrative participe à une vision du possible. L'aménagement du territoire nécessite non pas du centralisme, mais de la souplesse. Si nous ne voulons pas favoriser un sentiment de déclassement, il nous faut remettre au centre du jeu la Chambre des territoires. Ne pas lui demander seulement son avis, mais la faire participer à l'élaboration budgétaire permettra d'aller vers un développement réaliste de chaque micro-région. Certes, le changement institutionnel attendu permettra sûrement une amélioration. Mais d'ici là, il y a le chemin de la réforme à emprunter. Le débat sur l'autonomie, tout légitime qu'il est, ne saurait être une échappatoire. L'autonomie ne réforme pas, mais l'autonomie aidera et permettra la mise en application des réformes. Réformes pensées dès aujourd'hui. Alors oui, il faut dès maintenant repenser l'ossature de cette collectivité. Ne pas réparer, ne pas ajuster, ne pas colmater, non, mais rentrer dans une démarche où le nouveau fonctionnement sera adapté aux ressources de plus en plus rares, sera plus efficace, plus agile, plus productif. Vous êtes aux manettes, Monsieur le Président. C'est à vous qu'il appartient d'emprunter le chemin du courage pour refonder une nouvelle organisation, pour repenser un nouveau modèle de fonctionnement, pour tourner cette collectivité vers un futur meilleur. Papa Francesco disait « La réalité est toujours supérieure à l'idée. Nous avons le devoir d'y croire. » Vous avez, Monsieur le Président, le devoir d'y croire. Je vous remercie. Merci. Donc c'est à Paul Coastana qui s'était inscrit de prendre Merci la parole. Madame la Présidente. Je ne vais pas commenter davantage le rapport de la Cour des comptes. Il a été rendu public. Il a été abondamment discuté. Le Président a parlé. Je vais me mettre sur un autre terrain en essayant d'être le plus bref possible parce que ça pourrait prendre du temps. Un budget, c'est la traduction d'une politique. Et la politique qui est menée depuis quelques années, je pense que dans le meilleur des cas, c'est une politique d'adaptation. Je vais expliquer pourquoi. Et dans le pire des cas, c'est une politique de rustine. La politique de rustine, le Président l'a très bien évoqué, l'héritage, le Covid, les emprunts toxiques, etc., etc. Malheureusement, il faut en passer par là. La politique d'adaptation, elle dépend essentiellement de la vague migratoire de 50 000 personnes qu'on subit depuis quelque temps. C'est-à-dire que ce pays n'est pas dimensionné pour ça, et tout ce qui est fait pour rendre possible cette adaptation. Le foncier ne suffisait pas, ça profite au BTP, tant mieux. Le réseau routier n'est pas adapté au nemico pedio, ce n'est pas la pire des choses. Les réseaux d'assainissement, d'eau, etc., tout doit être surdimensionné. Et à cela, évidemment, il faut ajouter les centaines de milliers de touristes qui arrivent. Le système de santé, si ça continue comme ça, va s'effondrer. Donc, l'adaptation prend une grande partie de nos moyens. Je ne parle même pas des dépenses sociales liées à ces 50 000 personnes. Par contre, de ces 50 000 personnes, la couleur de la TVA qu'ils dépensent, la couleur des impôts qu'ils payent, on n'en voit pas la couleur, à peine une part minuscule de la TIPP. Tout ça, c'est un constat qui est incontestable, je pense. On rajoute à ça la politique touristique actuelle, enfin pas la politique touristique actuelle, ceux qui arrivent à l'heure actuelle en termes de tourisme, des centaines de milliers de personnes, on a une explosion des déchets, on a une explosion de la consommation d'eau, de l'assainissement, tout ce qu'on veut, et ça, c'est nous qui payons aussi. Là, on ne voit pas la couleur, ou très peu, de ceux que ça rapporte. Alors, je pense qu'il faut changer, à terme, évidemment, pas du jour au lendemain, complètement de stratégie. Cette institution, elle est là pour décider de l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays ne se décide pas au cours d'une mandature. J'en ai déjà parlé plusieurs fois avec M. Vinciguerra
entre autres. Ce pays, son développement se décide sur 10, 20, 30 et peut-être même 40 ans. C'est bien au-delà d'une mandature et ça engage ce que pour l'État on appelle la continuité de l'État, c'est-à-dire la continuité de la structure. Je vais prendre un exemple très simple. Si on veut développer, on pourrait parler de n'importe quel domaine, l'agriculture, une industrie adaptée à la Corse, l'énergie, on pourrait parler de tout ce qu'on veut. Je vais prendre l'exemple le plus simple, l'agriculture. Si on veut développer une agriculture d'autosuffisance, il va falloir dans les 30 ans. Et il y a une seule façon de le faire, c'est de la découper en tranches, la planifier en tranches, en y mettant les moyens logistiques, les moyens financiers, les moyens techniques, avec des méthodes d'évaluation, des méthodes de correction, etc., etc. Ça va prendre 10, 20, 30 ans. Si on ne se met pas dans une optique de développement économique planifié dans plusieurs domaines, on va continuer à fonctionner comme on fonctionne, avec un endettement qui va augmenter, avec des dépenses qui vont augmenter considérablement, avec des gens qui vont arriver de plus en plus. Je remarque que le PADUC n'est toujours pas révisé, qui est théoriquement un plan de développement, pas qu'un plan foncier. Enfin bref, donc où on se met dans une... Je ne parle pas pour moi, je ne le verrai pas, hein, où on se met dans une optique de développement à long terme réel dans un certain nombre de domaines où on va continuer comme ça. Et je pense que, pour terminer, j'ai été un peu plus long que d'habitude, hein, et je pense que, pour terminer, que se mettre dans une optique, l'officialiser, la rendre stratégique, ce serait un argument très pertinent pour les demandes de changement institutionnel et pour l'autonomie. Ça renforcerait nos demandes. Je vous remercie. Merci, Paul. Jean-Martin et Christelle, ou Christelle, je ne sais pas. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, la lecture de ce rapport n'a pas surpris notre groupe. Nous vous avons plusieurs fois interpellé sur vos errances et vos mauvais choix et sur cette trajectoire financière et budgétaire qui est présentant, je cite le rapport, des signes de détérioration préoccupants. Alors d'autres de mes collègues avant moi et je suppose après le diront, nous sommes au bord de la faillite. Notre région est la plus endettée de France. C'est un classement dont nous nous passerons volontiers. Vous restez malheureusement dans le déni et vous persistez à affirmer que la collectivité de Corse est bien gérée. Notre dette est abyssale et alarmante. Elle dépasse le milliard. Mais pour quelle réalisation ? Vous n'avez cessé de faire des embauches, les mêmes que vous reprochiez au clan d'hier. Pardon, c'est vrai, votre collègue dit que vous recrutez, vous n'embauchez pas. Question de sémantique, ou pas. Monsieur le Président, dans 6 mois, cela fera 10 ans que vous êtes élu. Une décennie de gestion nationaliste, une décennie de gestion tout court. Entre croyance, espoir et courtisanerie, il y a la réalité et aujourd'hui, ce rapport marque une réalité particulièrement inquiétante. Alors j'évoquais la semaine dernière sur les ondes d'RCFM Waterloo, parce que c'est vrai que à la lecture du rapport, c'est un peu le sentiment que l'on a. Mais Napoléon avait effectivement perdu Waterloo, mais gagné combien d'autres batailles? Réalisé combien de projets qui régissent 200 ans après notre quotidien? Bien que cette comparaison soit hasardeuse, de votre côté, nous faisons face à 10 ans de non-choix, de fuite en avant, de procrastination.
Et toujours, vous vous basez sur les erreurs du passé ou un État français défaillant. Alors, Monsieur le Président, en 10 ans, vous auriez pu construire votre projet de Porto Novo de Bastia, combler le retard des infrastructures routières du pays ajaccien, amener le train à Follet, comme vous l'aviez annoncé en 2017, créer la compagnie maritime régionale que vous aviez bruyamment fêtée à l'époque, présenter un plan d'investissement notamment routier, réaliser la déviation d'Olmet. Aujourd'hui, on attend toujours que 2 saisonniers en talkie-walkie et en pleine chaleur nous autorisent à traverser le village. Vous auriez pu réviser le PADIC, révéler quelle économie vous voulez pour la Corse et mettre en place des outils adaptés, construire des lycées à Borg ou à Portici, par exemple, augmenter le nombre de locuteurs corses. Alors je vais m'arrêter là car je n'aurai pas la cruauté, même si mes propos semblent vous faire sourire, mais je n'aurai pas la cruauté de continuer à développer une liste que les Corses connaissent malheureusement que trop bien, leur quotidien n'étant pas meilleur depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation financière désastreuse et vous nous vendez toujours du rêve, porté par une autonomie comme un miracle ultime. Quel gâchis après tant d'espérance. Les rapports de la Chambre régionale des comptes se suivent et se ressemblent. Malheureusement, la Corse coule, la Corse brûle, mais vous gardez le cap de la désespérance. Jusqu'où, jusqu'à quand les Corses vont-ils subir? Je vous remercie. Donc c'est à Jean Martin, je crois, maintenant, qui prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous examinons un rapport dont le ton n'est jamais très bienveillant à l'égard de ceux qui sont inspectés. C'est parfois d'ailleurs vécu comme quelque chose d'inquisiteur. Et à la fin, un ton qui n'est jamais à la hauteur de ceux qui ont été inspectés. Bon. Moi, je veux bien qu'on soit dans l'opposition et qu'au motif qu'on est dans l'opposition, tout ce qu'on raconterait ne serait vu qu'au prisme d'une opposition dite systématique ou en tout cas visant à ne voir que ce qui ne va pas. Moi, je veux bien entendre. Ce qui n'est plus désirable d'entendre, c'est qu'on nous rappelle à l'honnêteté intellectuelle. Bon. On va essayer de trouver un champ médian. On va essayer, si vous le voulez bien, de considérer que, en l'occurrence, ce dont on parle, c'est de votre gestion, mais que ça passe par une tierce personne, une tierce institution, qui est la Chambre régionale des comptes. Et on va voir ce qu'elle dit. Il se trouve, Monsieur le Président, que ce rapport, il est tombé en plein bac philo. Et le sujet du bac philo, ce jour-là, c'était, je cite, « La vérité est-elle toujours convaincante ?» Alors la contraposée serait de savoir, est-ce qu'être convaincant, ce que vous êtes souvent, conduit à la vérité? Alors vous distillez certaines vérités, ce sont les vôtres. Souffrez avec la même honnêteté intellectuelle dont vous prévalez, que nous puissions aussi, au titre de l'opposition, distiller des vérités sous le champ de la même honnêteté intellectuelle. On y va. Ce n'est pas l'opposition qui parle, Chambre régionale des comptes. Je ne suis même pas dans le cœur du rapport. Je suis dans l'index, les titres. On n'est pas dans le cœur nucléaire, on est dans les titres. C'est pas donc nous qui l'avons écrit. On n'a rien dicté à la Chambre régionale des comptes. Un pilotage insuffisant des investissements, des dépenses de personnel élevées, et des outils de pilotage en voie de construction, une dette d'1 milliard d'euros dont la soutenabilité future dépendra de la capacité de la collectivité à dégager un autofinancement suffisant, etc., etc. Ce n'est pas l'opposition qui le dit, ça. Ce n'est pas l'opposition qui convoque la presse
pour raconter des cracks et déplaire manifestement fortement au président de l'exécutif. On est sur un sujet majeur. On ne le dit pas parce que c'est notre ADN. On dit depuis 10 ans qu'on est dans cette histoire sur le château d'eau duquel découlent toutes les politiques publiques. Et c'est pour ça que si nous avions dû organiser cette session, on aurait mis ce sujet hier parce qu'il est fondamental. Ça ne fait pas des autres sujets comme la langue corse, où j'ai entendu les interprétations que nous avons faites de nos propos, ça ne fait pas des autres sujets, des sous-sujets. Toutes les politiques publiques, y compris celles qui font partie de votre ADN, dépendent de ce sujet. Or, ce sujet, que vous le vouliez ou pas, est relégué dans votre façon d'aborder les choses, d'aborder les débats, en second rideau. Et j'en veux pour preuve le manque de bénéfices que nous avons tiré des mois de discussion à un certain niveau de l'État. Des mois de discussion à un certain niveau de l'État où ces sujets n'ont jamais été posés que superficiellement, entre nous, et lorsque nous discutions à Beauvau, n'ont été traités que partiellement. Et Beauvau a sa part de responsabilité, puisque lorsqu'on a demandé des chiffres, on ne les a pas eus. Mais ce sujet-là n'a pas été abordé au niveau des enjeux qu'il représente. Et je veux que les Corses, nous souhaitons que les Corses comprennent que, quelle que soit l'issue des démarches institutionnelles, si nous n'avons pas les moyens d'assumer un peu d'autonomie, beaucoup d'autonomie ou même une indépendance, tout ça ne sera qu'une illusion. Et c'est ce qu'on a voulu dire, y compris hier. Ce rapport fait l'objet de 5 rappels à la loi et de quelques observations. Êtes-vous un escroc, Monsieur le Président? La réponse est non. Êtes-vous un gestionnaire comme nous l'entendrions? La réponse est non. Et quand on dit clairement que ce que nous considérons, depuis les bancs où nous trouvons, qu'être un bon gestionnaire, c'est d'abord faire l'état des ressources et organiser des dépenses ensuite, c'est une façon d'appréhender la fonction que vous occupez, y compris, et je vais répondre à aux réponses que vous-même vous avez données à la fois dans la presse et que vous avez encore distillées aujourd'hui, on va parler de la dette. Nous, on ne va pas rentrer dans la construction de la dette. On va rentrer dans cette approche parce que qui est l'exercice ordinaire d'un mandat public. Et on l'a déjà dit, l'exercice ordinaire d'un mandat public, c'est bien de succéder à quelqu'un qui vous succédera. J'avais pris cette formule un peu grossière. Quand la pâte dentifrice est sortie du tube, elle ne rentre plus, quels que soient les errements du passé ou ce que vous avez pointé comme les errements du passé. Ils existent. Vous pouvez les critiquer à l'envi, expliquer aux Corses, si vous le voulez, que c'est pour cette raison que vous êtes dans cette situation, mais la responsabilité, celle qu'on appelle de nos voeux, c'est d'en faire état lorsqu'on arrive aux affaires. Et si je transpose ça dans le temps, vous aurez bien un jour, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, des successeurs. Ils devront bien composer avec l'actif que vous laisserez, avec ce qu'ils considéreront comme un passif. Ils appelleront ça un trou, ils appelleront ça une mauvaise gestion, ils appelleront ça par tous les vocables possibles et imaginables. Ça s'appelle l'héritage. Et donc, quand on arrive, on prend aussi l'héritage. Et après, on compose. C'est ça qui vous est reproché lorsqu'on vous qualifie de gestionnaire non à la hauteur des enjeux. Vous avez des dépenses incompressibles. Deuxième sujet, et c'est tout, comme tous les exécutifs. Un maire, quand il arrive et qu'il prend une situation, mais il regarde les comptes et puis après il se dit « j'ai des dépenses incompressibles ». Et oui, des dépenses incompressibles, elles étaient prévisibles. Et quand on vous dit que les départements, c'est vous qui en gros les avez voulus, pour des raisons, y compris, j'assume ce que je dis, électoral, ça vous permettait aussi de sortir d'un système que vous considériez à bon droit ou pas comme un système clanique, mais qui n'était pas sans poser de façon prévisible
un problème de gestion. Vous n'avez pas découvert en 2018, au moment de la gestion, de la fusion, pardon, que la compétence principale des départements était le social, que la démographie était ce qu'elle est, que nous gagnions à l'époque 4 000, 5 000 personnes par an, des actifs, des retraités, etc., que l'autonomie et toutes les dépenses d'ordre social allaient donc croître avec cette démographie, et que l'État se désengageait petit à petit. Être responsable, c'est aussi anticiper un peu sur l'avenir. Les départements de France dont vous parlez, ils n'ont pas découvert ça hier matin. Hein. Mais vous l'avez voulu, cette fusion. Vous l'avez voulu en l'état, sans totalement méconnaître la trajectoire. Troisième approche. Lorsque vous arrivez, et on vous a suivi là-dessus, me semble-t-il, on ne s'est pas désolidarisé de la difficulté, puisqu'elle était déjà pointée. Allez, passons sur 2015-2017, on fusionne. Il y a une étude, Kopfler, que sais-je encore, la trajectoire, elle est donnée. Et vous dites, à bon droit aussi, je cite, nous assumons, alors il y a un fossé entre les moyens de la collectivité et les besoins de la Corse. Puis un effet ciseau, à un moment donné, il y a moins de recettes que vous ne l'imaginiez, et plus de compétences, des engagements de l'État, etc., etc., etc. Mais dans ces cas-là, il faut avoir l'ambition à la mesure des moyens. Or, ce qui vous est reproché, c'est que vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, sans se poser la question des moyens, autrement que la porte de sortie que vous imaginez, et j'y reviendrai en conclusion, sur une fiscalité issue du processus d'autonomie. Quand la Chambre régionale des comptes reprend, non pas mot pour mot, mais en gros les grandes orientations sur lesquelles vous vous sentez critiqué de façon excessive, c'est quand même des choses qui sont pointées depuis un certain temps. La trajectoire préoccupante, les dépenses de personnel. Monsieur le Président, vous dites, vous assumez, c'est très bien. On fait un calcul rapide. En gros, nos agents, et c'est bien pour eux, ont 600 € de plus par mois que les autres. Si on multiplie par 4 500 ou 5 000, on a à 32-35 millions. Si on charge, ça fait 70 millions d'euros par an. C'est de ça dont on parle. Là, on n'est pas en train d'essayer de nourrir des petits ruisseaux pour faire de grands fleuves. On attaque par le plus dur. On est satisfait pour les agents. Mais la question qu'on se pose, nous, en avons-nous les moyens? Au moment où vous avez pris ces initiatives, on n'est pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire, hein? Soyons clairs. Au moment où vous avez pris cette décision, là, ce n'est pas une petite décision. On fait mon Kamurayet et du Gampuzan, hein? On est sur des sujets lourds dont les décisions s'inscrivent sur le long terme. Parce que ça constitue ce que vous appelez un droit, et un droit durable. Donc le régime indemnitaire, qu'on estime à 60-70 millions d'euros par an, c'est-à-dire sur 2 mandatures, ça fait 700 millions d'euros. Est-ce qu'on en avait les moyens? C'est ça la question qui est posée. Quand on parle quand le rapport parle de ce qu'on évoque ensemble depuis un certain temps, il faut diversifier les recettes. Quelles sont, et je reviens à ce qu'on n'a pas évoqué durant tout le processus, quels sont les travaux que vous avez entrepris depuis cette maison pour diversifier et accroître les recettes? Et j'en viens à ma conclusion, parce qu'il faut bien y arriver. Vous nous dites, et vous nous renvoyez au processus d'autonomie, dont on ne connaît pas l'issue, très bien. Je dis que d'ici, que vous le vouliez ou pas, et de l'extérieur, que vous le vouliez ou pas, on ne sent pas une énergie, une dynamique, une implication, et je prends encore à dessein la langue corse pour qu'on se comprenne bien. Moi, j'aurais bien aimé être convoqué
non pas ce matin, on a été convoqué pour la commission ad hoc sur l'encore. C'est très bien, j'y ai participé et j'y participerai, il n'y a aucun souci. Moi, j'aurais bien été heureux, comme d'autres, d'être convoqué hier matin pour une commission ad hoc sur ce sujet. Je ne parle pas des commissions alibi que vous faites un mercredi matin où les gens peuvent se déplacer ou pas. Je ne parle pas de la commission des finances. Donc, quand vous créez une commission ad hoc, c'est que vous considérez, vous l'avez dit ce matin, Madame la Présidente, à bon droit, à juste titre, que le sujet est important, et vous avez cité durable parce qu'il faudra que cette commission survive dans le temps aux 3 mois qui s'inscrivent dans l'urgence. Moi, j'aurais bien aimé que ce sujet-là, dont on considère, nous, qu'il est prioritaire et fondamental, on puisse mettre autant de moyens, autant d'énergie, autant d'implications. Ce n'est pas le cas. On est bien obligé de le constater ensemble. Et ce n'est pas une critique parce qu'on est dans l'opposition. C'est parce que nous avons ici la diversité des opinions et que vous avez érigé en priorité d'autres sujets, notamment l'avancée institutionnelle. Est-ce que cette avancée institutionnelle va nous permettre, et c'est de ça dont on pourrait parler dans cette commission, de dégager des horizons? Mais encore une fois, on vous demande depuis des mois de nous donner des simulations avec les chiffres qu'on a, avec les chiffres qu'on n'a pas pour le moment. Nous faisons la démonstration que si on allait vers plus de fiscalité et non des points de TVA, on serait plus à l'aise qu'on ne l'est aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on irait ensemble. On irait ensemble, parce que nous, on veut accroître cette dimension-là, parce qu'il va bien falloir trouver une solution, pas seulement pour vous, pas pour vous sauver la peau, ou pas pour vous faire plaisir, mais parce que là, au stade où on se trouve, que vous nous trouviez catastrophiste ou pas, on sent bien à un moment donné que vous appelez ça un mur ou que vous appelez ça une difficulté insurmontable, on sent bien qu'on doit aller vers une fin de cycle et redémarrer sur un nouveau cycle. Et je ne crois pas que l'État va injecter cash 2 milliards d'euros dans la maison pour dire on repart à zéro. Je ne le crois pas. Donc on doit inventer un nouveau modèle. Je ne vois pas poindre l'implication qui est la vôtre pour aller vers ce nouveau modèle. Je passe sur les contrats d'objectifs avec les offices et l'agence, parce qu'on parle toujours dans la maison mère. Mais bon, ce que pointe la Chambre régionale des comptes, c'est quand même un sujet duquel nous parlons depuis des années. Je dis toujours, les agences et offices, elles existent, très bien. Si le modèle était bon, il se reproduirait. Et dans toutes les régions, il y aurait des agences et offices. Il n'y en a pas, peut-être pas un hasard. Il faut s'interroger. La tutelle fonctionne-t-elle comme elle doit fonctionner? C'est un sujet que pointe la Chambre régionale des comptes, qu'on a pointé, mais qu'il faut peut-être, de façon sereine, peut-être dépassionnée, dans le cadre de travaux plus sérieux et à la fois plus investis sur le sujet, nous permettent d'avoir une vision claire. Nous, ce qu'on dit quand on parle aux Corses, c'est que, sans catastrophisme, puisque vous pensez que nous sommes dans l'excès, mais si c'était un ménage dans cette situation, il serait fiché Banque de France. Si c'était en entreprise, liquidation, redressement, faillite. Si c'était un club de foot, il serait relégué. La DNCG, le gendarme financier, s'il y avait un gendarme financier, on serait relégué. Oui. Mais on peut se cacher la vérité. Et je plains y compris ceux qui vont me succéder dans la majorité pour essayer de démontrer le contraire. Mais Louis va y arriver, j'en suis sûr. Bien. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on sorte maintenant des grandes formules, qu'on sorte des illusions que vous distillez dans l'opinion. On aimerait que vous réussissiez, y compris sur votre ADN, que vous puissiez arriver, pour vous, parce que, je conclue là-dessus, on a l'impression que vous êtes dans une maladie auto-immune, là. Hein. Vous détruisez de l'intérieur, y compris pour vos ambitions d'autonomie. Je peux me faire le relais de ce que disent certaines personnes qui croient en l'autonomie. Oh oui, oui. Si l'autonomie va être gérée comme ça, il faut que vous l'entendiez. Vous pouvez croire à dessein que c'est nous qui alimentions ces sujets. Je dis que de ce point de vue-là, on est presque dans la maladie auto-immune, c'est-à-dire de l'intérieur. Ça se pourrit, votre histoire. De l'intérieur. Donc, on vous souhaite de réussir sur tous les sujets, y compris en faisant peuple, mais je conclurai que pour le moment, a popolo vato bisogna pagare.
Louis Pozzodi Borgo. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, visiblement, il y a du travail pour infléchir les visions que je viens d'entendre, si tant est qu'on puisse le faire. Tout d'abord, je vais essayer d'avoir une intervention très structurée et très claire. On parle ici d'un rapport de la Chambre régionale des comptes, même s'il y a un lien évident avec nos exercices budgétaires, hein, les budgets, les débats d'orientation budgétaire, on est bien sur une photographie et un document qui pose une photographie. Ensuite, cette photographie, ça dépend comment on la regarde et comment on l'interprète. Moi, j'y vois trois manières. La première, c'est une déclinaison technique, financière et comptable, hein, qui est portée par des magistrats, je vous le rappelle. Donc, il y a ceux qui se rangeront derrière cette vision-là, très froide, qu'on peut défendre et qu'on peut respecter. Il y a ceux aussi qui vont tenter d'analyser le document en tenant compte quand même des choix qui ont été faits et surtout des besoins du territoire. Quand je dis du territoire, c'est le nôtre, mais ce qui est valable ici est valable dans n'importe quel département ou région de France. Ça, c'est la seconde vision ou la seconde lecture qu'on peut en avoir. De ce document, eh bien, la nôtre, celle qui me paraît la plus juste et la plus honnête, eh bien, c'est d'analyser ce document en tenant compte des difficultés qu'il démontre, des problématiques qu'il met en avant, mais aussi faire le pendant avec les besoins du territoire et des populations. Moi, j'ai envie de vous dire, tout est dit dans l'introduction du document. Tout est dit dans l'introduction du document. Sans en refaire une lecture, chacun en a pris connaissance. Quelques faits. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le président exécutif, ce sont les magistrats de la Cour des comptes. Ben, lorsqu'ils font la photographie de notre territoire, que disent-ils ? Territoire français qui a la plus forte croissance démographique. 44% de la population se situe sur les deux grandes intercommunalités, CAPA et CAB. Le plus fort indice de vieillissement du territoire métropolitain. En 2035, 135 000 personnes auront plus de 60 ans, avec toutes les contraintes que cela va entraîner. Le plus fort taux de pauvreté de la France métropolitaine. Deuxième en termes de disparité entre les plus riches et les plus pauvres. 1/5 des personnes de plus de 75 ans sont sous le seuil de pauvreté, contre 1/10 en France métropolitaine. 12% des travailleurs sont des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent, qui sont sous le seuil de pauvreté. Et enfin, nous sommes la première région de France pour les allocations personnalisées d'autonomie, autrement dit APA. Lorsqu'on part avec un tel constat, ce n'est pas le constat des 10 ans. Alors, si vous voyez dans ce document, et vu l'approche qui en a été faite, je dirais la photographie du bilan de 10 ans de mandature, vu ce que j'ai entendu, moi j'y vois quand même, de par vos propos, la délectation de 10 ans d'opposition. Pour autant, vous l'avez dit Jean-Martin, il y a l'héritage, on va en parler, pas sous l'angle de l'héritage comme excuse, de l'angle de ce qu'était la Corse, ce qu'elle est, et l'accélération de la détérioration de notre société. Une fois qu'on a compris cette introduction et que le problème est posé par la Chambre régionale des comptes, effectivement, on peut avoir cette approche où tout va mal, rien n'est fait, tous les indicateurs sont dans le rouge. Sauf que, pour avoir été moi-même audité à 4 reprises par la Chambre régionale des comptes, 3 fois sur la CAB, en 5 ans, ça reste un record, et une fois à Foriani, j'ai envie de vous dire, derrière ces documents, je vais prendre un exemple très simple, très simple, il y a la réalité du territoire. Sur Foriani, pourquoi je prends Foriani? Parce que j'en parle librement, et c'est en lien direct avec la CDC, eh bien, nous avions eu un reproche très fort de la Chambre régionale des comptes, c'est d'avoir une politique sur l'enfance, la petite enfance, fortement déficitaire. Nous perdions 730 000 € par an sur la politique de l'enfance et de la petite enfance. C'est vrai, c'est un choix. C'est un choix que l'on assume. C'est une politique publique. Eh bien ici, dans ce que vous analysez, il y a les choix qui sont les nôtres et que nous assumons. J'y reviendrai. Mais là-dessus, gardez bien en tête tout de même que derrière ce document qui est rédigé et analysé par des magistrats, il y a une réalité. Vous n'en avez pas parlé, ou tout du moins je ne l'ai pas entendu. Entre ce que vous pouvez dire, ce que je peux dire, ce qui est écrit dans ce document manque quand même un paramètre important, voire très important et crucial. C'est les besoins du territoire dus aux spécificités. Là encore, Jean-Martin, vous lisiez les titres. Derrière les titres, il y avait quand même, je dirais, quelques lignes à lire aussi. On nous dit aussi, très clairement,
qu'aujourd'hui, la Corse et le bilan de cette mandature eh bien, est le fruit de choix, mais il est aussi et surtout le fruit de contraintes. C'est indiqué très clairement dans le document. Donc là-dessus, je pense qu'il serait bon peut-être d'y revenir. Sur les recettes, parce qu'on a parlé rapidement, nous avons eu, et vous avez parlé, Jean-Michel, tout à l'heure, de l'aspect budgétaire. Ce document vient aussi corroborer ce que nous disons depuis des années maintenant, que le niveau de rétribution d'une part de TVA est largement inférieur à ce qui se fait sur la moyenne des départements et des régions. C'est quelque chose qui nous a beaucoup opposé. Je vous rappelle aussi là-dessus, eh bien, aujourd'hui en Corse, l'information retraitée, nous percevons 48% de nos recettes fiscales dues à la TVA, quand c'est 67% sur les régions, la moyenne des régions et des départements. Donc là aussi, vous nous avez dit pendant des mois et des années que ce n'était pas le cas. C'est les magistrats qui l'écrivent. Je tenais à vous le dire tout de même. Sur les dépenses, puisque c'est bien de ça dont on parle, les dépenses. Quand vous prenez les participations et les contributions, parce que derrière la bonne gestion, la mauvaise gestion du président de l'exécutif et de sa majorité, il y a quand même des réalités. Participation et contribution, 402 millions d'euros en 2023, plus 21,6%. Là-dessus, on a parlé des assises des transports. Vous avez environ 60% de tout ça qui sont dédiés au transport. DSP Transport, nous sommes une île. Alors après, DSP ou pas DSP, ce sont des visions. Je ne rentrerai pas sur le sujet, mais nous défendons cette vision-là d'une Corse parfaitement desservie avec une maîtrise des transports. Il y a aussi une référence qui est faite au chemin de fer, plus 27 millions par rapport à 2023. Et là, on peut aussi revenir un petit peu en arrière. Les chemins de fer, plus 27 millions cette année, 12 motrices, 10 qui fonctionnent, 2 en maintenance permanente. Alors oui, nous assumons, mais les choix de ces motrices-là, elles ne nous incombent pas. Mais pour autant, le choix du passé, eh bien, il perdure et devient de plus en plus coûteux dans le temps actuel. Et quand on se projette, c'est encore pire. Là encore, c'est sans doute le président exécutif qui avait fait ce choix-là, ce choix douloureux d'avoir des motrices qui ne pouvaient même pas emprunter les tunnels existants depuis les années sans doute napoléoniennes. Là-dessus, je vais poursuivre un petit peu. On a parlé des dépenses et notamment de la non-maîtrise, où on nous dit non-maîtrise des dépenses sur le 012, sur les ressources humaines. Si on rentre dans le rapport, et quand on le lit, parce que ce rapport, il ne suffit pas de lire les titres et les intertitres ou les sous-titres. Quand on parle bien de ces charges-là, on se rend compte aussi que ce qui nous est dit, c'est que l'effectif est resté constant. Il y a eu un besoin de contractuels entre 2020 et 2021, 2019 et 2020 plus exactement, post-fusion et année Covid, où nous avons dû recruter beaucoup de contractuels, mais que sinon les effectifs sont constants. Et que, ce qui est marqué noir sur blanc aussi, c'est que l'augmentation du 012 sur la collectivité de Corse entre 2019 et 2024, pour être puriste, elle est due à des choix de la collectivité en 2021 et 2022, et ensuite elle est due à des facteurs exogènes, notamment le dégel du point d'indice, et tout ce qui a été décidé par le gouvernement à ce moment-là. Donc là encore, nous subissons. Mais ça, on n'a jamais dit le contraire. À chaque débat d'orientation budgétaire, à chaque présentation de budget, nous avons été là-dessus. Nous avons aussi, et c'est là que votre démarche me dérange quelque peu. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui m'a dit les beaux mots ou qui a le vocabulaire chevillé au corps. Par contre, j'ai les pieds sur terre, bien ancrés sur mon territoire et dans mon pays. Pour ceux qui ne voient pas la différence entre recrutement et embauche, le recrutement, en général, il vient pouvoir un besoin exprimé par une administration, par des directrices, des directeurs, des chefs de service. Et l'embauche, la place, l'embauche, je crois, Christelle, que vos amis l'ont parfaitement manié avant la fusion, avec 200 recrutements, sans fiche de poste, sans mouvement interne, sans rien. Ça, c'est l'embauche, et ça, nous, on ne fait pas. Ensuite, pour continuer sur le sujet, eh bien, je vais venir aussi sur les aides sociales. Est-ce que, Jean-Martin, le président aurait pu anticiper la dégringolade du pays, la France, avec l'impact qu'il y a eu en Corse?
Je vous rappelle, même si vous allez me parler encore du passé, 2020, un bien malin qui pouvait l'anticiper, et tout ce qui est arrivé ensuite. 2023 et 2024, la France, plus 17% de pauvres. C'est le pays d'Europe qui a vu son taux de pauvreté le plus augmenter. Si vous ne voyez pas de lien de cause à effet avec ce qui nous arrive, avec 5 000 arrivants par an, et bien pourtant, nous en voyons un très clair. Là-dessus, les dépenses d'aide sociale, elles ne cessent d'augmenter. Plus 21% en 4 ans, entre 2019 et 2023. Sans aucun concours de l'État mis en face. Sans aucun concours d'État mis en face. Ce que disait le président exécutif dans sa présentation, c'est que ce qui nous arrive ici, eh bien, ça arrive dans tous les départements. On voudrait nous faire passer pour des mauvais gestionnaires. Mais la situation financière aujourd'hui des départements et des régions, elle est catastrophique partout en France. Partout en France. Il n'y a pas une région, un département aujourd'hui qui tire son épingle du jeu. La pauvreté s'installe, l'État se désengage, et quand on me parle d'un ménage qui serait fiché à la Banque de France, d'un club qui serait rétrogradé, tout de même, la Chambre régionale des comptes, quand elle vient nous produire ce rapport, comment elle classe un État qui a 3 300 milliards de dettes? On le classe comment? On le déclasse, on le met en faillite, que fait-on? Quand d'un côté, on réduit les financements pour les intercommunalités, pour les départements, pour les régions, et que de l'autre, on emprunte tous azimuts et qu'on a une dette qui est exponentielle. Parce qu'aujourd'hui, nous payons la politique menée par les divers gouvernements. Je reviendrai sur le gouvernement Barnier. Je crois savoir que c'est un peu votre famille politique. C'est de là, en 2024, que les restrictions et la baisse des dotations est réellement partie. Autre exemple, à la CAB, puisque Jean-Michel est là. Nous avons, lors du dernier conseil communautaire, reçu une notification de l'État sur nos dotations. Moins 1 million d'euros. Moins 1 million d'euros sur les dotations d'État, notamment sur la TVA. Moins 1 million d'euros au mois de mai. Comment on y fait face? Vous pensez que c'est la mauvaise gestion? Non. C'est une réalité qui est sur le territoire national à laquelle nous devons faire face. Pour autant, une fois qu'on a posé le constat, et là je vous rejoins, comment on en sort? Parce que dire ce qui ne va pas, c'est un fait. Comment on en sort? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on n'agite pas, et que vous n'agitiez pas, le chiffon rouge de la dette, le milliard de dettes. Il est certain qu'aujourd'hui, dans la société corse, quand vous avez une grande majorité des Corses qui vivent sous le seuil de pauvreté, quand on agite des milliards, le chiffon rouge, et que depuis 2021, pour certains groupes, et 2015 pour d'autres, on nous dit que la collectivité de Corse est en faillite. Eh bien écoutez, pour l'instant, elle n'est pas en faillite. Là encore, c'est démontré sur ce rapport par la bonne tenue des ratios. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui vont se cacher derrière les ratios. Aujourd'hui, nous avons une épargne brute qui a plutôt bien résisté, voire très bien, beaucoup mieux, et c'est là aussi, c'est inscrit dans le rapport, il faudrait le lire, beaucoup mieux que dans les départements ou les régions de France. Nous avons une épargne brute qui a résisté. Donc là encore, c'est preuve de bonne gestion, ou tout du moins d'une gestion maîtrisée, dans un contexte qui n'était pas facile. Et pour revenir à la dette, c'est bien d'en parler. Je voudrais bien vous parler d'investissement aussi, quand on fait des moyennes, quand on compare. L'investissement en Corse, 876 € par habitant. L'investissement en France, 376 € par habitant. C'est la moyenne département-région. Nous sommes à plus du double. Donc cet emprunt aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient financer? Il vient financer aussi l'économie corse. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans les Hauts-de-France, nous ne sommes pas sur Paris, on n'est pas en Aquitaine ou en Gironde. Aujourd'hui, si ce n'est pas la puissance publique en Corse qui envoie de la commande publique, le tissu privé aujourd'hui, la commande privée, elle est quasi inexistante. Notre devoir, notre choix politique, celui que nous assumons, c'est de dire oui, nous dégradons les ratios, oui, la dette augmente, mais pas pour se faire plaisir, simplement pour maintenir à bout de bras l'économie corse. Simplement pour maintenir à bout de bras l'économie corse. Si la collectivité de Corse lâche sur l'investissement, c'est toute l'économie qui s'écroule. Et je vais sortir de la sphère privée. Ce qui n'est pas dit dans ce rapport, ce qui n'est pas dit, et ce n'est dit de nulle part, mais vous le savez, nous le savons. Au-delà de la collectivité de Corse, région, département, il y a quand même des acteurs qui sont absents. Les intercommunalités et les communes. Pourquoi vous n'avez pas parlé du bloc communal? Communal. 206 millions d'euros à destination du bloc communal en 5 ans. Il y a des maires qui peuvent se plaindre ici, des maires qui peuvent se plaindre de la politique menée par le président exécutif sur le territoire. 790 millions d'euros qui ont été sous forme de sub d'investissement, dont 206 millions vers le bloc communal. Ça, c'est une réalité.
Alors oui, nous avons emprunté. Parce que nous maintenons les territoires à bout de bras. Parce que nous maintenons les territoires à bout de bras. Et ce qui me dérange aussi, c'est cette différence d'approche entre ce qu'on peut entendre dans les communes, lorsqu'il y a besoin de la collectivité, sur le fonds école, sur le financement de stades, c'est autre chose. La collectivité est ultra présente, parce qu'aujourd'hui, nous avons un bloc communal qui est en souffrance. Et derrière, quand on arrive ici, on dirait que la politique menée par le président de l'exécutif est une politique suicidaire. Non, non, je vous l'ai déjà dit, dans une société aussi anxiogène, certes, une société où il y a des incendies, il y a la criminalité, aujourd'hui où on a du mal à voir la sortie, ou tout du moins un avenir un peu plus radieux. Je pense que notre rôle, ce n'est pas de faire des conférences de presse comme vous avez pu les faire, en agitant des chiffres, et je vous le dis, les yeux dans les yeux, des chiffres qui sont des chiffres basés sur la démagogie. Derrière ça, il y a une réalité. Aujourd'hui, la collectivité de Corse, elle investit. Aujourd'hui, la collectivité de Corse, elle est aux côtés des Corses. Aujourd'hui, la collectivité de Corse, elle joue son rôle pleinement. Alors oui, on n'est pas certain de l'avenir. Mais personne n'est certain de l'avenir. Hein. Nulle part en France, Aquitaine, Bouches-du-Rhône, ce que vous voulez, il n'y a pas un département, une région aujourd'hui qui peut savoir où elle va. Pas une. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a un État en faillite. Parce qu'on a un système, une structure qui ne nous permet plus d'exister aujourd'hui. Et les fossoyeurs de l'autonomie, qui voudraient faire un lien entre gestion de la collectivité de Corse et autonomie, les fossoyeurs d'autonomie. J'ai lu quelques articles ces derniers jours dans les journaux. Quand on me dit qu'on n'a jamais procédé à des évaluations de politique publique, la meilleure évaluation de la politique publique, elle est sur le terrain. Elle est dans le retour des gens. Bien entendu, il y a un microcosme qui va toujours dire que ça va mal. Sauf qu'aujourd'hui, heureusement que la collectivité de Corse est là. Heureusement pour les intercommunalités, heureusement pour les communes, et derrière ça, heureusement pour les Corses. Moi, je vous le dis, on a intérêt à faire front commun. Sans quoi, on va avoir du mal à y arriver. Alors moi, je ne vais pas revenir sur la structure de la dette. Il y a des chiffres, on se pose, hein. On sait ce qu'on a emprunté, on sait ce que ça a généré sur le terrain. Mais aujourd'hui, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, je ne pensais pas qu'il serait interprété avec autant de stratégie politique. Ça reste un document comptable, je l'ai dit, financier, qui doit être pris dans un cadre bien précis, celui d'une collectivité qui répond aux besoins d'un territoire, et en faire aujourd'hui une espèce de cheval de bataille pour des futures campagnes, qu'elles soient municipales ou territoriales à venir. En tout cas, très sincèrement, je crois que vous êtes des gestionnaires, vous l'avez été, et que l'approche que vous en avez faite, mauvaise gestion, le milliard de dettes, le 0,12 qui augmente, oui, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'on avait les moyens d'avoir un régime indemnitaire aussi favorable? Moi, je vous retourne la question. 200 embauches en 2017, c'est 10 millions d'euros par an, à 50 000 euros bruts par an, par agent. Ça fait 10 millions d'euros. En 8 ans, ça fait 80 millions d'euros. On peut se poser la question aussi. Voilà, c'est une vraie question. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que arrêtez de tirer à boulet rouge de cette manière-là. Moi, j'entends la critique. L'opposition est là pour ça, Jean-Martin, je la respecte pleinement. Vous le savez, je crois qu'on échange souvent. Mais là, il ne faut pas pervertir les chiffres, il ne faut pas transformer les vérités. Et moi, je pense que la vérité, elle est là pour éclairer les gens. Toutes les vérités sont bonnes à dire. En ce qui nous concerne, notre gestion, c'est une gestion de choix politique, c'est une gestion d'intérêt général. Et en tout cas, on l'assume et on la défendra jusqu'au bout. Donc, il y a Alex Vinciguer et après Paul-Félix Benedetti. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, je vais essayer de me livrer à un exercice compliqué. Je voudrais adoucir les réquisitions de l'opposition, les adoucir. On a besoin de davantage de partage dans cet hémicycle. Alors, pour adoucir ces réquisitions, je voudrais replacer ce rapport dans son contexte. C'est 2019-2023. On a eu des choses qui sont passées dans le monde, des crises sanitaires, des crises financières, l'inflation, la dérive d'un gouvernement progressive mais constante en France, la casse de la Corsica Ferry chez nous, mais aussi et surtout la fusion des 3 collectivités. Malgré toute cette tempête, que nous dit la Chambre? Elle nous dit que la collectivité a bien résisté. Et je crois, à l'instar de ce que disait Louis,
Je crois qu'il faut s'en féliciter. Que notre collectivité ait bien résisté alors que des départements sont sous tutelle, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne l'évolution des finances de la collectivité, rejoint totalement les alertes que nous avons pu faire depuis 2021. Que disons-nous depuis 2021? C'est qu'on est dans une situation financière qui s'est en repli, qui se dégrade, sous l'effet de ralentissement des produits et sous l'effet constant d'obligations, de charges de fonctionnement qui souvent ne nous incombent pas. Alors, ce constat de la Chambre, qui estime que nous sommes pénalisés par la composition de nos recettes, bien sûr que nous le partageons. Et plus particulièrement sur la TVA, notamment sur les recettes de fonctionnement, où, que nous disent les rapports de la région de France, c'est que la fraction de TVA allouée aux régions représente 54% de leurs recettes. Elle a enregistré une croissance de 2,76% en 2024. Ça nous ferait, si on appliquait ça à la Corse, 34 millions de ressources en plus. J'ai déjà évoqué dans cet hémicycle notre fiscalité de réserve d'Indiens, qui, si nous nous comportions en cow-boy, voudrait que les Corses fument toujours plus pour que la fiscalité des tabacs augmente, que les Corses vendent encore plus leurs propriétés pour que les DMT augmentent et que les Corses brûlent encore plus de gasoil pour que la taxe sur la TICPE augmente. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles croissent partout en France d'une moyenne de 2% par an, soit au rythme de l'inflation. Ces recettes de fonctionnement, elles ne croissent chez nous que de 1,2%. Décidément, la Corse, ce n'est pas la France. Rien que l'application de ce différentiel de 0,08% représenterait 12 millions par an, soit 72 millions sur la période examinée par la Chambre, soit une année en moins de capacité de désendettement. Pas de dynamisme fiscal, mais aussi pas de croissance des dotations de l'État, on l'oublie souvent. Cette année encore, la dotation régresse. Or, la Corse est la région de France qui a le plus fort pourcentage de croissance démographique et donc le taux le plus élevé de besoins nouveaux. S'agissant de nos dépenses de fonctionnement, elles ont augmenté, comme dans toutes les régions. On peut d'ailleurs noter une meilleure maîtrise des charges à la collectivité de Corse, 3,7%, alors qu'ailleurs, dans les autres régions et départements, on affichait 4,8% en moyenne nationale. Louis l'a rappelé, comme sur l'ensemble des départements, nous sommes confrontés à une augmentation très importante des dépenses sociales sur lesquelles nous avons peu de prise. Dans le secteur du social, les charges réelles de fonctionnement ont augmenté à un rythme supérieur à l'inflation. Il est d'ailleurs dommage, à cet égard, que la Chambre ne se soit pas inspirée des conclusions du rapport public annuel de la Cour des comptes 2023 sur les 40 ans de décentralisation. Ce rapport conclut à l'insoutenabilité du modèle de financement des allocations individuelles de solidarité et appelle à réformer celui-ci. Aussi, comme dans toutes les régions et dans presque tous les départements, les dépenses de fonctionnement, sous l'effet de l'inflation, progressent plus rapidement que leurs recettes, qui ont connu un fort ralentissement et qui entraînent partout, on a une dégradation de l'épargne brute, une épargne nette qui se dégrade et donc un plus grand recours à l'emprunt. À ce sujet, je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que notre taux d'épargne brute se situe à 12,5%. La limite de ce taux est de 15% pour les régions métropolitaines. La capacité de désendettement est inférieure au taux de vigilance, et de façon importante puisqu'il y a 2,5 points. J'insisterai sur le taux de désendettement qui est le ratio de la dette par rapport à la richesse de la collectivité. Notre dette représente 93% de notre richesse, de nos actifs. Dans les régions métropolitaines,
la moyenne de la dette représente 115% de leur richesse. Donc, nous ne sommes pas en faillite, et nous sommes mieux armés que les autres régions pour affronter le poids croissant et inéluctable de la dette. Alors, pris entre le marteau et l'enclume, qu'avons-nous fait en priorité? Nous avons augmenté notre niveau d'investissement, plus d'1,5 milliard en 5 ans, dont les effets ont été développés par mon ami Louis Pozzo di Borgo. Nous avons pensé et nous continuons de penser que ces investissements sont cruciaux, car c'est sur la collectivité que reposent les plus lourds investissements de Corse. Les routes, les lycées, l'eau, l'assainissement, la culture, la formation, et on peut continuer à égrener la liste. Donc, en conclusion, que nous dit la Chambre? Au-delà des très utiles recommandations techniques, post-fusion d'ailleurs. La Chambre nous dit qu'au sein de l'ensemble région et département, notre profil de risque est bien sûr préoccupant, mais que nous avons les capacités de pouvoir résister au poids de la dette. Alors, devons-nous améliorer notre gestion? Toujours, c'est la responsabilité des dirigeants publics. Devons-nous améliorer notre organisation, notamment envers les agences et offices? Évidemment. Devons-nous mieux calibrer nos soutiens et partager la dette? Sûrement. Un autre point par rapport à la dette, Madame Combette. Lorsqu'on compare les dettes, il faut comparer ce qui est comparable. Lorsqu'on dit que la Corse est la région de France la plus endettée, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on compare des régions et une collectivité territoriale. Si on fait par exemple l'exemple du poids pesant, de la dette pesant sur un Corse, vous avez dit à peu près 3 000 €, par rapport au poids de la dette pesant sur un Niçois, le Niçois il aura à supporter 1 000 €, 1 034 € d'endettement de la région, 1 136 € d'endettement du département. Jusque-là, tout va bien. Mais en plus, il y a une métropole. 1 371 €. Donc, en tout, c'est 3 500 €. 20% de plus à supporter pour un Niçois que pour un Corse. Alors, nous avons pris le parti de ne pas diminuer notre soutien aux plus démunis. Nous avons pris le parti de ne pas diminuer et même de mieux rémunérer nos salariés. Nous avons pris le parti de ne pas renoncer à investir dans une région dont je vous rappelle quand même que le PIB par habitant est le plus faible de France. Alors, dans les négociations en cours, je crois que ce rapport doit être vécu comme un argument supplémentaire à verser au dossier de la nécessaire autonomie de la Corse. Et donc, je remercie, messieurs les magistrats de la Chambre régionale des comptes, pour l'opportunité de ce rapport. Paul Félix. Il me reste combien que j'ajuste mes phrases? Présidente, il me reste combien de temps? C'était 10 minutes ou c'était doublé? 15 ou quoi? Minutes. Il vous reste 15 minutes. 5 minutes. Bon, je ferai 15. 15, oui, c'est bon, je n'ai pas besoin, Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Hein. Non. Moi, je vais commencer par une fausse réjouissance. On a la chance que les 5 années d'exercice soient 2019-2023, que ce ne soit pas 2020-2024, parce que ça aurait été un peu plus dégradé encore. Mais ça veut dire qu'on peut prédire à l'avance la situation des années à venir. Donc, ce document, c'est simplement que la réalité écrite, commentée, de tout ce qu'entre autres, Corinne Front a dit lors des exercices récurrents et annuels d'examen, soit des budgets, soit des comptes administratifs. On connaît la situation exacte. À la limite, la chose positive, c'est qu'il n'y a aucun grief lié à des erreurs de comptabilité,
des erreurs d'affectation, des manœuvres frauduleuses. Tout ceci, il n'y a rien. Donc on est dans de la réalité, d'un état de fait, d'une situation économique et politique. Par contre, je veux dire, on n'a pas pris la mesure assez tôt de la dérive et de la trajectoire financière qui était imposée tout autant par la conjoncture mondiale que par la conjoncture du rapport corso-français. La réalité des aides publiques qui étaient antérieurement allouées à la Corse a diminué de manière très conséquente. Les transferts de charges ont augmenté. La fusion des collectivités n'a pas été faite avec des transferts financiers qui auraient dû être évalués sur les besoins à venir et pas sur le besoin de l'instant T, entre autres pour l'aide sociale, parce qu'elle progresse, mais elle ne progresse pas assez. Si on remontait au quantum des régions françaises similaires, elle doublerait presque, parce qu'il est confirmé par tous les rapports, par tous les examens de situation, qu'à strate de population égale, la Corse a la moitié de bénéficiaires en moins que les autres régions, alors que c'est une région qui est 10 à 15% plus pauvre en termes de revenus nets moyens par foyer fiscaux. Donc, à la limite, je dirais, en ne voulant pas le dire, heureusement que ceux qui ont droit ne demandent pas tout. C'est ça notre réalité. Ensuite, sur la masse salariale, elle a augmenté naturellement. Moi, ce que je reproche, c'est les CDD. Le nombre d'emplois, il est le même. L'évolution, elle est liée à, je dirais, la gratitude d'un héritage de la libération de 1945 sur les stratégies de rémunération de la fonction publique. Bien sûr, de temps en temps, il y a des années de blocage, mais dans la globalité, l'évolution de la masse salariale de la fonction publique est supérieure à la réalité de l'augmentation de la masse salariale du secteur privé. Et qu'on se retrouve avec des augmentations qui sont très fortes. Là où c'est moins juste, c'est que la CTC n'a donné aucune lettre de cadrage à ses agences et offices. Il y a des augmentations de salaire qui sont bien plus imposantes en termes d'évolution annuelle que le corps même de la collectivité territoriale. C'est aussi lié au fait que ce sont des établissements sous statut de droit privé et que des reconstitutions de carrière ne sont pas les mêmes. Ça aussi, il faut l'apprécier. Moi, je ne fais pas ça pour rentrer en logique de défense. Moi, je reproche le manque d'anticipation. Cette logique de la recherche d'un financement par le recours à l'emprunt. Des emprunts qui, inexorablement, seront au minimum majorés de 20 millions d'euros chaque année. Et malheureusement, l'emprunt de 2025 ne sera pas l'emprunt de 2020, avec des taux d'intérêt à 0,5%. Et malheureusement, peut-être qu'en pensant faire des emprunts de bons pères de famille, indexés sur le livret A, eh bien, en fait, on a fait des emprunts qui font qu'en peu de temps, les intérêts ont été doublés. Parce que le taux du livret A a plus que doublé. Donc, globalement, on est dans une trajectoire qui nous amène dans le mur. Alors, la solution, ce n'est pas d'aller chercher les quelques millions d'euros des niches fiscales disponibles propres à la Corse. Ça nous amènerait quoi? 4-5 millions d'euros. Moi-même, j'ai voté contre l'augmentation de la majoration du droit de francisation des bateaux. Ça n'a amené d'ailleurs qu'1 million d'euros. Par contre, ça peut déstabiliser une économie du nautisme qui aujourd'hui encore est en déshérence. Donc tout ceci, on doit le répercuter. Il reste, c'est vrai, la niche fiscale d'augmentation de la part disponible de la taxe pollution sur les carburants. Je crois qu'on pourrait avoir 3 ou 4 millions d'euros de plus. Mais ce n'est pas à l'échelle du décalage. Le décalage, on doit le gérer à moyen terme avec une mise en synergie de moyens. La CDC doit pouvoir recentrer
et c'est pour ça que j'ai insisté hier sur l'organigramme, il y a encore beaucoup de doublons. On aurait dû, par la fusion, à une échéance de 5 ans après, pouvoir dégager de l'opérationnalité. Pas forcément en supprimant des personnels, mais en réaffectant dans des secteurs stratégiques, productifs, qui éviteraient peut-être d'augmenter le fonctionnement par la recherche, je dirais, de sous-traitance externe. Le chiffre qui a le plus augmenté, c'est les missions d'études. Moi, j'ai dit en conseil d'administration l'autre jour de l'Office d'équipement hydraulique, je m'insurge contre le recours à des prestataires externes. On doit garder, surtout dans les endroits où on l'a toujours eu, une opérationnalité technique à 100%. Sinon, on va tout perdre. On va devenir des simples boîtes aux lettres qui passeront des commandes et qui n'auront même plus la technicité pour contrôler que la commande est conforme à nos besoins et à nos attentes. Donc tout ceci pour dire qu'on est dans une trajectoire qui est difficile. Après, ce qu'il y a de positif aussi dans le fait que la période étudiée a été 2019-2023, c'est que la prochaine étude, elle sera communiquée à la future majorité. Donc, ça sera dans un autre temps. Mais elle sera déjà prévisible. Et je pense que, quelle que soit cette majorité, ne pourront pas aujourd'hui récriminer le passé. C'est la cohérence d'une constance. C'est pour ça que les moyens financiers, la Corse en a beaucoup, mais on ne les lui donne pas. Si on avait la possibilité d'actionner des leviers fiscaux propres, réels, une niche fiscale à 50 ou 60 millions d'euros qui, commodo, incommodo, avantagerait le plus grand nombre et ne pénaliserait que la fraction, je dirais, disponible du financement, ben, on pourrait le faire. Des TVA différenciés, des impôts locaux différenciés, tout un tas de taxes qui peuvent être modulées intelligemment pour générer du profit sans générer de troubles. Il y a une spécificité corse, on a quelque chose. Ensuite, lorsqu'il y a eu les décentralisations, à aucun moment on a intégré la réalité démographique de la Corse. Mais pas que la démographie abusive de la colonisation de peuplement, qui nous a fait passer de 250 000 habitants il y a 20 ans à 350 000. Mais simplement, la démographie reconstituée aussi. Le nombre de personnes qui vivent en Corse réellement reconstituées à l'année, ce n'est pas 350 000, c'est plus de 500 000. Or, toutes les dotations qui nous ont été transférées dans les transferts de compétences, elles ont été basées sur les populations INSEE permanentes. Ça fausse tout. Parce que cette charge-là, cette charge d'investissement structurante, cette charge d'accueil en continuité territoriale, tout ce qu'on veut, elle est cadossée qu'à ceux qui sont là à l'année. Et c'est la double peine. Donc, moi, je suis intimement convaincu qu'on a les moyens de trouver un modèle économique qui soit stable, qui soit répétable par programmes quinquennaux successifs, mais il faut qu'on en ait les moyens. Après, ça ne veut pas dire que la majorité nationaliste de ces 10 ans, elle avait de tout. Elle a commis l'erreur fondamentale, c'est de faire uniquement de la gestion routinière. Il n'y a eu à aucun moment une volonté de gestion politique qui transgresserait les règles. Et même, il y a eu une petite transgression. Mais dans le rapport, elle est citée. Et c'est là où je dis que c'est quand même des rapports politiques. Et il n'y a pas la place pour faire un rapport politique quand on est un rapport d'une Chambre régionale des comptes. C'est simplement le petit passage sur Scolagours, page 52. Il n'a rien à y faire. Ce n'est pas un contrôle de légalité. On a redélibéré pour se réadapter. Il y a eu une négociation avec les services de l'État et je ne vois pas où est le reproche. Ensuite, ça paraît anodin, mais il y a des collectivités qui doivent de l'argent à la collectivité de Corse. Et elles ont cherché à payer.
C'est dans le rapport, 2 millions d'euros. C'est le zèle des fonctionnaires du ministère des Finances qui empêche de récupérer ces sommes. Donc à un moment donné, je crois qu'il y a un rapport entre la Corse et la vision étatique qui est ambigu. Moi, au travers de ce rapport, les chiffres, vous savez, je les connais par cœur. J'en ai pris quelques notes au cas où, mais puis je n'ai pas besoin de vous en parler. Hein. On connaît la trajectoire. Plus de 12 à 13 millions d'euros de masse salariale tous les ans en plus. C'est la règle de la fonction publique territoriale. J'ose espérer que la fonction publique territoriale corse aura des règles d'évolution qui seront aussi dignes, qu'on n'aura pas à recourir à une régression et avec un arbitraire de rémunération où on parlerait d'absence alors qu'il s'agit de maladie. Ça aussi, c'est des différenciations de langage suivant la vision sociétale que l'on a. Mais moi, ce que je considère, c'est que ce rapport, il n'a aucun mérite parce qu'il y a 9 recommandations ou 9 remarques, mais sur le fond, il n'y a aucune solution. La solution, elle nous appartient. Alors, que l'exécutif se réveille, qu'il prenne la mesure de la situation qui est quand même très difficile. J'ai été le premier à vous dire que vous iriez à la faillite à avant la fin de la mandature. Les règles d'or de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale seront atteintes à échéance des 2 ans à venir. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez un remboursement en capital qui ne cesse d'augmenter et que vous allez atteindre un petit équilibre qui va faire que théoriquement, vous ne pourrez plus emprunter. C'est tout simple. Ce n'est pas la règle comptable, hein, parce que comptablement, vous pourriez le faire. C'est la règle d'or de l'administration française. Donc, dans ces conditions, on doit avoir aujourd'hui enfin une vision, je dirais, politique. Après, c'est vrai, il n'y a pas de programme pluriannuel d'investissement cohérent. Vous tardez à les faire. Il y a des domaines stratégiques où il y en a 0. Il y a 1300 millions d'euros d'autorisation de programme. Des centaines d'opérations. C'est quelque chose de confus. Donc, tout ceci a besoin d'une organisation. En 10 ans, il y aurait eu la place pour faire beaucoup de choses. Napoléon, en 12 ans, il a changé le monde. Donc, moi, je ferai quelques commentaires sur le compte administratif. Maintenant, on reste quand même confronté à un aléa, c'est qu'on est sous tutelle de l'État français aujourd'hui. Si l'an prochain, on n'a pas les 50 millions d'euros de dotation exceptionnelle complémentaire qu'il faut pleurer à chaque examen du budget de la nation française, on fait comment? Donc, da par noi, mais qu'on anticipe. D'autres interventions? Oui, Pierre, Jong. Vi ringrazio, Madame Presidente. Signor Presidente, si sente che a lettura di questo rapporto della Camera regionale dei conti si può fare in due pareri contrari. Il primo è quello di una Corsica che deve andare verso un'autonomia di prima drinca e il secondo è quello di una Corsica, regione francese normativa, falsamente decentralizzata. E dunque, le conclusioni tirate da questo rapporto sono di sicuro all'opposto. Non si parla di 3 punti, vorrei avere una riflessione non da un nome di Camera che di regionale, né che hanno fatto che a Corsica non è mica una regione, ma una collettività a statuto particolare e dunque penso che la filosofia di questo rapporto è appena falsa. Dunque, ha già parlato di 3 punti, il primo di EBITDA di 1 miliardo di euro, quelli che sono autonomisti di genù, che le cause sono storiche e strutturali, quelli che sono contro dicono che la maggiorità attuale che è una gestione di attiva.
Ciò che è sicuro è che l'impresto di 100 milioni per anno permette di fare 350 milioni di investimenti nelle nostre regioni e quelli è un vero sostegno per la nostra economia. E poi questa ebita si può rimborsare in 5 anni, che è lontana di 9 anni di limite che signeria catastrofe. Gli impieghi, l'autonomista dice che questi impieghi sono necessari per assicurare tutte le nostre competenze, quello che è contro dice che le sono impieghi di politica. Allora, di parlare chiaramente, io sono stato accusato quando era all'ufficio dell'ambiente di avere troppo piaduente nel suo ufficio. Sono passato anche davanti alla polizia finanziaria con non mai trovato un'onestità nel mio lavoro. Allora, posso dire che penso che gli impieghi attuali della collettività sono necessari e se in Corsica, se lo gioca a fare calare l'impiego pubblico, penso che Dio Stato va al sforzo. Hai una competenza ambientale, siamo d'accordo? Spiegatemi perché c'è sempre l'OFB, c'è sempre l'ONF, c'è sempre il Conservatorio del Litorale, c'è sempre dei temi in Corsica. Spiegatemi qui. Dunque, li via il nostro lavoro. Di vero, non è mica trasferito a competenza. Dopo, da questo punto, sono le risorse finanziarie. L'autonomista dice che ci vuole un vero statuto fiscale che ci permetteria di finanziare le nostre politiche. Quello che è contro un bel di salvezza in della limosina di Stato. E a limosina allo Stato non può più fare che di fallita anche. Dunque, per compiere, dice che questo rapporto fa a prova della necessità di scambiare lo statuto attuale che non ci permette mica una gestione ottima della nostra collettività. Ci tocca scegliere o l'autonomia che ci darà i mezzi per scambiare questo paese o ridiventare una regione normale che farà sparire l'identità corsa. Vi ringrazio. Ringraziabili. D'autres interventions? Sahuérion. Merci, Présidente. Oui, l'heure avant, il n'y a plus grand-chose à ajouter à ce qu'ont dit mes collègues, ou en bien ou en mal. J'ai écouté l'Auga du Jonga. Non, on n'est qu'une région, on est dans une région vinta qui rinasce. Je précise quand même, avant de commencer. Non, juste quelques mots sur le liminaire. Beaucoup en ont parlé. Ce pays est aujourd'hui victime d'une subversion démographique qui est plus qu'inquiétante, et pas qu'un titre, et pas que du point de vue social. Je crois que c'est aujourd'hui l'effacement qui est programmé. Alors, ce n'est pas la Chambre régionale des comptes qui va nous en parler. C'est réducteur, en quelque sorte, comme rapport, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire qui dépassent largement la centaine de pages de ce rapport. Mais lui, il l'a souligné aussi, c'est un pays pauvre. On est un pays pauvre, on est un pays vieux. On est un pays vieux et pauvre. On est un pays de vieux pauvres aussi. Et on est aussi un pays de fonctionnaires. Rappelez-vous, on est passé d'un peuple agropastoral, on dirait comme ça, au rêve de l'an 2000 d'être fonctionnaire au Bane Sicuro. Passiamo dalla lingua di Urbana alla lingua di Urbana Sicuro. On a quand même un PIB qui est 13 points en dessous de la moyenne française. Alors moi, je ne vais pas toujours, quand je compare à la France, on aspire même à s'émanciper, mais on a quand même un retard tout azimut, et surtout, on a une situation qui aujourd'hui, moi, en bon nationaliste, je prends ma part d'héritage, bien sûr, parce que bon, on a participé à la conquête du pouvoir, on a passé quelque temps sur des fauteuils en face, et on sait très bien que rien n'est facile. Mais bon, depuis 2021, je me sens un peu plus libre de dire des choses, et je crois que je peux les dire sans me faire engueuler ou me faire réprimander par un ou par l'autre. Il y a des choses qui ne marchent pas. On a vu, pas plus tard que ce matin, la commission ad hoc à remettre en route pour la langue corse. Pour moi, c'est significatif d'amener non pas d'un dysfonctionnement, ed è trascurato con tutte le bocche di cartolare, questa per lui, on l'aveva mica, è cieco, è sordo, allora non ci capisce nulla.
Donc il faut à un moment donné, je ne dis pas, je le dirais simplement, je dirais, à un moment donné, il y a un mea culpa à faire, ou alors ça m'arrive d'en faire, y compris dans le privé. Il y a comme à un moment donné une part de responsabilité à prendre et à assumer. Assumez-la. Moi, je parle dans tous les chiffres, j'en ai des chiffres, hein, j'en ai plein. En frais de personnel, on est au double des frais de personnel en moyenne par habitant, montant par habitant, ou alors je me trompe par rapport aux autres régions françaises. Même si je dis encore une fois que nous ne sommes pas une région. Donc, à un moment donné, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai lu bêtement et scolairement parlant. Pour le reste, je passerai rapidement sur les 9 recommandations, puisque tout le monde les a évoquées. Il y a quand même, au milieu de tout ça, un certain nombre de points qui me semblent quand même à souligner. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans les... il y a quand même 3 axes qui sont pour nous principaux et qui se dégagent. Paul Félix en a parlé, d'autres en ont parlé aussi. Il y en a qui disent gouverner, c'est prévoir. On souligne ici, et même si je pondère la chose, un défaut d'anticipation et de vision d'ensemble. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Cette première recommandation-là, c'est faire de la politique. Quand on est élu municipal ou à la CAB, oui. Moi, je suis élu aux intercos, qui marche bien, même si elle est réduite en termes de compétences. Il y a quand même une anticipation qui est obligée, d'être sur la table dès qu'on réfléchit à un projet. La deuxième recommandation, elles se rejoignent. Hein. C'est une mauvaise qualité de la programmation financière, notamment sur les projets. Et la troisième, c'est la partie qui regarde le déficit de cadrage organisationnel et financier des agences et offices. Bon, on en a parlé un peu hier. À un moment donné, il y a deux mondes qui votent un que de l'autre. Les agences et offices sont les principautés par rapport, je dirais, au lot général de ce qui se passe au niveau de la collectivité. Il va falloir à un moment donné, et d'ailleurs, je en parlerai tout à l'heure, il va falloir peut-être à un moment donné y réfléchir aussi à ça. C'était notamment au programme déjà en 2015. Bon, depuis, on a peut-être laissé de côté des choses. Rapidement, sur les points qui me semblent, parce qu'il y a tellement de points. J'ai 3 feuillets, mais bon, je crois que tout le monde a balayé. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, j'ai même plus envie de continuer parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place. Par exemple, la Chambre régionale des comptes elle estime, que les AP ouvertes doivent faire l'objet d'un échéancier avec un programme de financement pluriannuel clair, afin d'y adosser systématiquement les crédits de paiement afférents. Je lis. Elle estime aussi, même si je ne veux pas être ici le porte-parole des magistrats, j'ai souvent vu beaucoup de mes amis être victimes de ces magistrats, donc pas dans le même tribunal et pas dans la même chambre, mais c'est pas forcément... Mais je veux dire, ils disent quand même des choses qu'il faut prendre en compte, ou pas. Elle estime qu'il convient de présenter une programmation pluriannuelle d'investissement. Alors on attend bien sûr celle qui a été évoquée sur les transports. On attend aussi celle sur les établissements publics locaux d'enseignement. Les EPLE, pour l'instant, attendent aussi cette programmation. Bon, c'est quand même 50 000 élèves qui attendent. C'est 50 000 enfants, ou adolescents qui attendent ça. Par rapport à ça, il y a quand même d'autres points qui me semblent à mettre en évidence. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des points qui ont été largement évoqués par les groupes d'opposition, toujours, y compris nous depuis 2021, et que pour l'instant, en termes d'anticipation, on est encore dans les expectatives. Sur l'anticipation, toujours, je dis au-delà des prévisions financières qui sont relatives au programme de politique publique, il y a quand même un point qui regarde la carence dans les provisions relatives au risque contentieux de non-recouvrement des créances. Et bien entendu, par rapport à ça, on n'a pas aujourd'hui de visibilité. Je vais très vite et je vais aller au bout de mes feuilles, si je retrouve la page 4. Oui, voilà. Donc, il y aurait, par rapport à ce non-recouvrement de créances et donc de non-couverture, par exemple, des CAT, des agents,
les CET sur ce point-là aussi. On n'a pas de... La prise en compte, c'est la prise en compte. Elle fait gérer une partie du budget, par exemple. Ça représente quand même 22 millions. Je dis que c'est en passant 22 millions, bon, Samy Kaboutier est bon, mais j'ai derrière quelqu'un. Sur la question des agences et offices, moi, j'ai été témoin à une époque d'un rapport de la CRC à propos d'un office, et elle rappelle ici tout simplement ces analyses passées. Alors, à prendre en compte en partie, certainement, mais en tous les cas, à prendre en compte, notamment sur le fait, et ça je pense que c'est important, du fameux statut d'EPIC des uns et de faux EPIC des autres. Il y a des EPA qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas EPA, et là-dessus, je crois qu'il va falloir qu'en dehors, je crois, de l'Office d'équipement hydraulique et de l'Office foncier, qu'on réfléchisse un peu à ces établissements publics administratifs, notamment l'ADEC et l'ATC. Eux parlent de fusion. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres fusions à réaliser et peut-être même essayer d'éviter qu'il y ait des doublettes avec des services de la collectivité qui sont un peu à cheval souvent sur les frontières et sur les prérogatives des uns et des autres. Voilà, je pense que les autres indicateurs qui mettent en lumière la dégradation financière de la structure sont là. Je dirais quand même, et là je pondérerai, quand on parle de l'augmentation des charges personnelles, les fameux 16%, il y a bien entendu toute la partie qui regarde le RIF7 et le fameux glissement vieillesse technicité, qui est propre à toutes les collectivités et qui est quand même dépendant du bon vouloir unilatéral, on dirait comme ça, de l'État. Mais bon, là-dessus, on laissera aller. Simplement, pour terminer, je crois que ce rapport, il est là pour nous rappeler simplement que, à un moment donné, et encore une fois, je regardais sur une page qui m'intéressait, où j'ai vu qu'il y avait comme un certain nombre de glissements. Ce rapport, il est là pour nous rappeler qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on est en droit largement de s'inquiéter. Je ne parlerai pas d'effet ciseaux. La trajectoire financière aujourd'hui pour nous est très inquiétante et il serait temps, je pense, de marquer l'inflexion avant de restructurer les services incendies, parce que chez vous Goncaz, il n'est plus dehors. On est dans une situation qui nous projette dans une expectative qui n'est pas réjouissante, d'autant que, et certains l'ont évoqué tout à l'heure, quand on parle de l'autonomie, alors on parle, rien n'est moins sûr. Et attendre de l'État une manne financière généreuse, on n'est pas à Waterloo, on n'est pas à Pontello, moi je regarde aussi ici, hein. Mais attention, après Waterloo, après Pontello, il peut y avoir d'autres défaites. D'autres interventions? Oui, Hyacinthe. Je suis des barreaux à la corte, mais je ne voulais pas parler sans que Jean-Michel soit là, mais c'est juste pour poser quand même le débat sur le choix de société qu'on veut. Et c'est vrai qu'on en discute quelquefois avec Jean-Michel. Jean-Michel, il veut une société libérale, il veut un modèle que nous avons toujours combattu. Mais bien entendu, c'est son droit, c'est son choix, mais c'est là qu'on voit aussi les différences, et c'est là aussi que les Corses doivent voir nos différences. Et bien entendu, chacun est libre de défendre le choix de société qu'il veut. Nous, le choix de société, par exemple, dans le maritime, on veut des bateaux qui naviguent avec le pavillon français premier registre, où ça donne des droits aux salariés, d'être protégés, d'avoir des rémunérations, et pas d'être exploités dans des cales ou je ne sais quoi, ou payés avec des salaires indécents. Nous, notre choix de société, c'est celui-là. On veut un service public fort. Ça a un coût. On est allé le défendre à l'Europe, sur leurs ports, sur nos aéroports. C'est la société qu'on veut. On veut un rural qui soit considéré comme l'urbain. Christelle Combette, elle ne parle que d'Ajaccio. Elle fait un petit clin d'œil à l'extension du train jusqu'à Folie. Oui, moi j'y crois à l'ouverture du chemin de fer sur la Pyrénées orientale.
Par contre, je suis contre l'étude, même si on a voulu la faire pour sortir la gare dans le centre d'Ajaccio. Il y a des contradictions. C'est des choix de société. Et les Corses, ils ont choisi une fois. Ils choisiront une deuxième fois sur votre choix de société, le nôtre. Nous, c'est le service public. Et moi, ça ne va surprendre personne. Je suis fier que nos fonctionnaires soient bien payés. Qu'ils soient mieux payés que sur le continent. Qu'ils puissent affronter, quand ils vont dans les supermarchés, de payer beaucoup plus cher, de payer l'essence 2 fois le prix du continent, etc., etc. Je suis fier, Monsieur le Président. Et on l'assume. Et on l'assume. C'est ça le choix de société qu'on veut. On veut que les gens puissent vivre de leur travail et pas être des disgraziati aux services sociaux et compagnie avec tout ce qui se barque du continent. On dit qu'on a à peu près 5000 personnes par an. L'impact sur les services de secours, on n'a jamais quantifié. Aujourd'hui, le seul service public qui reste dans les territoires où on a un système d'organisation de santé à bout de souffle, c'est nous. Ça a un prix, ça a un coût, ça a des augmentations. On l'assume. On est là, on construit, on modernise, on renforce. Et la Chambre régionale des comptes, bien sûr, elle vient, elle fait un constat. Si elle vient demain à service d'incendie et de secours, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous avez trop de pompiers. Vous construisez des casernes dans le rural. Il ne faut pas. Sur le continent, on ne fait pas comme ça. Vous êtes en garde postée, ça coûte des sous. Il ne faut pas le faire. Sur le continent, on ne fait pas comme ça. Mais nous, c'est ce qu'on a choisi de faire. Nous, le pays qu'on veut construire, il ne va pas ressembler à celui qui est déjà en faillite sur le continent. Le pays qu'on veut construire, c'est le pays où le rural est considéré comme l'urbain, où les personnes peuvent se déplacer, où ils peuvent avoir du secours, où ils peuvent avoir des médecins, et où ils peuvent avoir des services publics, et où les communes sont aidées comme elles ne l'ont jamais été nulle part. Jamais, Monsieur le Président, jamais on a eu les moyens de travailler comme c'était reconnu par tout le monde. Hein. Allez vous promener dans les communes, allez dans les centres d'incendie et de secours, interrogez les pompiers, et vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. Jamais on a eu les moyens de fonctionner comme aujourd'hui. Jamais. Donc, bien entendu, la Chambre régionale des comptes vient nous faire un constat, il est ce qu'il est. Par contre, Monsieur le Président, notre politique, on doit la mener, il faut la mener, et il faut se donner les moyens de rester ce qu'on est. On critique Scolago, c'est un choix politique, on l'assume. On critique notre politique sur ce qu'on est, sur ce qu'on ne veut pas. Sur le fait, demain, de pouvoir présenter dans les villages, d'acheter des maisons, d'aller, que les maires puissent faire des logements, puissent se présenter sur des terrains, et non pas au prix du marché. Ça se fait au Mougale. Et le maire a été retoqué par la Chambre régionale des comptes. C'est ça qu'on veut. C'est cette société-là qu'on veut. Le prix du marché. C'est-à-dire qu'un maire n'aurait pas le droit de vendre un terrain qui n'est pas au prix du marché. C'est ça aujourd'hui qui nous est imposé. C'est ça aujourd'hui qui nous est imposé. C'est-à-dire que quand un maire veut faire un lotissement, eh ben, il ne pourrait pas vendre moins du prix du marché. Il y a eu la dérogation pour Mougal, et je m'en félicite, et je remercie les services de l'État. Mais c'est ça qui nous attend. Le prix du marché à Bizinki, il y a une maison, et j'en parle librement, il y a le ministre, qui est votre ami, qui est notre ami, qui est à Bizinki aujourd'hui. Et en rentrant, il a dû voir une pancarte à vendre. Une maison, 429 000 euros. Quoi qu'il y a qu'on parle? Un Bizincaccio. Un Pizzoud ou un étranger? C'est là la question qu'il faut se poser. Donc il faut aller beaucoup plus loin, donner les moyens aux jeunes de s'installer, garder ce qu'on a. Après, bien entendu, pour en arriver là, on sait qu'il faut passer, et je n'ai pas souvent l'habitude de le dire, vers un statut d'autonomie qui nous donne les moyens de porter notre politique. Écoute. Merci Hyacinthe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pardon, Josépha.
Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas rentrer moi, dans le commentaire technique, l'analyse technique du rapport de la CRC, des réponses qui apporte le président du Conseil exécutif, mais au croisement de ces deux analyses, plutôt commenter la réalité d'un pays et d'une collectivité telle que l'on peut aujourd'hui le constater, tout simplement. D'abord d'un pays, tous, effectivement, ce n'est pas le rôle de la CRC de recontextualiser politiquement, mais l'analyse politique, elle doit être ici posée. Un pays qui a été affaibli par une économie de dépendance, une économie de rente, qui est insérée dans un système dont on sait, dont on connaît les limites, que nous avons tous, je m'y suis moi-même livrée hier, dont nous donnons tous la description, à chaque fois qui devient une litanie de nos limites infrastructurelles, de transport, de santé, d'économie, de l'écart entre les possibilités réelles de cette collectivité, ses moyens d'action, et les besoins, au regard de l'analyse des réalités de ce pays, des besoins réels de la Corse et des Corses, et avec des conséquences qu'il nous faut assumer. Il y a beaucoup, d'ailleurs je note aujourd'hui que c'est très décomplexé, parce que c'est devenu une réalité qui vient taper sur la tête de tout le monde, que les 4 000 à 5 000 arrivants par an qui déstructurent et qui sont en train de nous écraser sont aujourd'hui assumés de manière décomplexée sur tous les bancs. Ça n'a pas été de toute époque le cas lorsque le mouvement national le dénonçait et en dénonçait les conséquences prévisibles. Bon, c'est bien, ça commence à... Si comincia risante l'affare. Bon, ça, tout cela, Monsieur le Président, nous le savons. Bien évidemment, nous le savions, puisque une part de ce rapport est à cheval, je dirais, entre le moment où nous étions assis sur d'autres, où j'étais pour ma part assis sur d'autres bancs, et le moment où je suis aujourd'hui dans la majorité. Nous assumons notre part, j'assume la mienne, mais effectivement, ça a été dit avant moi, il faut assumer la vôtre. Il ne faut pas seulement être dans le déni permanent. Et déjà, quand nous étions dans la majorité, nous disions que nous ne pouvions être dans la gestion courante, je vous renvoie à des débats qui ont eu lieu, que nous ne pouvions être dans la gestion courante et que nous devions d'intégrer les contraintes évidentes. Mais les intégrer, ce n'était pas les accepter. Et c'est là où ça blesse. C'est la question de la démonstration. Et ça s'inscrit dans le fil de mon intervention d'hier. C'est dans la question de la démonstration que cela me pose problème, dans l'action et dans la prospective. Parce que votre réponse, elle, aujourd'hui, aux analyses de la CRC, votre réponse, elle est en 2025. Vous la donnez avec les outils d'aujourd'hui. Et vous êtes encore dans le fait de dire, parce que vous intégrez certaines recommandations comme étant réelles, dans le fait de dire nous allons mettre en place, nous allons nous atteler à, nous allons faire des choses que nous savions depuis le début. Quelques exemples dans l'aujourd'hui. Nous avons passé hier un organigramme. Enfin doté d'un organigramme et enfin doté d'une gestion des personnels. Moi, je ne vais pas hurler avec les loups en disant, en faisant comme si c'était une masse indéfinie, parler des frais de fonctionnement. En revanche, on sait très bien qu'il faut pouvoir gérer les recrutements, les départs, en analysant les compétences, les besoins et les moyens de cette collectivité. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous nous l'avez annoncé hier. La relation aux partenaires, vous en avez parlé hier, qu'il va y avoir des baisses à réaliser, des baisses de subventions, des choix à faire. Dans un secteur que je connais bien,
elles sont déjà annoncées, mais ça pourrait se décliner sur d'autres secteurs. Ce n'est pas la question de faire des choix budgétaires, c'est la question de les expliquer à la lumière d'une grille politique et de choix assumés. De même, lorsque vous répondez à la Chambre en parlant des investissements, je l'ai toujours dit, quand j'étais en face et quand je suis ici, et aujourd'hui que je suis ici, oui, s'il y a des investissements pour ce pays, il faut les assumer et il faut y aller. Et il faut avoir le courage de le dire, sauf que les investissements, on ne voit pas les traceurs, on ne les voit pas. Et nous le disions alors aussi que nous étions dans l'opposition. Je vous renvoie à certains amendements des groupes dans la majorité qui vous appelaient à forcer sur certains budgets pour les démontrer, aller plus fort dans les investissements sur certains projets. Ça vous aurait permis d'afficher des grilles claires, des traceurs clairs à 10 ans aujourd'hui dans les investissements et affiner votre réponse, toujours dans la nécessité de démonstration. Vous nous dites aujourd'hui, alors que cela fait des années que nous le savons, qu'il nous faut engager d'autres trajectoires, la mobilisation des outils financiers, les fonds européens. On sait qu'il faut monter en ingénierie, nous et les territoires et partenaires que nous accompagnons, CASPETEM, pour mieux les mobiliser. C'est encore une annonce. Une banque de développement, la mobilisation de l'épargne corse. Quand est-ce que nous mettons les outils financiers en place pour les mobiliser, pour la mobiliser? La question de faire la démonstration que nous avons une fiscalité qui est rigide et ne correspond pas aux besoins. Mais nous le savons, évidemment, et on ne peut que vous suivre. Mais non, là où je ne vous suis pas, c'est que vous confondez constat et démonstration. Vous vous considérez toujours comme subissant la situation. Quand on est à la tête d'une collectivité, d'une institution, et que l'on veut porter un projet, bien sûr qu'on doit intégrer les contraintes, mais non, on ne doit plus les subir. Et ça sert pour la démonstration, et je vais finir, et pour la négociation. Parce que sur la problématique aussi des finances, avec les 5 000 arrivants, je le disais en introduction, qui arrivent, il va falloir faire la démonstration de ce que cela pèse de manière concrète, y compris sur le secteur social, y compris sur la santé, dans des négociations futures. Il va falloir exiger l'état des flux financiers entre la Corse et la France. Parce que je reviens à la dépendance pour conclure. La question de la dépendance, de s'affranchir de la dépendance, c'est une démonstration à faire, une démonstration dans un rapport de force dynamique aujourd'hui, qui réside dans notre capacité à faire en activant tous les leviers, s'affranchir, démontrer pour pouvoir négocier dans d'autres conditions. Moi, c'est ça que je vous reproche encore et toujours aujourd'hui. C'est que vous n'avez fait aucune démonstration. Nous laissons pour l'heure imposer, quand j'entends qu'on va négocier un nouveau pacte financier et budgétaire, on va le faire comme le PTIC, on va se laisser imposer les règles. Sur la question de la DCT, qu'est-ce qu'on a engagé pour engager d'autres perspectives et la sortie de la dépendance permanente de la DCT, notamment en matière de gestion des transports, pour faire la démonstration et pour la démontrer, pour le dire aux Corses, pour ne pas laisser la place à certains arguments fallacieux qui nous diraient incapables. Oui, ce pays, moi je ne vais pas dire que ce pays il est pauvre, oui, ce pays il est riche, oui, ce pays il a la capacité de s'en sortir. Oui, cette institution, si nous avions su faire la démonstration, elle peut être un outil d'émancipation. Tout réside encore dans la démonstration. Vous savez que je ne fais pas de mise en cause personnelle. Pour l'instant, vous, dans le projet, n'avez pas eu la capacité de faire cette démonstration, ni dans les négociations avec l'État, ni dans la mise en œuvre réelle d'un projet aujourd'hui. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est reproché. Et ça, nous en avons besoin pour les Corses. Per pays gorti, per dire che no avevamo questa capacità, no, non siamo mica incapaci. E no, in istituzione qui non c'è mica un'incapacità, ma c'è stata un'incapacità a dimostrarla. Questo è di sicuro. E qui non ci vuole più a triga per fare questa dimostrazione. Perché se no,
perché sennò andiamo a catastrofe di vera, andiamo a catastrofe, ma facciamo questa dimostrazione. Mostratevi capace di ciò che non siete mica stato capace di fare sino ad ora. Malgré le doublement de temps de parole. C'est bon, allez. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de souci, Madame la Présidente. Je ferai moins de 3 minutes. Merci. Juste, je vais commencer dans les 3 minutes qui me sont imparties par une petite anecdote. Une petite anecdote, Madame la Présidente. Quand, pour beaucoup d'entre nous, on a été élus en 2018 et quelques-uns du groupe à l'époque en 2018 avons suivi une formation sur les finances publiques. On était monté à Corté. Moi, j'étais très très jeune élu à l'époque. Ça faisait quelques jours. Il y avait un catalogue de formation et on s'est dit à plusieurs, tiens, on va monter, suivre un petit peu pour mieux comprendre ce que sont les finances publiques. Parce que moi, je dois avouer, en 2018, c'était pas ma spécialité. Et on arrive, c'est Moguasso Incorti, et moi j'étais un peu naïf, et je dis au formateur, je dis mais là, il y a les collectivités, là, si on fait ça, on va s'endetter. Et le formateur, qui était excellent, nous dit, mais attendez, surtout, ne comparez pas une structure budgétaire, financière, d'un foyer, d'un ménage, d'une famille, à une structure budgétaire d'une collectivité. Et donc moi là, je suis vraiment étonné quand j'entends de ce côté-ci des bancs, de dire, mais si un ménage gérait la collectivité, gérait son foyer comme vous gérez la collectivité, il serait en faillite. Mais on ne peut pas laisser dire ça. Un ménage n'a pas à gérer, une collectivité n'a pas à gérer ses finances publiques comme un foyer, une famille gère ses finances publiques. On ne peut pas laisser dire ça. Pourquoi? Parce que l'endettement d'une collectivité, et là, il y a beaucoup de présidents d'intercommunalités, de mairies, des maires, présidents de collectivités. Une collectivité, c'est normal qu'elle s'endette, c'est normal qu'elle soit endettée. La question, ce que nous disait le formateur le jour, ce n'était pas l'anormalité de l'endettement, c'était la structure de l'endettement sur laquelle il fallait s'interroger. Et la structure, et Louis et d'autres ont fait la démonstration. Si on regarde la structure de l'endettement de la collectivité de Corse, parce qu'on a agité un chiffon ultra rouge de dire, et encore aujourd'hui dans l'hémicycle, banqueroute pour la collectivité, c'est fini, on rend les armes, on ne peut plus payer, on peut plus rien faire, la Corse est en faillite, les Corses sont en faillite. Mais si on regarde la structure de l'endettement, Louis avec d'autres l'ont dit, c'est on s'endette parce qu'on investit. Mais ça, de dire ça, ça change fondamentalement l'approche. On ne s'endette pas pour se faire plaisir ou pour acheter des cacahuètes sur les bancs de cette Assemblée. On s'endette à un moment donné de manière normale pour une collectivité publique pour financer tous les projets qui sont vitaux pour les Corses et pour la Corse. Et ça change fondamentalement l'approche de l'exercice budgétaire. Et je vous disais qu'en 2018, je suis sans doute encore toujours, mais que j'étais naïf par rapport aux finances publiques. Et le formateur nous donnait un certain nombre de solutions. Donc je me suis dit peut-être que la critique, elle est tout à fait normale. Hein, je veux dire, on l'accepte. Mais au-delà de la critique, je reprends un certain nombre de phrases qui ont été prononcées. Il faut être responsable, c'est anticiper sur l'avenir. Bon, ok. Il faut avoir l'ambition à la mesure des moyens. Ok. Il faut diversifier les recettes. Ok. Il faut changer de système. Ok. Vous prenez l'héritage en 2019. Ok. Mais une fois qu'on a dit tout ça, moi j'adhère à toutes ces phrases. Hein. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire à un moment donné, il faut avoir l'ambition à la mesure de ses moyens. Mais une fois qu'on a dit ça, concrètement, quelles sont les solutions proposées? Parce que nous, visiblement, on n'est pas mauvais gestionnaire, on est très mauvais gestionnaire. On est très mauvais gestionnaire, visiblement. Mais moi, s'il y a des solutions à mettre en œuvre, un catalogue de solutions, on le prend et on le met en œuvre. Par contre, il y a quelque chose qu'on a dit, c'est que
la structure budgétaire en Corse, et d'autres l'ont dit, c'est beaucoup de contraintes structurelles, elles ont été rappelées, et c'est peu de ressources, au-delà des ressources humaines ou d'autres ressources qu'on pourrait qualifier, mais je vais le dire autrement, il y a plus de contraintes aujourd'hui, budgétairement parlant, qu'il n'y a de ressources. Qu'est-ce que nous disons depuis un certain nombre d'années? Nous disons simplement qu'il faut changer le système. Comme le dit l'opposition, vous l'avez dit. Donc nous aussi, on dit qu'il faut changer le système. Et on dit changer le système pour nous, c'est une autonomie politique accompagnée d'une autonomie fiscale. C'est une autonomie politique accompagnée d'une autonomie fiscale. Et là, on nous dit, mais bon, en gros, nous, on vote contre l'autonomie. Mais nous, on dit qu'il faut changer le système. On propose une solution, c'est construire un pacte fiscal et budgétaire nouveau, à travers notamment un statut fiscal et un statut d'autonomie. Et vous ne nous accompagnez pas sur ce sujet-là. Vous ne nous accompagnez pas sur ce sujet-là. Donc, je veux dire, le sujet du bac, c'était celui relatif à la vérité. On essaye de faire un exercice de vérité et chacun a sa part de vérité. Mais voilà ce que nous tenions à dire aussi au niveau du groupe. Merci. Vous vouliez intervenir? Bon, très bien. Bien, d'autres interventions? Non, juste 2 mots, parce que Jean Martin a agité évidemment les chiffons rouges et encore une fois, c'est de bonne guerre dans un hémicycle et lorsqu'on est dans l'opposition, quels que soient les rangs de l'opposition, d'utiliser un rapport qui, je le rappelle, est un rapport qui n'est pas un rapport politique, est un rapport, on va dire, pour le dire simplement à cette heure-ci, un rapport d'ordre technique, l'utiliser pour effectivement taper sur ceux qui sont à la gouvernance depuis plusieurs années. Et ça, il n'y a pas de souci et c'est de bonne guerre. Mais de systématiquement dire que l'autonomie peut conduire à un crash, je la fais simple, à un crash ou une faillite économique, ça, moi, je ne souscris pas, vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'en ai même fait la démonstration. Lorsqu'il est dit que si on était un club de foot, on serait rétrogradé, et si nous étions une grande entreprise, nous serions en faillite, je dis non, parce que il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire une collectivité avec d'autres collectivités, et je pense que le président, Miloué aussi, Pozzo-di-Borgo auront pris les ratios en termes de comparaison. On n'est pas, même si comparaison n'est pas raison, on n'est pas dans une situation catastrophique, loin s'en faut. Et ensuite, si on regarde la France aujourd'hui, on peut parler uniquement de la dette. La France aujourd'hui, c'est 3 345 milliards de dettes. 114% du PIB. Vous savez ce que ça veut dire, 114% du PIB? Ça veut dire le double de la richesse nationale. C'est-à-dire que la dette, c'est le double de la richesse nationale. Vous imaginez? D'accord. Donc, la France est-elle pour autant en faillite? Certains diront oui, d'autres non. Oui, sur certains bancs de l'extrême droite, on dit que la France est en faillite. D'autres non. Aujourd'hui, la France n'a pas été déclassée, d'accord, par les instances internationales. Elle a dépassé 2 fois les ratios européens, les critères de convergence budgétaire. D'accord. La Corse, 10 milliards de PIB. Allez, en gros comme ça, 1 milliard de dettes. Ça fait quoi? 1 milliard sur 10. 1 sur 10, ça fait 10%. Bon, voilà. Est-ce qu'on est en faillite? Moi, je ne peux pas laisser dire aux Corses qu'on est en faillite. On n'est pas en faillite, ni la collectivité, ni la Corse. Pas du tout. Moi, j'estime on commence à être en faillite sociale quand on voit ce qui s'est passé tout cet hiver et encore récemment, et qu'on a des jeunes qui se font tuer alors qu'ils y sont pour rien, des gens qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils vivent sous la pression. Là, on est en faillite morale. Mais on n'est pas en faillite économique. Et là où je suis d'accord avec Josepha, c'est qu'on a des richesses. Ce pays est riche. Et là où je suis d'accord avec Paul, qui est parti, et c'était très certainement l'intervention la meilleure, c'est qu'à un moment donné, on se projette intelligemment et on essaie de construire quelque chose avec une intelligence collective. Voilà. Donc, à mon sens, et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs en matière de prospective. Donc, à mon sens, non. 1, on n'est pas en faillite. 2, on a des choses à faire. Et il faut que tout le monde mette la main à la pâte au-delà de l'exécutif qui fait le travail qu'il a à faire pour lequel le peuple l'a mandaté. Merci. Un mandat à Facena, je voudrais... Colazione. A momenti di cena, a momenti di cena. A momenti siamo anche a cena. Bon, allora, è bene.
andremo a fare colazione o Luciani, comme on dit. Je voudrais saluer Agnolo Domenico Fagianelli, qui est dans les tribunes, avec sa maman et sa famille, sa grand-mère qui n'est peut-être pas là, mais en tout cas sa maman est là et sa famille aussi. Alors, 2 mots pour dire Agnolo Domenico fait partie, vous le savez pour celles et ceux qui étaient là, des collégiens et scolaires que nous avons reçus pour l'Assemblée à Gioventù. Et c'est notamment fait remarquer parce que c'est lui qui... On a eu un jeu de questions-réponses, et ça a un lien avec notre discussion. On a eu un jeu de questions-réponses et on a demandé aux élus de l'Assemblée à Gioventù ce qu'était le taux de production de la Corse. Chacun est allé d'un pourcentage. Et Agnolo Domenico, c'est lui qui était le plus près. Il a dit 10%, à mon avis. Il a dit, à mon avis, on produit 10% de ce qu'on consomme. Et donc, il était très proche de la réalité. Alors, on lui a demandé, mais comment tu as trouvé? Il a répondu, à part le cajou-mer sur le figadello, je ne vois pas ce qu'on consomme. Donc, je pense que c'est Doumé Livrelli qui lui a soufflé une réponse. Donc voilà, je veux le saluer et puis aussi réintroduire dans ce débat qui est passionné forcément, qui est important, la dimension de l'avenir. Et l'avenir, c'est eux. Et je ne doute pas qu'on a tous la même volonté d'essayer à la fois d'améliorer le présent et de construire l'avenir. Donc très rapidement, tout a été dit. Je pense que globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui nous rapprochent au moins sur le constat, indépendamment de ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire. Juste un mot, peut-être pour Jean-Martin qui n'est plus là, mais il y a eu une approximation dans sa présentation que je ne peux pas laisser passer lorsqu'il parle des dépenses de personnel qui augmentent. Il a fait grosso modo la démonstration suivante. Il a dit c'est 600 € en plus par rapport à la moyenne nationale. Donc 600 € que multiplie 12 mois, ça fait 7200. Multiplié par 4400 personnes, ça fait 30 à 35 millions d'euros sur une année. C'est vous qui avez pris cette décision? Non. Je veux dire, ce n'est pas la collectivité de Corse au moment de la fusion qui a pris la décision d'augmenter de 600 € les salaires par rapport à la moyenne. On a pris une décision, nous, c'est d'harmoniser un régime indemnitaire, et ce régime indemnitaire, il a été harmonisé à la hausse, mais pas au maximum. Et si on doit chiffrer le coût de ce régime indemnitaire, c'est moins d'1 million d'euros par an. Donc voilà, quand même, redire les choses de ce côté-là. Après, moi, je pense qu'on est obligé, on n'est pas en faillite. Non, on n'est absolument pas en faillite. Certains peuvent considérer que la France, en tant qu'État, est sinon en faillite, en tout cas dans une situation économique, budgétaire, financière extrêmement dégradée. La grande différence, on le redit encore une fois pour les Corses qui nous écoutent, c'est que l'État peut voter des budgets avec un déséquilibre, 3 300 milliards de dettes aujourd'hui. Nous devons voter tous les ans, comme toutes les collectivités, un budget à l'équilibre. Lorsque nous empruntons 100 millions, nous réalisons 300 millions et plus d'investissements. Ce que nous avons emprunté ne sert pas à financer le fonctionnement. Donc nous ne sommes pas en faillite, et je le redis, les ratios sont bons. En tout cas, ils sont meilleurs que celui de la plupart des régions et départements de France. Ceci étant, nous sommes sur une trajectoire qui doit être corrigée, et là-dessus, nous sommes d'accord. Et moi, je rejoins les analyses qui ont été faites, et singulièrement les analyses du côté des nationalistes, majorité et opposition, mais également, je vais me tourner notamment vers Charlotte et Pierre, qui sont dans l'opposition non nationaliste, mais qui, me semble-t-il, ont posé également une problématique dans laquelle je me reconnais, et je crois que nous, y compris avec la droite, moi je crois qu'on est effectivement au bout d'un système. On est au bout d'un cycle. C'est à la fois la France qui l'est et la Corse, pour des raisons d'ordre général aggravées par des raisons spécifiques. Et en 2 mots, avant que nous allions déjeuner, facolatio, je voudrais vous dire pourquoi. C'est un hasard, mais pendant que vous parliez, et d'ailleurs que Christelle, reprise par Paul Félix, filait la métaphore napoléonienne, il y a un article qui est sorti, Le Monde, qui commente
le rapport de la Cour des comptes sur la situation financière des collectivités locales. Et je dis la métaphore napoléonienne parce que l'article fait référence, ils ont peut-être écouté avec ChatGPT, Christelle, les départements, cet échelon né avec Napoléon, constitue ainsi le maillon faible des collectivités locales sur le plan financier. Donc, globalement, une Cour des comptes qui dit les collectivités locales sont aujourd'hui en difficulté. Qui est le plus impacté par la difficulté globale de la situation budgétaire de l'État? Quel échelon? Les départements. C'est la Cour des comptes qui le dit. Pourquoi les départements? Les départements sont confrontés, je cite la Cour des comptes, à la dynamique de leurs dépenses sociales sur laquelle ils ne disposent que de peu de leviers d'action. Leur épargne brute a été divisée par plus de 2 en 2 ans. Beaucoup peinent à financer leurs investissements. Un département sur 3, François Sauvadet, est aujourd'hui en situation extrêmement difficile au plan financier. Quels sont les départements les plus touchés? Ceux où la recette s'est dégradée, des MTO, c'est notre cas, et ceux comptant une population fragile et ou en hausse. Nous avons à la fois une population fragile et en hausse énorme, on cumule les difficultés. Que dit la Cour des comptes? Elle dit qu'il faut changer la structure des recettes des départements. Il faut réformer le système. Et elle dit également, c'est important, heureusement, ce qui équilibre, c'est que la situation générale des communes est bien meilleure, tandis que les régions sont dans une situation intermédiaire. Sauf que chez nous, la situation des communes, c'est pour ça que je disais, je me tourne notamment vers Charlotte, qui parle souvent de la situation communale, mais il y a beaucoup d'élus. Chez nous, régions et départements fusionnés au sein de la région, donc une difficulté majeure. Une région avec des compétences supplémentaires par rapport au droit commun, mais une structure de recettes par rapport aux régions qui est moins dynamique. Les mêmes contraintes que les départements et la grande différence des communes et des intercommunalités qui, pour la plupart d'entre elles, sont dans une situation de faiblesse structurelle d'un point de vue de leurs ressources. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer la Corse avec le territoire français d'un point de vue de la structure communale. Lorsque sur nos 360 communes, vous le savez, nous en avons plus de 300 qui sont des poussières de communes à l'échelle des grilles générales d'analyse. Ce qui veut dire, quand Louis Pozzo-di-Borgo rappelait l'aide importante de la collectivité, ce n'est pas qu'on soit aujourd'hui créancier moral vis-à-vis des communes. Vous le savez, on a des règlements d'aide qui organisent la lisibilité, la prévisibilité et l'équité. Ça veut dire simplement que nous sommes aujourd'hui au bout du système. Pourquoi? Parce que si demain la collectivité de Corse se rétracte sur ses compétences de premier rang, ça veut dire on retrouve une marge de manœuvre que personne n'a. Si demain on diminue, j'ai là mon dispositif de soutien au territoire. Sur le soutien au territoire, je veux dire, il est 2 à 3 fois plus important que les régions et départements cumulés à l'échelle continentale. Donc demain, à un moment donné, vous vous rappelez, Paul Félix, un peu sur le ton, je pense, de la provocation, lorsqu'on avait la discussion avec le préfet Lelarge, je disais, on n'a qu'à retirer tous les dispositifs qui ne sont pas obligatoires, un peu comme pourrait le faire la Chambre régionale des comptes lorsqu'elle prend la manœuvre au plan budgétaire. Si on fait ça, la collectivité de Corse, elle retrouve de la marge. Hein. Mais les communes et les intercommunalités, et singulièrement les 300 communes qui ont besoin impératifs, je veux dire, elles se noient. Et si les communes se noient, c'est l'intérieur qui se noie. Et si l'intérieur se noie, je veux dire, il n'y a plus la Corse que nous voulons. C'est ce dont parlait Hyacinthe tout à l'heure. Donc, on est dans une équation. Oui, on est dans une équation qui, aujourd'hui, a tous les aspects d'une équation impossible. Oui, et je me tourne vers Jean-Michel, on est au bout d'un système, certainement. Comment on va faire changer le système? C'est là qu'on est peut-être en désaccord. Vous plaidez pour des OSP compensés, vous dites qu'on a été dispendieux, etc. Par contre, ce qui est certain, c'est vrai que nous sommes dans une insécurité politique, économique et sociale. On ne peut pas se satisfaire, mais vous seriez à ma place, vous diriez la même chose. On ne peut pas se satisfaire d'une situation où tous les ans, on ne sait pas si on va avoir les 50 millions supplémentaires qui nous aident à boucler l'équation pour la délégation de services publics. Mais par contre, on ne change pas la règle du jeu en cours de match. Ça, on est tous d'accord. Donc, pour la période des contrats,
il faut qu'on nous permette d'assurer nos contrats, et ce d'autant mieux que leur périmètre et leur coût a été validé par l'État et par la Commission européenne à ce stade, et notamment par l'État, qui savait très bien ce que ça allait coûter, puisqu'on a mis les projections. Par contre, et là je me tourne vers Josepha notamment, et puis vers les autres nationalistes, nous, on a une vision de notre maîtrise des transports, de nos exigences sociales, de la qualité du service public. Il faut qu'on trouve à financer ça. Bien sûr qu'il faut qu'on trouve à financer ça. Et donc, on est au bout d'un système, parce que c'est vrai. La Cour, elle nous dit, vous auriez dû activer les leviers fiscaux. Mais les leviers fiscaux, si on les avait activés, c'était quelques millions d'euros par an. Je veux dire, vous le savez très bien qu'on ne peut pas aujourd'hui augmenter la TIPP en Corse. Là où on a peu de transports en commun, où beaucoup de gens sont éloignés de leur lieu de travail et où l'essence coûte 8 à 10 centimes en plus à la pompe pour les consommateurs, on ne peut pas le faire. Et même quand on l'a fait à la marge pour les bateaux, y compris des nationalistes n'ont pas voté. Donc, moi je dis aujourd'hui, il faut monter à Paris, discuter, il faut se situer dans une perspective d'émancipation. Il faut montrer aussi qu'on est, je dirais, des gens vertueux d'un point de vue de la gestion. Et en cela, je pense qu'il faut effectivement améliorer un certain nombre d'indicateurs de suivi et de mutualisation. Mais il faut avoir conscience que ces éléments-là ne vont pas nous permettre de modifier radicalement la donne. Ils vont nous renforcer et nous crédibiliser dans la négociation que nous devons avoir. Et en arrière-plan, effectivement, c'est en cela que ce n'est pas seulement une crise systémique de l'État français qui se répercute sur la collectivité que nous sommes, parce que nous sommes une collectivité. C'est aussi une crise systémique de ce qu'est la Corse aujourd'hui. Et là, effectivement, nous devons nous réinterroger à l'échelle de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Et ces impacts de saisonnalité, c'est un coût qui n'a jamais été intégré. L'évolution démographique, c'est un coût qui n'a jamais été intégré, pour ne parler que du budgétaire, etc., etc. Et donc, nous, il faut qu'on aille, à mon avis, vers cette négociation avec une vision claire et de notre projet de société, et de nos priorités, et de notre logique d'équilibre. En cela, nous sommes tous d'accord. Moi, je suis désireux, et plus que désireux, que nous réussissions la révision constitutionnelle et le statut d'autonomie. Mais je ne vais pas précipiter la Corse dans l'aventure, ni dans l'aventure budgétaire, ni dans l'aventure politique, ni dans l'aventure sociétale. Quand je parle de sociétale, je parle d'une démocratie. Moi, je veux que la Corse autonome, elle ait les moyens renforcés d'être une société démocratique. Quand je parle de l'aventure politique, ça veut dire qu'il y a en permanence le contrôle démocratique par le suffrage universel. Et quand je parle de refus de l'aventure budgétaire, ça veut dire que oui, nous devons avoir un état des lieux précis que nous n'avons pas eu jusqu'à aujourd'hui, mais que nous devons avoir. Et que vous avez intérêt à avoir, toutes et tous, parce que la démocratie, c'est aussi l'alternance. Le problème, aujourd'hui, il est de savoir, est-ce que nous avons les moyens de financer les investissements dont la Corse a besoin? Nous n'avons pas ces moyens. Il y a un ratio qui est éclairant, il a été cité là aussi par Louis. Je veux dire, on fait 2,5 fois plus en investissement que ne le font les régions et départements français cumulés. 850 € pour 370 €. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard infrastructurel et parce qu'il y a des contraintes liées à l'insularité. Et donc nous devrions faire encore plus. Vous nous le dites en permanente. Vous nous l'avez dit, vous nous le dites en permanente. Et on est tiré par le bras en disant, regardez, on a besoin, etc. Même chose pour le fonctionnement. Je veux dire, il y a des régions en France qui ont retrouvé des marges, avec des 30 et 40% de diminution, y compris notamment sur les associations et sur la culture. Est-ce que nous, on veut le faire aujourd'hui? Qu'on me dise, il faut prioriser. Qu'on me dise, il faut suivre l'exécution. Qu'on me dise, il faut être attentif à une cohérence d'ensemble. Oui, mais est-ce qu'on considère, oui ou non, que les associations, notamment dans le domaine de la culture, et les acteurs de la culture ont un rôle irremplaçable dans notre société? Moi, je pense que oui. Et je pense que l'opposition, y compris l'opposition de droite, pour prendre une caricature, je ne pense pas que vous auriez suivi ou appliqué la politique qu'a mise en œuvre et qu'elle est fière d'avoir mise en œuvre notre collègue Christelle Morancé dans sa région. Elle a sabré toutes les dépenses de fonctionnement, toutes les aides à la production cinématographique, aux acteurs culturels, aux festivals, etc. Vous savez bien que ce n'est pas tenable en Corse.
qu'on dise un discours de vérité et qu'on dise à tout le monde oui, il faut se serrer la ceinture. Il y a des choses qu'on faisait avant et qu'on ne peut plus faire. Il faut le dire. Et c'est ma responsabilité et mon rôle d'en assumer en première ligne le contre-coup. Parce que vous le savez, on est dans une société de proximité. Fa des bellastri, ma mica per me. Tous ceux qui disent souvent faudrait diminuer les dépenses sont les mêmes qui nous téléphonent quand ils disent on ne peut pas faire ça. Bon, donc, on la connaît la complexité de notre société. On est au bout d'un système. Par contre, je vous le dis, on est aussi comme des gens qui sont en train de mourir de soif, avec une gourde trop petite, qui se vide, et de faim aussi pour Louis Pozzo-Libro, et avec une réserve d'eau juste à côté. Il y a les transactions immobilières, la TVA, etc., on a de quoi faire, et sans bouleverser les équilibres économiques et sociaux. Donc voilà, à mon avis, le chemin qui nous attend, c'est celui-là, et on en parlera, et on continue d'en parler, on est ouvert, y compris dans la perspective de nous renforcer collectivement pour la négociation importante qui va arriver à partir du mois de septembre. Bien, donc il n'y a pas de vote puisque c'est une prise d'acte. Donc nous nous sommes entendus, nous allons faire un break pour déjeuner. Nous reprendrons avec le CFU tout à l'heure, donc probablement dans 1 heure, s'il vous plaît. 15h30, merci.
Madame la Présidente, ça serait bien qu'on commence, il est 17 h. Bien, donc il y a encore, ça va sonner encore une fois, mais je souscris à votre demande et je partage complètement. Voilà. Donc on recommence. Merci. Bien, donc nous reprenons le cours de notre ordre du jour. Nous avons donc sur la partie budgétaire maintenant, d'abord une série de rapports et en premier lieu l'approbation du compte financier. Mais je crois que nous avons perdu le président. Mais vous pouvez commencer? Bien, alors allez-y, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais demander quand même un peu d'attention, même si c'est à bien conscience un peu tardif. Et qu'on est dans un exercice qui forcément sera un peu répétitif, compte tenu du débat qu'on a eu ce matin déjà sur le rapport de la Cour des comptes, mais je vais essayer, pour ma part, de rajouter quelques éléments budgétaires et financiers qui pourront peut-être compléter et enrichir le débat que nous aurons. D'abord, vous dire simplement que ce CFU, bien sûr, c'est le document qui clôture l'exercice budgétaire, mais que nous l'avons construit, non pas comme un document figé, statique, non pas comme une simple photographie du bilan de l'activité au 31/12/2024, mais dans une démarche, dans une stratégie plus dynamique, une stratégie qui a vocation d'être pluriannuelle. J'entendais ce matin Paul Coastan parler d'adaptation. Et effectivement, même si je participe à son analyse qui a été reprise sur la vision prospective à plus long terme qui est nécessaire, mais ce qui est tout autant nécessaire en matière budgétaire, c'est effectivement la capacité de pouvoir pivoter, d'être assez agile et la capacité d'adaptation. Et ce que je vous propose à travers cette présentation, c'est aussi cette vision pluriannuelle que j'avais d'ailleurs déjà présentée lors du BP 2025, en expliquant que ce BP 2025, il avait été construit non pas à partir de la matrice du BP 2024, mais avec des éléments déjà nombreux d'exécution de l'activité de l'exercice 2024. Donc une vision pluriannuelle, et bien entendu, ce rapport, de fait, il intègre aussi par anticipation, et c'est aussi les mots qui étaient prononcés tout à l'heure par Xavier Luciani, oui, il intègre par anticipation déjà le rapport qui a été présenté de la Cour régionale des comptes, puisque nous n'avions pas attendu ce rapport, nous, pour adapter la situation que je vais vous présenter lors de la présentation du BP 2025. Et nous l'avons fait notamment en réorientant un certain nombre d'indicateurs. Alors, la Cour des comptes, elle nous livre un exercice, ça a été longuement exposé ce matin, de type d'analyse comptable, budgétaire, financière, mais, et ça a été dit par le Président, elle, et c'est rare de la part de la Cour des comptes, elle y ajoute une vision, une perspective qui est plus globale, parce que quand on lit le rapport, on s'aperçoit qu'elle pointe bien, elle reconnaît bien que la Corse doit faire face à des défis spécifiques, une croissance démographique forte, portée exclusivement par l'apport migratoire, le vieillissement marqué de la population, un taux de pauvreté élevé, de grandes disparités de niveau de vie, une économie soumise à une forte saisonnalité et très dépendante du tourisme et du BTP, un PIB par habitant qui, malgré sa progression, reste faible. Donc vous voyez, à ces contraintes structurelles de la Corse, elle y ajoute d'ailleurs, depuis 2022, une grave crise budgétaire en France et une conjoncture internationale tendue
qui impacte toutes les collectivités. Et je pense que c'est important, ça a été dit ce matin, mais c'est important de comprendre que dans ce CFU 2024, on a aussi la traduction de l'ensemble de ces contraintes. Donc, le CFU 2024, il a été, je vous le disais, exécuté avec ces contraintes-là, mais il a été aussi exécuté avec deux grandes exigences, comme le seront les prochains, d'ailleurs, exercices budgétaires. La première exigence, c'est on ne peut pas, nous, politiques, construire des budgets uniquement sur la vision financière. On est forcément obligé d'y intégrer une vision politique, notre projet politique, qui comporte, en tout cas, des axes fondamentaux. Ce matin, le président les rappelait. La cohésion sociale et territoriale, dans une, je l'ai entendu, qui est potentiellement riche, mais qui, pour l'instant, a une population relativement pauvre et vieillissante, ça a été dit ce matin, les amortisseurs sociaux, les politiques sociales, c'est un choix politique fort que nous faisons. Elles sont de haut niveau et nous avons l'ambition de les maintenir, même s'il faut, bien entendu, ajuster les choses. Deuxième point fondamental, c'est la politique d'investissement. Ça a été beaucoup dit ce matin. Nous avons fait le choix d'investir beaucoup, plus de 350 millions, même si on le réduit un petit peu en 2024 et nous devrons le réduire à nouveau en 2025. C'est une politique ambitieuse. Les chiffres ont été donnés. Nous investissons en moyenne 2 fois plus que les régions et les départements de France. C'est un choix politique fort et qui impacte naturellement notre niveau d'endettement. On ne peut pas, dans une collectivité, investir beaucoup sans emprunter. Ça n'existe pas. Donc nous avons choisi cette stratégie. Nous l'assumons, même si nous avons conscience aussi qu'il faut aussi adapter les choses. Troisième axe fondamental que nous assumons aussi, qui est un choix fondamentalement politique, c'est celui du service public, fort et de qualité. Alors certains diront trop coûteux. Peut-être, et on a entrepris un travail, là aussi, de réorganisation, de recentrage, d'optimisation, d'amélioration de la productivité. Mais le choix qui reste le nôtre d'avoir un service public fort, nous l'assumons. Donc ça, c'est pour les grandes orientations et les grands choix politiques. Mais en face, il y a une autre exigence tout aussi fondamentale, c'est celle de maintenir une trajectoire budgétaire soutenable. Le président le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas des aventuristes. Nous avons conscience, y compris des défis financiers qui sont les nôtres aujourd'hui, budgétaires et financiers. C'est pour ça que nous l'avons fait en 2024, nous l'accentuons en 2025 et nous continuerons à le faire pour les exercices 26 et 27 dans cette période de contrainte, notre capacité à adapter notre trajectoire financière avec 3 axes de travail. Le premier axe, c'est celui de continuer d'améliorer notre maîtrise des charges de fonctionnement. C'est un travail que l'on fait de longue haleine, revue de dépenses, COP, on en a parlé ce matin. C'est un travail sur lequel nous appuyons et que nous voulons mener à bien avec, par exemple, une ambition, c'est celle de ne pas augmenter nos charges de fonctionnement au-delà de l'inflation. C'est un objectif que nous allons essayer de tenir en 2025. Je vous présenterai le mois prochain le BP, le BS de l'année 2025 et nous sommes dans cette orientation de travail. Le deuxième axe, c'est celui du cofinancement de nos investissements. C'est un sujet important, c'est un sujet que nous pratiquons, mais sur lequel on a conscience qu'on doit s'améliorer. Donc le but, c'est aujourd'hui de faire en sorte que nos investissements ils soient mieux cofinancés. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure lors de la présentation un peu plus détaillée du budget. Et enfin, le troisième axe de travail qui découle du deuxième, c'est celui de limiter, bien sûr, notre appel à l'emprunt dans ce qui est raisonnable. Mais je vous le disais, politique ambitieuse d'investissement, corollaire, niveau d'emprunt conséquent. Même si on travaille, et vous verrez, et vous l'avez vu dès 2025, en 2025, dans notre BP, nous sommes à, je crois, de mémoire, 112 millions d'emprunts. Vous verrez que c'était 128 en 2024, avec aussi un travail pour l'amélioration sur les prochaines années. Voilà, ça c'est un peu la philosophie générale. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres, qui sont quand même importants, même si je vais vous en faire une synthèse pour ne pas être trop long.
D'abord, qu'est-ce qu'ils nous disent, les chiffres? Les chiffres, ils nous disent d'abord qu'on a un taux de réalisation qui est très bon. Pratiquement 100%, 99,6%. Ça veut dire que notre capacité de prévision, elle est bonne au regard de la réalité des besoins identifiés. Et c'est un point positif pour ce qui nous concerne. Le montant total des dépenses, 1,5 milliard à peu près, 1,496 millions, avec une répartition, mais on l'a vu ce matin, 71%, 1,60 milliard en fonctionnement, 436 millions, 29% en investissement, et enfin un résultat cumulé de 6,5 millions. On a un résultat qui est positif. Nous avions 15 millions en 2023. On est à peu près dans le même niveau d'épure. C'est plutôt un bon indicateur, encore une fois, avec, si vous regardez derrière, un indicateur qui est celui de l'épargne brute, qui est à 151 millions, qui nous permettront de financer nos investissements avec un taux d'épargne à 12,5, qui est largement acceptable. Et enfin, une dette totale cumulée de 1,118 milliard. Donc là, je suis obligé, même si on en a beaucoup parlé, de revenir sur ce point-là, à mon tour, parce que je crois qu'il ne faut pas se tromper et que si on résume la capacité financière d'une collectivité au montant global de sa dette, on ne fait pas une bonne analyse d'un budget. C'est simplifier les choses à l'extrême, et en plus, ça n'a pas beaucoup de sens quand on n'utilise qu'un seul ratio pour en faire l'analyse. J'ai entendu dire qu'on avait le taux d'endettement le plus élevé de France. C'est certainement vrai, mais ça n'a pas beaucoup de sens si on isole ce ratio d'un ensemble de ratios. Les autres ratios, tout aussi importants et peut-être certainement plus importants. C'est d'abord, avant de rentrer dans les ratios, la structure de la dette. Ça a été dit ce matin. Je ne vais pas revenir sur l'héritage, mais c'est sur 1,118 milliard, il y a plus de 350 millions qui ne sont pas dans notre fait, ça a été dit ce matin. Le reste, c'est je le rappelle, de l'endettement pour financer de l'investissement. Ça, c'est pour la structure de la dette. Après, sur les ratios, Alex en a parlé ce matin, le ratio qui est tout à fait significatif, parce qu'on doit se comparer à d'autres, à d'autres collectivités qui nous ressemblent, en l'occurrence les régions et les départements. Qu'est-ce qu'on voit dans ce ratio? On a un taux d'endettement qui est de même pas 100%, quand on rapporte notre endettement au volume total de nos recettes, même pas 100%. Alex le rappelait, mais il faut le dire, les autres régions et départements, c'est 115%. 115%. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, juger l'endettement d'une collectivité en invoquant uniquement le montant, le volume global de son endettement. Troisième ratio, c'est la capacité de désendettement. Le président l'a expliqué. Cette année, un peu plus de cette année, alors que le seuil de vigilance, nous le considérons, nous, à 8 ans. Si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, elle parle de 9 années, quand vous lisez le rapport. Donc vous voyez que, y compris sur ce ratio, on n'est pas dans une situation d'alerte. On est même plutôt bien. Et je terminerai sur une chose, parce que ça va peut-être vous parler, parce qu'il y a certainement ici, même si comparaison ne vaut pas raison, ce matin on a comparé les collectivités, et vous avez raison, Madame la Présidente, je pense que ce n'est pas une bonne comparaison, mais je veux bien même aller sur ce chemin-là. Si on compare, si on se projette dans le monde de l'entreprise, quand vous allez voir votre banquier pour vous financer une entreprise, est-ce qu'il va regarder votre niveau d'endettement global? Enfin, vous êtes tous allés, c'est pas ce qu'il va faire. Hein. Il va regarder d'abord votre capacité à rembourser. Il va regarder votre capacité à rembourser. Votre capacité à rembourser. Mais c'est la capacité à rembourser qui va primer sur votre acceptation. Donc, vous voyez bien, ces indicateurs-là, ils sont de bons indicateurs qui déterminent bien que notre collectivité n'est pas dans une situation d'asphyxie, certainement pas, mais dans une position de fonctionnement relativement normale. Si on rentre un peu plus dans le détail et qu'on regarde la section de fonctionnement, je vous ai dit les dépenses de fonctionnement,
1,60 milliard, effectivement, c'est plus 4%, en 2024. Mais on en a beaucoup parlé, la rigidité de ces dépenses, elle est liée, y compris à souvent des facteurs qui sont exogènes et qui impactent mécaniquement l'augmentation de ces dépenses. Dans ces dépenses, je vous prends l'exemple des charges à caractère général, 94 millions. Alors, on a tous par nature, et on fait un travail principalement sur ces charges-là pour essayer d'avoir des gains et des marges. C'est la question de la revue des dépenses, très ciblée sur ces 94 millions. Mais si on veut regarder dans le détail, on s'aperçoit que même là, on a une forme de rigidité. J'ai repris l'exemple, je crois en commission, des transports scolaires et du choix politique aussi. 28 millions d'euros annuels des transports scolaires pour transporter à peu plus de 10 000 enfants. On fait le calcul, hein, en moyenne, même si ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire. Ça fait 2 800 € par élève. C'est un choix politique. Hein. Ça peut paraître coûteux, mais c'est un choix politique. Le choix politique que nous avons fait, c'est de permettre à chaque enfant, où qu'il se situe en Corse, y compris dans les territoires les plus lointains par rapport aux établissements scolaires, de pouvoir bénéficier d'un transport scolaire. C'est coûteux, mais nous l'assumons. Comme Hyacinthe l'expliquait tout à l'heure, comme nous assumons une politique forte envers le rural quand il s'agit de sécurité avec les services incendies, et moi j'irai plus loin, comme nous assumons aussi, puisque je connais ce débat-là, en matière d'eau, la nécessité, lorsqu'il faut investir dans les territoires les plus éloignés, les plus ruraux, la question des coûts et des surcoûts. Parce que c'est ça les choix politiques que l'on doit faire. Soit on veut permettre à nos populations de continuer à vivre dans nos villages, soit, et on y met y compris les investissements nécessaires, soit on est dans une logique d'abandon et de renoncement, et dans ces cas-là, on améliorera forcément nos indicateurs financiers, mais on abandonnera notre projet politique. Les charges de personnel, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, 245 millions, une augmentation de 4%, d'un peu plus de 4%. Ça a été très bien expliqué par le président du Conseil exécutif tout à l'heure. Il y a 75% de ces augmentations qui est due à des choix qui ne sont pas les nôtres. Je reprends là aussi les propos de Hyacinthe. L'État décide et les collectivités payent. C'est ça, c'est la réalité. Dans la progression des coûts sociaux, c'est une réalité très forte qui pèse sur les budgets de nos collectivités. Donc, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que et les choix imposés, réglementaires, et la mécanique liée au GVT, ça pèse 75% des augmentations de la masse salariale en général. Donc, après, il y a toujours, je l'ai dit, la nécessité d'être meilleur, de rationaliser, d'optimiser. Mais là aussi, je rejoins les propos qui ont été tenus dans l'Assemblée. L'enjeu, à mon avis, de cette rationalisation, ce n'est pas de diminuer le nombre de fonctionnaires. Ce n'est pas ça l'enjeu. D'ailleurs, on ne l'a pas augmenté sur la période 2018-2024. Mais ce n'est pas l'enjeu de le diminuer. L'enjeu, c'est de rendre plus productif notre collectivité et l'ensemble de son fonctionnement pour gagner des gains de productivité, donc éviter des coûts. C'est ça l'enjeu qui nous paraît le plus important. Troisième poste, celui du social en général. Et je vous le disais tout à l'heure aussi, c'est un choix politique, mais c'est aussi un choix réglementaire. 3 postes. L'APA, l'allocation pour les personnes âgées, 126,5 millions. Progression 5,5 points de progression, 6,5 millions de progression entre 2023 et 2025. Alors c'est le résultat de notre démographie et du vieillissement de la population. C'est incontestable. C'est aussi un choix politique qui est le nôtre, qui est celui de travailler, de forcer, d'aller vers le maintien à domicile de nos personnes âgées. Ça, c'est un choix que l'on fait, que l'on assume. Comme nous assumons le choix qui a été fait de revaloriser les rémunérations, les conditions sociales de travail du personnel d'aide à domicile. Vous connaissez comme moi la difficulté qu'on a sur ce secteur de qualification des personnes, de rémunération, de durabilité dans ces services-là. Alors,
on peut se plaindre d'un côté et se plaindre de l'autre, mais nous avons fait le choix que sur ces métiers-là, qui sont pour nous des métiers essentiels dans la Corse de demain, il faut aussi à la fois militer pour le maintien à domicile di nostri vecchi et aussi pour que les personnes qui travaillent dans cette filière d'activité difficile et avec un niveau de pénibilité conséquent, qu'elles soient rémunérées pour leur juste travail. Les aides PCH pour les personnes handicapées, 45 millions, plus de 45 millions, progression depuis 2019, 40% de progression, 5% par an maintenant. On peut s'en offusquer, on peut le regretter, mais moi je dis une chose, ça dit quelque chose sur l'état social de la société corse, ça dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait le choix de se dire il faut réduire ces postes-là? Bien sûr qu'il faut regarder, bien sûr qu'il faut faire attention, mais en même temps, au nom de la solidarité et au nom de la vision politique que nous portons, nous sommes engagés sur ces politiques-là. Enfin, le RSA, je crois que Paul Félix en faisait une allusion tout à l'heure à ce dispositif quand il comparait la Corse à des territoires français. Le RSA, c'est 45 millions, j'ai un peu plus de 45 millions, et c'est stable. Et c'est vrai que c'est une dépense qui est stable. Alors on le doit forcément par le non-recours et la mauvaise connaissance, mais moi je peux vous dire une chose aussi, on le doit parce que la collectivité de Corse investit avec des coûts en face sur l'accompagnement des bénéficiaires, sur le fait que ces gens-là, plus tôt on les sort du dispositif, plus de chances on a de les trouver insérés durablement dans le monde du travail. Donc il y a un travail de fond, d'investissement social qui est mené pour faire en sorte que, et ça paye, parce qu'on voit bien que ça évolue peu. Enfin, un autre poste de dépenses important, je crois que c'est Louis qui en a parlé ce matin, les participations et les dotations versées par la collectivité, c'est plus de 300 millions avec là-dedans, bien sûr, la dotation de continuité territoriale et les dotations allouées, 187 millions, la dotation en 2024. Rappelez-vous, il n'y a pas eu d'enveloppe complémentaire en 2024. Ça veut dire qu'en 2024, nous avons exécuté notre budget sans dotation et que l'Office des transports a dû assumer sur ses réserves, ce qui est bien sûr une difficulté qu'aujourd'hui porte cet office à partir de 2025. Mais nous avons aussi, dans ces 300 millions et plus, la dotation versée aux agences et offices. 64 573 exactement. C'était 63 920. Donc là, je veux dire aussi, parce que je l'ai entendu beaucoup ce matin, qu'on n'est pas dans des augmentations importantes. Je crois qu'on est sur un point d'augmentation. Ça montre aussi qu'en 2024, déjà, nous avions une mesure de gestion, d'adaptation par rapport au niveau de régulation des dépenses qui démontre bien que les agences et offices, finalement, moi je l'entends quand on nous dit qu'elles sont extrêmement coûteuses, qu'il faut qu'elles manquent de pilotage. Je ne suis pas persuadé de tout ça, honnêtement. Pour connaître et pour avoir eu la chance de présider un office et aujourd'hui une agence, je ne suis pas persuadé de tout ce qui est, de la véracité de tout ce qui a été dit ce matin, y compris de l'analyse politique là-dessus, qui a été portée par Jean-Martin Mondolone et qui consistait à dire que les autres régions françaises n'ont pas d'agence et office et ça pouvait expliquer une meilleure gestion, une meilleure situation financière. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois fortement dans l'utilité des agences et offices. Ce sont des outils qui ont fondamentalement peut-être plus de facilité, d'agilité que la collectivité de Corse. Il faut certainement là aussi avoir une vision de pilotage organisé, coordonné et certainement de rationalisation. Mais elles ont, à mon sens, leur utilité, y compris dans une vision qu'on pourrait avoir demain, liée à l'économie mixte. Donc 64 millions, je vous parlais, plus les pics Camine d'Ivar, mais on en a parlé ce matin, 27 millions.
Les subventions, autre poste de dépenses, 70 millions, et 500 millions, et 500 000, pardon. Poste qui diminue, 72 millions en 2023, 2 millions globalement de moins. Là aussi, la réponse, elle est que, vous voyez que déjà en 2024, nous sommes sur des efforts entre guillemets, de gestion, de rationalisation, tout en affirmant qu'on ne peut pas ne pas être à côté des acteurs dans les territoires, notamment des acteurs associatifs, culturels, sportifs, etc. Donc nous avons une action forte, mais nous savons aussi, dans une situation de contrainte, démontrer qu'on peut faire des efforts. Enfin, le dernier poste de charge de fonctionnement, ce sont les charges financières, 29 millions en 2023 et qui vont croître. Paul Félix le rappelait aussi, parce que mécaniquement, effectivement, comme on a une partie de nos emprunts qui sont adossés, annexés sur le livret A, avec la montée des taux, ça surcoûte, il y a eu des coûts financiers supplémentaires. Simplement, je dis que c'est monté, et on a enfin, entre guillemets, je ne suis pas sûr que ce soit une chance pour tous, mais le livret A aujourd'hui baisse, et donc mécaniquement, on va se retrouver dans une enveloppe qui va diminuer. Les recettes de fonctionnement, 1,206 milliard. En contrepoint des dépenses. On parle beaucoup de dépenses, on parle de la nécessité de mieux maîtriser nos dépenses. Il est tout aussi important d'être en capacité de mobiliser de manière optimum nos recettes. Et qu'est-ce qu'on regarde sur les recettes de fonctionnement? Qu'est-ce qu'on constate d'abord? Une stabilité. Et si on regarde dans le détail, premier poste de recettes de fonctionnement, ce sont les recettes fiscales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des indirects et des directs, mais c'est important de regarder ce poste-là, parce que c'est le poste qui a, entre 2018 et 2024, mais même entre 2020 et 2024, qui a permis la dynamique de nos recettes, plus 15% entre 2020 et 2024. Par contre, et là aussi ça a été dit, quand on regarde à partir de 2024, on voit la courbe qui se casse, et on voit aujourd'hui la stagnation. Mais c'est dû à quoi? Il y a deux niveaux d'explication, pour être honnête. Le premier niveau, le président en a parlé ce matin, c'est les DMTO. Jusqu'à 2023, on a eu un niveau de DMTO important qui nous ont permis de financer notamment nos politiques sociales. Depuis, comme les départements, depuis 2023, on a une chute de ces recettes, même si elle a tendance à se stabiliser. Mais ça, c'est un point. Le point le plus important, c'est la dynamique de TVA. C'est elle qui a porté, la dynamique de TVA a porté nos recettes. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement français, pour ses propres contraintes, parce qu'il a ses propres contraintes financières, il écrète la TVA des collectivités. Il a une logique d'écrètement qui fait que la dynamique de TVA qui reste en France ne profite plus qu'à l'État et ne profite plus aux collectivités. Et c'est ça qui nous met aujourd'hui en difficulté sur ces recettes. Mais c'est ces recettes-là qui ont porté la dynamique de recettes. Il faut le retenir parce que c'est le travail qu'on doit mener. Le deuxième niveau de recettes, les autres recettes, et ça aussi, c'est le raisonnement politique que l'on porte, ce sont les dotations et participations. Et je regarde la droite, parce que souvent je l'ai entendu à droite, cet argument-là, de dire, attention, la fiscalité, c'est volatile, c'est aléatoire, etc. Les dotations et les participations, c'est des choses qui sont plus acquises et on peut penser qu'il faut continuer à travailler dans ce sens. Le résultat, enfin l'analyse de ces propos, elle donne quoi? Elle donne qu'on s'aperçoit qu'entre 2020 et 2024, 319 644 000 en 2020, 319 345 000 en 2024. Moi, je crois que sérieusement, dans la situation budgétaire de la France, si les collectivités pensent qu'elles peuvent construire leur modèle économique, y compris leur modèle budgétaire de développement, sur les dotations et les participations de l'État, à mon avis, ce sont des lendemains difficiles qui augurent pour elles. Donc il faut là aussi s'adapter. Nous avons fait le choix, nous le disons, de s'adapter, notamment à travers le pacte budgétaire fiscal et le pouvoir législatif demandé dans le cadre de la démarche autonomie, d'assumer notre responsabilité d'avoir plus de pouvoir fiscal. Troisième niveau de recettes, les recettes sectorielles de fonctionnement. Alors, celles-ci, elles sont liées à ce que je disais tout à l'heure, 118 millions, 119 millions, mais essentiellement, pour grande partie, ce sont
les reversements, les participations de l'État à la prise en charge des mesures sociales dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'APA, la PCH et le RSA. 88,5 millions, 88,5 millions, 220 millions de dépenses cumulées sur ces 3 postes-là, 88,5 millions de compensation. 132 millions sont assumés par la collectivité en fonds propres. Je crois qu'il faut le retenir. Les DMTO, c'est un montant qui croît chaque année. Les DMTO, quand elles pesaient 110 millions chez nous, elles couvraient les dépenses sociales. Les DMTO aujourd'hui, elles pèsent 85 millions dans le budget de la collectivité de Corse. Et les dépenses sociales, elles continuent. Donc il faut bien comprendre aussi ce genre d'équation pour comprendre la difficulté. Mais là, l'État, on voit bien que les dépenses augmentent et les recettes d'État, elles, stagnent. Concernant maintenant la section d'investissement, on dépense 436 millions, avec 342 millions, 343 millions pratiquement de dépenses sectorielles, c'est-à-dire de dépenses d'investissement, le reste étant le remboursement des emprunts et dettes assimilées, dans 54 millions du remboursement de capital d'emprunt. Je vous le disais tout à l'heure, 54 millions plus 29, on est à 83 millions en globalité de remboursement de la dette, avec clairement un horizon, et puis on ne se le cache pas, qui va tendanciellement, compte tenu du coût de l'argent, aller vers les 100 millions dans les prochaines années. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de limiter l'emprunt, que nous avons conscience, et ce que nous avons proposé dès 2025, nous allons le continuer en 2026 et 2027 pour plafonner notre emprunt autour de 100 millions. 2 niveaux de dépenses d'investissement sur les 343 millions dont je vous ai parlé de dépenses sectorielles. Le premier niveau, et c'est important là aussi parce que c'est notre choix politique, assumé, difficile budgétairement, unique, c'est celui de l'aide au territoire, de l'aide au tiers, de l'aide au territoire. 178 millions en 2024 ont été octroyés à l'ensemble des acteurs du territoire. L'aide aux communes, intercommunalités, toutes les aides aux différents organismes publics et parapublics sur les territoires, à tous les acteurs. 170 millions, c'est un choix politique que nous assumons. Les autres dépenses, ce sont bien sûr les dépenses sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité, tous les programmes de travaux, à peu près 159 millions, dont 112 millions, sur la politique des transports, les routes, le chemin de fer, les ports et aéroports. Donc là aussi, une volonté claire, fléchée en termes de choix politiques, parce que je crois que c'est Josepha qui ne voyait pas nos choix en investissement. Ils sont clairs. Si on regarde, il y a 115 millions chaque année qui sont investis dans ce domaine de la politique des transports. On est mis qu'un monde. Après, il y a toute une série de dépenses. Les recettes, en face, les recettes d'investissement, 276 millions. Alors, bien sûr, là, il y a des recettes non ventilées, c'est des reports comptables. Et puis, il y a les recettes sectorielles, 80 millions, 79,5 millions. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est certainement là où nous avons la volonté de nous améliorer. 2024, mais je vais l'expliquer en partie. Il nous faut faire un effort d'amélioration pour mieux mobiliser l'écofinancement et pour aller chercher certainement des recettes nouvelles en mobilisant, y compris bien sûr les fonds européens, le PTIC, je vais en parler, et certainement aussi en faisant appel au travail que l'on va mener sur la banque d'investissement. Mais pourquoi 79,5 millions uniquement? Il y a quand même la question du PTIC qui pèse. Le PTIC, on peut toujours le regretter, et c'est vrai que budgétairement, ça a un impact aujourd'hui. La façon dont l'État a proposé la mécanique de déroulement de ce plan-là, on l'a dénoncé dès le départ. Elle a été dénoncée par l'exécutif, par le président, par l'ensemble de la majorité, et peut-être par l'ensemble des élus, certainement, parce qu'elle consistait d'abord
à considérer que le PTIC, l'enveloppe des 500 millions, elle se divisait en deux, un bloc communal, intercommunal et un bloc réservé à la collectivité de Corse. Bien, allez, dans l'absolu, on peut même l'entendre, que ce choix-là ait été fait, qu'il soit acceptable. Sauf que dans la méthode de fonctionnement, ce qui a été fait, c'est de manière bilatérale, l'État a discuté avec les communes, sans y associer de quelque manière que ce soit la collectivité de Corse. Ce qui a emmené à des choix, souvent des choix avec des niveaux de financement annoncés à des niveaux de participation importantes, puis qui ont été rapidement réduits. On est passé à des taux d'annonce de financement de 70% de projets communaux et intercommunaux, rapidement à des taux qui sont arrivés, qui sont atterris à 50% par exemple. Et les communes et les intercommunalités, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont retournées vers la collectivité de Corse, mécaniquement. Et nous avons dû rentrer dans des logiques de financement que nous n'avions pas choisies, que nous n'avions pas forcément anticipées dans nos trajectoires budgétaires, mais que nous avons dû, pour la plupart, honorer parce que nous devions être là aussi auprès des communes et des intercommunalités et des territoires de manière large. Premier niveau, PTIC. Deuxième niveau du PTIC, quand l'État choisit tout seul, parce que des fois l'État choisit tout seul, l'État choisit de financer Monte sur le PTIC. Très bien, c'est un choix qu'il assume, moi je ne vais pas le commenter là. Mais simplement, quand il le fait, et que ces 50 millions de cofinancement, 40 ou 50 millions, je ne l'ai plus en tête, 40, les 40 millions de cofinancement pris sur l'enveloppe du PTC pour Monte, il décide de manière unilatérale de les prendre sur le quota de l'enveloppe de la collectivité de Corse, de la région, en considérant que c'est un projet régional, là on est moins d'accord. Là nous sommes moins d'accord. Ce n'est pas notre choix, ce n'est pas notre choix. Enfin, troisième élément de fonctionnement du PTIC, même si c'est en train aujourd'hui, on doit le convenir avec le préfet philippine, de changer en termes de méthode, d'être plus conciliant et collaboratif. C'est que depuis le début, nous demandons une approche stratégique par thématique et par filière. Et l'État nous a toujours envoyé une logique de projet, de silos et de projets, ce que nous n'avons pas pu accepter. Tous ces éléments font qu'on a eu du retard sur le PTIC. Aujourd'hui, les choses se normalisent. Du côté de l'État, les choses se normalisent, la volonté de collaboration est affichée, donc nous allons pouvoir commencer à financer, à optimiser la ressource PTIC, ce qui est quelque part aussi pour nous, dans notre projection financière, une bonne nouvelle, puisque ça va nous permettre, à partir de 2026, de monter en charge sur la consommation du PTIC et donc de nous apporter des recettes nouvelles, de pouvoir investir plus, et cela nous permettra aussi d'emprunter moins. Donc on est bien dans la logique vertueuse dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pour ce qui est des recettes. Pour terminer, un point sur le bilan de la gestion pluriannuelle des stocks, parce que ça a été aussi abordé dans les interventions. Moi, je suis désolé, je pense que là, pour le coup, on peut assurer et assumer qu'on est vraiment bon. On a fait des progrès, on a eu des difficultés, aujourd'hui on est vertueux. Quand on regarde le stock d'autorisation d'engagement, on est à 285 millions, moins 20% par rapport à l'année dernière, avec un ratio de couverture qui est de 0,48. Il suffit de comparer, vous verrez que là, pour le coup on est vraiment un bon élève. Et quand on fait la même chose pour les autorisations de programme, on voit le même effort. Paul Félix, c'est plus 1,3 milliard, c'est 1 milliard aujourd'hui. L'état de 1,004 milliard. L'état de nos stocks d'AP, c'est encore moins 19% par rapport à 2023, avec un ratio de couverture qui est de 2,95 années. Vous avez compris que quand on programme un investissement, quand on le met en œuvre, 3 ans après, il est réalisé. Donc on est plutôt dans quelque chose et aujourd'hui extrêmement vertueux. Voilà, je voulais terminer sur cet aspect-là qui était plutôt, à mon avis, valorisant et qu'il faut aussi savoir se valoriser quand on a les éléments pour le faire. Et je terminerai en termes de conclusion pour vous dire qu'en responsabilité, moi je l'affirme
tranquillement, ça a été dit, hein, notamment par Alex. Notre budget, c'est un budget qui est acceptable, 2024. Il est très acceptable, compte tenu des contraintes. Compte tenu des contraintes que nous avons, contraintes qui sont structurelles, mais aussi contraintes qui sont exogènes et que connaissent l'ensemble des collectivités, et ça a été rappelé. Quand on se compare, on se rassure. Hein. Quand on se compare, on se rassure, je vous le dis. Quand il s'agit de regarder, il est acceptable. Les indicateurs, ils sont largement acceptables. Maintenant, et la Cour des comptes le dit fort justement, elle le dit que notre trajectoire, telle qu'elle est, il faut la corriger parce qu'elle deviendrait préoccupante. Mais vous le verrez au BS et vous verrez que 2026, 2027 et 2028 s'inscrivent dans cette dynamique de correction. Nous ne sommes pas les meilleurs élèves de la classe aujourd'hui, certainement pas, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est de construire un budget qui respecte les fondamentaux budgétaires et qui soit en adéquation avec le projet politique qu'on porte. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Et on est là. On est là. On est donc dans une gestion sérieuse, avec une stratégie financière qui est solide et qui se projette de manière pluriannuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Donc, nous avons un rapport de la commission des finances, mais le rapporteur n'est pas là, donc je vais vous en donner lecture en condensé. Hein. C'est pas long. Donc, Jean-Michel Savé lit rappelant que la loi de finances de 2024 avait validé tardivement, certes, la rallonge de 40 millions d'euros pour la DCT, a interrogé les services sur le fait que ces 40 millions n'apparaissent pas dans les données du compte financier unique de l'exercice 2024. Monsieur Mathieu Ferracci, directeur adjoint de la programmation financière, a répondu que ce complément de 40 millions avait été rattaché à l'exercice 2023, ce qui explique leur absence dans le CFU de l'exercice 2024. Sur ces explications, monsieur Jean-Michel Savé a voulu avoir confirmation au regard des besoins qu'une partie de ce complément n'avait pas été utilisée. En réponse, monsieur Mathieu Ferracci a indiqué que ces éléments se retrouvaient uniquement dans le budget de l'Office des transports de la Corse. Par ailleurs, le directeur adjoint a souhaité préciser le montant des compléments perçus au titre de la DCT par exercice, à savoir pour 2022, 33 millions d'euros, pour 2023, 40 millions d'euros, pour 2024, aucun complément, et enfin pour 2025, 50 millions d'euros. Concernant les recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes, M. Mel a souhaité savoir si certains engagements avaient d'ores et déjà été pris par le Conseil exécutif de Corse et qui pourraient s'appliquer dans le cadre de ce document budgétaire. M. Giovanni Angeli, tout en rappelant qu'il s'agissait aujourd'hui de l'examen du CFU 2024, a précisé qu'un travail a été entamé dès 2025 sur les dépenses de la CDC, et cela avant le rapport de la Chambre régionale des comptes. Par ailleurs, il a indiqué que lors de la session de l'Assemblée de Corse du mois de juillet, le Conseil exécutif proposera une PPI routier ainsi qu'une PPU plus globale d'ici la fin de l'année 2025. Tout cela constitue des mesures concrètes qui seront mises en œuvre avant la publication du rapport d'observation de la CRC et postérieurement à l'année 2024. La Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport, non-participation des groupes ONSOF, AONSEM et Corinfront. Donc voilà pour le rapport de la Commission des finances. Il y a par ailleurs un rapport du CESEC qui est très long, que je vous invite à consulter. Vous l'avez reçu. Je vais aller, moi, à la conclusion, parce que le CESEC détaille tous les postes, hein, le social, l'économique, l'aménagement du territoire, l'environnement, etc., etc. Donc c'est assez long, je ne vais pas vous donner lecture, vous l'avez. Donc, mais le CESEC a pris acte du rapport relatif au CFU. Voilà. Je vous invite à lire tout le rapport si vous le souhaitez. Il vous a été transmis. Il y a plus de 10 pages. Voilà. Et on remercie le CESEC de nous avoir envoyé, bien évidemment, l'ensemble de ses analyses et son avis. Bien, la parole est à qui souhaite la prendre. Paul Félix. Je vais faire court parce qu'on en parle depuis tellement longtemps. Bon, c'est une très mauvaise année.
c'est la plus mauvaise du millésime Assemblée de Corse, CTC ou CDC, en pourcentage relatif ou absolu. On est à la frontière de la ligne rouge, vous l'avez mise à un moment donné. Capacité de remboursement, endettement. Vous avez fait un petit trait rouge sur 8 ans. Vous pouvez aller jusqu'à 9. Vous êtes dans les 7. Je pense que vous vous pénalisez dans le calcul. Parce que vous faites la division par l'épargne nette, il faut faire par l'épargne brute. Quand on calcule son taux de désendettement, sur ce désendette d'un coup, la fraction qui est allouée aux intérêts n'est pas à prendre en compte. Je vous fais ce cadeau. Ça fait 30 millions d'euros quand même. Hein. Par contre, l'équilibre, il est précaire. Cette année, vous avez une baisse des recettes générales de plus de 3%. 3,2 exactement. Ce qui représente moins 38 millions d'euros. Augmentation des charges générales très forte. Équilibrée par rien du tout. Augmentation des charges de personnel, plus 4%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des prévisions à 2-3%. On sait aujourd'hui que la matrice, c'est 4%. Donc le seul moyen de résorber, c'est de jouer sur la mise en synergie des moyens humains. Il n'y aura jamais d'autre solution. C'est de transformer les CDI qui coûtent cher en contrats à durée indéterminée et de stabiliser. Je maintiens les chiffres que j'ai dit hier au Président. Vous les vérifierez, je vous l'ai dit de tête. À la fusion, il y avait 4300 postes de fonctionnaires territoriaux titulaires et environ 200 CDD. Aujourd'hui, vous avez perdu 300 CDD, il y a 4000 postes de titulaires et 500 CDD. Je le maintiens. Et ça coûte cher, parce qu'il y a des phénomènes de contraintes de cotisation et de contraintes de suggestions annexes liées à la précarité qui font que ça coûte et que ça déstabilise un management général. Aujourd'hui, l'équilibre est très précaire. Si l'an prochain, alors cette année, votre excédent net du net, c'est 100 millions, 97 exactement. S'il advenait l'an prochain que la conjoncture mondiale, internationale et corso-française ne s'améliore pas, ce qui est très probable sans être Madame Soleil, et qu'au lieu de faire moins 38 millions d'euros de recettes, vous ne faisiez que même que moins 20. Et que même vous contingentiez tous vos frais à la simple inflation, c'est-à-dire à 2%. Vous rajouterez encore 20 millions d'euros. Ça n'améliorera rien. Au contraire, ça crée un 40 millions d'euros de delta, mais qui viendront s'additionner à un delta disponible de 100 millions. Vous arrivez à 60. Vous êtes dans la ligne rouge de la frontière du droit d'emprunter. Parce qu'aujourd'hui, votre capital à rembourser, il est de 55 millions. Donc en fait, vous auriez 55, plus les 10 millions d'euros que vous rajouterez chaque année parce que vous allez faire minimum un emprunt de 150 millions d'euros. Vous avez fait 130 l'an dernier. Donc vous voyez que je ne fais pas une analyse catastrophique, je vous fais une analyse réaliste. Moi, je voudrais avoir un budget prévisionnel 2025 qui soit cadré, qui ait un BS qui rentre en phase avec une réalité. Qu'on n'ait pas le désagrément de constater une année 2025 qui sera l'année de la fatalité. Parce qu'à ce moment-là, les choix, à 2 ans d'une échéance électorale très forte, voire l'élection territoriale, elle va être désastreuse. Parce qu'il n'y aura pas 100 000 solutions. Vous ne pourrez plus emprunter. Et où elle sera, la matrice de l'ajustement? Ça sera de réduire l'aide aux collectivités et l'aide aux communes. Il n'y aura aucun autre choix possible. Ou alors la CDC choisit de ne plus investir en maîtrise d'ouvrage propre. Elle pourra le faire par opportunité politique. Mais moi, je voudrais qu'on ait une prévision
réaliste, parce que ce que je vous dis, vous le savez, je ne vous mens pas. Et n'importe quelle personne qui fait un peu d'économie publique peut vous le prédire. Vous faites simplement vos moins 20 millions d'euros en recettes, et vous savez très bien que vous pouvez taper à moins 50. Il y a une baisse de la consommation, baisse de la TVA. Vous avez une baisse des dotations de la DTMO très importante. Ce n'est plus à cause d'une lutte politique qui empêche la spéculation, c'est lié à la conjoncture, malheureusement. Il n'y a qu'une chose qui est paradoxale. Vous continuez toujours à bénéficier d'une hausse des tabacs malgré la hausse des prix. Plus 5 millions d'euros en 2024. Mais est-ce que ça va continuer? Non. On atteint le seuil de résilience, y compris sur ce type d'achat. Donc, si vous avez ces prévisions de baisse, même si vous maintenez à l'inflation, vous connaissez la réalité du bilan 2025 qui va être présenté. Et c'est non soutenable. C'est la fin. Donc, anticipez. Ne dites pas que vous allez maintenir les dotations de continuité territoriale. Ne dites pas que vous allez maintenir tout. Ce n'est pas possible. Ou alors on annonce qu'il n'y a plus d'engagement propre de la CDC sous sa propre maîtrise d'ouvrage et qu'on passera le volume d'investissement. Alors comment on va faire? Vous devez espérer faire un emprunt de 250 ou de 220 millions d'euros. Vous êtes déjà à 130. L'an prochain, vous serez obligatoirement à 150. Moi, c'est ça qui ne me convient pas. Vous le savez. Et vous ne faites aucune analyse prospective comparée. La Chambre régionale des comptes l'a fait. Elle est allée jusqu'à 2027. Mais elle est allée de manière positive. Elle n'est pas allée dans la réalité de la conjoncture. Elle a simplement fait une projection de 2023. Et 2023 n'était pas une si mauvaise année par rapport à 2024. Donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un débat stratégique sur l'avenir économique de la collectivité de Corse. Parce que si il y a ne serait-ce que les 50 millions d'euros qui n'arrivent pas sur la continuité territoriale, et c'est très probable qu'ils n'arrivent pas. Et il est plus probable qu'ils ne viennent pas qu'ils viennent. Si on rajoute ça, là c'est 0, 0, 0. Donc moi, j'aime pas parler pour rien. J'aime pas faire de la prédiction. Mais là, il vous appartient aujourd'hui de présenter une feuille de route qui soit cohérente en termes d'avenir économique. On ne peut pas continuer à admettre une adversité qui dit on a la baisse des dotations, on a la baisse du FCTVA, on a la baisse de la DTMO, on a la baisse de la TIPC parce que le carburant augmente beaucoup et parce qu'il y a un basculement sociétal des véhicules diesel ou essence vers des véhicules ou hybrides ou 100% électriques, donc une baisse drastique à venir des consommations d'essence et de gasoil. Tout ça fait que les revenus sont dans une conjoncture de déclin. Donc, faites-nous cette projection matricielle réaliste et qu'on puisse faire des choix politiques. Sinon, vous allez mentir tout le temps. Mais à la fin, l'heure des comptes sera douloureuse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Pierre Gemel. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous y sommes. Le point de bascule est atteint. Et je sais, Gilles, que tu ne t'attendais pas à autre chose de ma part, tellement tu en es convaincu toi-même. Ce compte financier unique confirme ce que nous redoutions. Une gestion financière défaillante, comme cela a été dit, marquée par une explosion des charges, une diminution de l'investissement et une dette qui continue de croître. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ce scénario vous avait été annoncé depuis 2019, lorsque nous avions indiqué que le cap du milliard d'euros de dette était franchi. L'effet ciseau, t'en redouté, est donc au rendez-vous. Alors à qui la faute, puisque cela n'est jamais de votre fait? À l'Europe, à l'État, aux mandatures antérieures de droite, aux mandatures antérieures de gauche, au département que vous avez voulu supprimer. Et pourtant, je crois que l'heure est au rendez-vous et plus question d'évoquer un quelconque héritage ou une quelconque responsabilité, si ce n'est la vôtre, pour justifier cette gestion déséquilibrée et dangereuse pour l'avenir de la collectivité de Corse. Votre exécutif dispose depuis 2017
de tous les leviers de la politique régionale, après la fusion de la collectivité territoriale de Corse avec les conseils généraux. Cela fait donc 10 ans que vous êtes à la tête de cette institution et 5 ans avec une majorité absolue, ce qu'aucun de vos prédécesseurs n'a jamais pu se prévaloir. C'est donc le bilan de vos années de gestion qui est fait aujourd'hui. Alors vous nous présentez cela, l'ensemble des documents budgétaires, comme s'ils vous étaient imposés, comme si vous étiez étranger à leur élaboration et vous constatez que vous êtes des victimes des mauvais résultats qui en découlent. Vous affichez en prime des recommandations comme des autoprescriptions, en nous indiquant qu'il faut juguler les dépenses de fonctionnement. Mais c'est depuis la fusion que l'on vous en conjure. D'ailleurs, les effets et les coûts de personnel, on sait aujourd'hui ce qu'ils sont, puisque c'était soi-disant une mutualisation qui devait s'opérer, et donc une diminution de ces derniers. De plus, dans votre introduction, vous reprenez également votre position sur la TVA et le mauvais traitement qui nous serait infligé. Votre argumentaire ne tient pas, car vous le faites sans tenir compte du poids des dotations qui, mécaniquement, engendrent une baisse de la part de TVA dans le total des recettes allouées. En effet, ramenée par habitant, la collectivité a perçu 3 527 € de recettes de fonctionnement en 2023, contre 1 551 € en France métropolitaine, où l'on ajoute bien entendu les 480 € en moyenne pour les régions et les 1 171 € pour les départements, ce qui font bien sûr les 1 651 €. Alors, si vous arrivez à décrocher ce dont parlait fort justement Paul Félix Benedette, une compensation financière complémentaire que vous estimez à 50 millions d'euros, on s'en félicitera. Mais je crois qu'alors se posera la véritable question de connaître vos priorités d'affectation. On note également que l'investissement baisse de 28 millions d'euros par rapport à 2023. Au niveau des 343 millions de dépenses réelles d'investissement, auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, notons que depuis la fusion, c'est la deuxième fois, avec le CA de 2020, que les subventions d'équipement prennent le pas sur les opérations sous maîtrise d'ouvrage CTC. On est à 53% pour les subventions contre 47% pour les maîtrises d'ouvrage. Pour rappel, en 2020, on était à 49,51. Les dépenses de fonctionnement pour cet exercice n'augmentent que de 0,23%, c'est une bonne chose, et passent de 1,57 milliard à 1,60 milliard. Mais pourtant, lorsque l'on va plus en profondeur dans l'ensemble des progressions du 0,11 et du 0,12, qui, elle, est constante, les charges à caractère général augmentent de 6,6% et celles de personnel de 4%. Ce sont les charges de gestion courante en baisse de 26 millions qui ont permis de compenser ces progressions et de juguler l'inexorable augmentation des dépenses de fonctionnement. Mais qu'on se le dise, la forte progression des dépenses de personnel s'est faite exclusivement sous l'effet de vos décisions. Vous savez comme moi qu'il ne s'agit exclusivement en aucun cas de mesures nationales de revalorisation d'indices comme vous avez coutume de la justifier. Le recours important aux contractuels de 228 à 342, sans que le poids des statutaires ne diminue, contribue fortement à aggraver notre situation financière. Cela étant encore plus marqué dans les agences et offices. Notre collègue Paul Félix Benedette faisait le même constat. En effet, le poids du personnel passe de 24,3% en 2019 à 29,7% en 2024. Ce dérapage est le résultat d'un défaut de pilotage budgétaire des effectifs. Et malgré cette dynamique, vous maintenez un recours accru à l'externalisation de certaines missions. Il n'en a pas été question dans votre propos. Le nettoyage des locaux qui bondit de 56%. Les frais d'études en hausse de 74%. Ils ont atteint presque 8 millions d'euros en 2023, ce qui peut signifier une confiance limitée en vos ressources humaines, même s'il vous plaît de vanter chaque fois que l'occasion se présente leur qualité et leurs compétences. Dois-je vous rappeler les études sur le port de Bastia qui ont englouti l'équivalent de plus de 4 millions d'euros? Pourtant, nous le rappelons encore hier,
ce n'est qu'en octobre 2024, donc 6 ans après la création de la collectivité unique, que nous avons eu à délibérer sur un référentiel d'organisation. Oui, la démarche a existé, et elle existe, mais elle est bien tardive, surtout après vous l'avoir demandé à chaque exercice budgétaire. Après report cumulé et intégration du besoin en financement de la section d'investissement, vous le disiez tout à l'heure, le solde est en effet de 6 500 000 €. Je vous rappelle quand même qu'il était de 16 millions d'euros en 2023, 20 millions d'euros en 2022 et 17 millions d'euros en 2021. Le ratio investissement-fonctionnement n'a jamais été aussi dégradé, soit 25-75. Je vous rappelle que cela veut dire que lorsque l'on investit 1 euro, eh bien on en dépense 3 pour fonctionner. L'épargne brute baisse de 11%, vous l'avez dit. On note un tassement de la fiscalité avec principalement des DMTO qui chutent de 14 millions d'euros pour s'établir à 80 millions d'euros. Il n'y a que le tabac, oui, on le disait à l'instant, qui se maintiennent et progressent même de 3% en atteignant le record de 158 millions. Mais ce qui est le plus préoccupant, vous le savez, c'est le montant de la dette qui atteint 1,118 milliard d'euros, et vous l'avez dit. Alors le montant de la dette, vous avez vous lancé dans des explications rationnelles, des explications avec le passé, le présent et compagnie. Toujours est-il qu'elle a cru de 32% depuis 2019. Et à vous seul, vous en avez généré les 3/4 en l'espace de 10 ans. Elle était, je vous rappelle, de 420 millions d'euros en 2015. Et lorsque celle-ci était encore assise sur de l'investissement. Alors vous voyez, Président, on est loin de l'analyse qui était faite et que vous faisiez sur le rapport de la CRC. La collectivité a mobilisé 128 millions d'euros d'emprunts, autorisés en 2024, soit 2 fois plus que les 54 millions d'euros de capital remboursé, et Paul Félix le disait tout à l'heure d'une autre façon. La capacité de désendettement, elle, était de 3,9 années en 2015. Elle a presque doublé depuis et se situe aujourd'hui sous la ligne fatidique des 8 années. Et donc, on s'approche inexorablement du seuil d'alerte. Ceci est d'autant plus inquiétant que personne, malgré le montant de la dette rappelée et représentant 3 fois celle des autres régions comparables, ne peut pour autant affirmer aujourd'hui que l'investissement sur l'île se trouve renforcé avec des projets structurants dont la Corse et les Corses ont tant besoin. En examinant dans le détail les dépenses par chapitre, il est facile de remarquer qu'au niveau du fonctionnement, tous les chapitres augmentent, sauf celui des transports, lorsqu'au niveau de l'investissement, tous baissent, à l'exception des chapitres culture, enseignement et santé. Alors, comme prévu, cette délibération que vous nous proposez demande de constater les grandes lignes en 2024 en investissement et en fonctionnement et d'approuver, bien sûr, les comptes concernant la gestion financière de la collectivité. Or, je pense que ce serait de l'irresponsabilité de notre part, parce que notre devoir est de la sanctionner. Pourquoi la sanctionner? Parce qu'on ne peut pas avoir réclamé la collectivité unique et se plaindre aujourd'hui d'avoir à gérer, comme vous le disiez, l'allocation personnalisée d'autonomie et le revenu de solidarité active, autrefois réservé aux départements. Pourquoi avoir critiqué la gestion passée de la collectivité sur, je cite, 40 ans d'inertie, alors même que tous les investissements structurants en termes de transport, de construction d'établissements scolaires sont à mettre au crédit des mandatures et majorités précédentes? Si la situation clanique antérieure était dite vicieuse et dénoncée comme telle, remplacer les clans était votre priorité. Vous deviez mettre en place des méthodes de gestion transparentes et démocratiques, précisément pour ne pas l'aggraver. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, permettez-moi d'emprunter votre slogan « Tamanta strada ». Et c'est bien plus triste, ce constat, parce qu'il se pose aujourd'hui avec bon nombre de problèmes. Vous qui avez parlé de l'émancipation du peuple corse, sachez que les Corses n'attendent plus de se voir délivrer des messages messianiques les invitant à rentrer dans l'espérance, ni à perpétuer des instincts classiques de conservation de pouvoir. Ils veulent aller plus loin, avec une hauteur de vue et surtout de façon opérationnelle. Promesse avait été faite,
La commission des finances devait être l'espace de travail et de discussion pour trancher sur les opérations clés à venir en termes d'investissement routier. On attend toujours que les PPI transport et établissements scolaires soient actualisés. Cela devait se produire au moment de l'examen du compte financier unique, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais malgré les promesses, on n'a toujours rien. Alors comment finir mon intervention sans faire davantage référence au rapport de la CRC, malgré tout ce qui a déjà été exprimé et tout ce qui s'est dit ce matin? L'état des lieux est dramatique et il confirme en tout point nos soucis exprimés depuis quelques années. La CRC formule des recommandations claires et des rappels à la réglementation. Autant de mesures de bon sens et de bonne gestion telles que le pilotage budgétaire des effectifs, le renforcement du pilotage financier, une revue générale des dépenses, l'élaboration d'un véritable plan pluriannuel d'investissement assorti d'un point annuel. Je le disais en préambule, notre groupe vous a alerté sur ces sujets sans pour autant être écouté. Pourtant, il n'existe aucun chemin de progrès qui ne tienne compte de la réalité. Alors pourquoi n'assumez-vous pas votre part de responsabilité? Pourquoi restez-vous en permanence dans le déni? Alors vous nous direz pour y répondre que ce travail est en cours et qu'il porte déjà ses fruits, que la dette ne va cesser de croître compte tenu de la structure de nos recettes et des besoins de notre population et qu'il nous faut, bien entendu, rechercher des recettes nouvelles, que vous assumez l'augmentation continue des dépenses de fonctionnement puisqu'elles correspondent à vos choix politiques, même si vous n'en avez pas les moyens, que le recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage diminuera dans le temps et que le recours à la compétence interne sera optimisé. Quand vous avez dû, dès 2015, contracter un emprunt de 100 millions d'euros pour satisfaire aux engagements de la mandature précédente. Qu'il sera nécessaire, pourquoi pas, de demander une rallonge à l'État français en quasi-faillite, lui aussi. Mais surtout, que l'autonomie réglera toutes nos difficultés. Alors je crois que la Corse et les Corses méritent bien mieux. Ils doivent savoir que si cette trajectoire n'est pas corrigée, la CDC sera exempte d'ici la fin du mandat. Mener une politique en dépensant toujours plus, sans s'assurer d'en avoir les moyens ou les recettes correspondantes, est irresponsable. Et vous le savez comme moi, puisque ce sont des impôts pour les générations futures. Alors il nous faut des règles strictes. Et cette absence de stratégie nous empêche d'agir avec vigueur et rigueur pour enfin recentrer l'action publique sur les besoins réels des Corses. Vous vous en défendrez lors de votre réponse. Et par anticipation, je sais combien, ou j'avais imaginé, que notre collègue Louis Pozzodiborg, ici présent, non présent justement, et président de la commission des finances de cette collectivité, excelle en la matière et était susceptible de venir à votre secours. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que les finances de la CAP, dont il est le président, se portent nettement mieux. Et j'en veux pour preuve le dernier document de Parole de Corse où il suggère, sans le faire, tout en le disant, mais en tout cas des messages et des comportements qu'il a mis en application au sein de la CAB et qui véritablement portent leurs fruits. Alors je vais les lire, puisqu'ils correspondent exactement à ce que nous vous demandons de faire. Nous avons agi sur la masse salariale, mais aussi sur les frais généraux et surtout sur la part excessive des prestations externalisées. Nous avons démontré qu'à effectif constant, nos services peuvent absorber une charge de travail bien plus importante que ce que certains pensaient. Cela signifie que nous avons optimisé nos ressources humaines, revalorisé les compétences internes et gagné en efficacité. Ce n'est pas qu'un gain comptable, c'est aussi un changement culturel dans la façon de penser le service public. Pourquoi alors ne pas nous inspirer de ce genre de comportement ici au niveau de cette collectivité? Les faits sont là. Cela vous gêne peut-être de les entendre et d'être confronté au constat de désillusion avec peut-être aucun regret sur le fond, mais très certainement des remords concernant des hésitations à mettre en place suffisamment vite des changements indispensables. Pour finir, Monsieur le Président, je souhaite vous rappeler une citation de Victor Hugo qui disait « La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder ». Je vous remercie.
Merci. Alex Vinciguer, pour Fapobro. Mes chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je crois qu'on se trompe de débat. On se trompe de débat. Vraiment. Georges May, là, mon ami Georges, est dans le passé, au temps béni des départements. Paul Félix est dans le futur, puisqu'il préfigure le débat budgétaire à venir et les débats budgétaires à venir. Non, aujourd'hui, nous, ce qu'on a à regarder, c'est est-ce que ce CFU est conforme au budget voté par cette Assemblée et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce compte financier unique. C'est la seule question dont on a à débattre. Alors, le premier élément positif à mes yeux, c'est que ce CFU affiche des taux d'exécution avoisinant les 100%. Le président Giovanangeli l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prévisions budgétaires étaient des bonnes prévisions budgétaires, malgré le contexte de l'époque. Souvenez-vous, Bruno Le Maire, après avoir fait voter la loi des finances fin 2023 pour 2024, puisqu'on examine l'exercice 2024, Bruno Le Maire corrigeait en février sa loi de finances et demandait aux collectivités de se serrer la ceinture. Et nous, pendant ce temps, on essayait de construire un budget dans un contexte à la fois politique, économique, financier et social totalement perturbé. Malgré tout, on a construit un budget qui est aujourd'hui exécuté à près de 100%. On peut s'en féliciter. Il est exécuté à près de 100%. Pourquoi? D'abord parce que l'ensemble des équipes de la collectivité ont travaillé, plutôt bien travaillé, et ensuite parce que le budget reflétait les besoins de la Corse. Si on exécute à 100%, c'est que les besoins vont bien au-delà de 100%. Donc, premier élément positif de ce CFU, c'est le niveau d'exécution. Deuxième élément, le président Giovanangeli l'a souligné, c'est le niveau de résultat. On aurait signé pour avoir un résultat positif. On a un résultat positif. Ça, c'est un point important. Je vous rappelle qu'il y a 70 départements qui ont des résultats négatifs. Troisième élément, c'est les niveaux d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement, les niveaux de couverture de ces autorisations de programme et d'engagement. Un travail remarquable a été fait, puisqu'aujourd'hui, sur les autorisations de programme, sur l'autorisation d'engagement, pardon, c'est à peu près 6 mois de couverture, et sur les autorisations de programme, c'est un peu plus de 2 ans et demi. On sait où on va. La programmation tant appelée, elle existe. Lisez les autorisations d'engagement, lisez les autorisations de programme, et vous verrez la programmation prévue. Vous avez tous les éléments. Ce budget est clair, il est sincère. Je reviens pas, oui, j'y reviens un peu quand même, sur l'aspect de la dette. 1 milliard. C'est beaucoup. Mais ça passe. Nous. 1 milliard, c'est beaucoup, mais ça passe. On respecte la réglementation. Georges, quand tu dis qu'on ne respecte pas la règle, on la respecte. On la respecte. On respecte tous les ratios. Tous. Alors c'est vrai, ça tangente les 8 ans. Mais ce n'est pas 8 ans. Et je dis bien, aujourd'hui, on regarde un compte financier unique. On n'est pas dans un débat budgétaire. Et on est encore moins dans un débat politique. On est dans un débat technique de comptabilité. De comptabilité, comme aurait dit un de mes prédécesseurs. Alors, cette dette, je l'ai rappelé ce matin, le ratio dette sur richesse, sur actif, il est beaucoup plus favorable à la collectivité, pour la collectivité, que pour les autres régions. C'est 93
notre dette elle représente 93% de notre richesse. Sur toutes les autres régions, c'est 115% de la richesse. La présidente le disait ce matin, sur l'État, c'est combien de la richesse? 120%. Donc, on est plutôt dans une situation qui est maîtrisée, conforme à nos engagements budgétaires et qui, par rapport aux autres régions, parce qu'on est bien obligé de se comparer, par rapport aux autres régions, ne nous désole pas, elle nous rassure. Alors c'est vrai, devant nous vont s'ouvrir des moments difficiles. Mais qu'auriez-vous voulu que l'on fasse? Que l'on réduise l'investissement? Que l'on réduise le social? Que l'on ne répare plus les routes? Que l'on ne finance plus la culture? C'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que vous avez des solutions différentes? Non, zéro. Zéro. Donc, une fois ces éléments exposés, je crois, moi, tout simplement, qu'on est à examiner un document qui est conforme aux engagements budgétaires, totalement conforme, qui est conforme aux règles comptables, totalement comptables, et qui est conforme à notre politique, que vous le vouliez ou non. Josépha. Alors, je me tâtais si j'allais intervenir parce que, vu que tout avait été dit ce matin, mais du coup, M. Vinciguer, vous venez de me rendre service parce que je vais faire très court. Vous avez raison. Nous nous trompons du débat. Vous avez raison. Il convient de revenir à ce qui nous occupe, puisque nous venons d'avoir un exercice, une petite leçon. Le compte financier unique. Celui-ci, vous avez raison, pour ceux qui ne le savaient pas, permet de vérifier la conformité de l'exercice avec le budget primitif. Vous avez raison, il est conforme. Le budget primitif était mauvais, le compte financier, parfaite photographie, l'est aussi. Excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Donc, je vais essayer de rester dans le débat, M. Vinciguer. Vous avez dit que le CFU faisait apparaître un résultat cumulé positif. Ah, excusez-moi. Le CFU fait apparaître un résultat cumulé positif de l'ordre d'environ 6 500 000 euros. C'est le résultat le plus faible des derniers exercices. Pourtant, c'est l'exercice où l'emprunt a été le plus important et approche les 128 millions d'euros. C'est celui où le taux de réalisation a été le plus élevé, arrivant presque à 100%, tant en fonctionnement qu'en investissement. La photographie reflète bien notre analyse globale au fil des prestations budgétaires. Le recours massif à l'emprunt n'est clairement pas viable à court et moyen terme. Ce recours à l'emprunt, dans des volumes désormais bien supérieurs à 100 millions d'euros annuels pour couvrir les besoins en investissement, mèneront à une impasse budgétaire très rapidement. En outre, le stock de dette, toujours plus important, induit un stock de capital et d'intérêts à rembourser plus gros chaque année, empiétant donc toujours plus sur les enveloppes de fonctionnement et d'investissement. Des paramètres doivent évoluer. Apport de recettes nouvelles, autofinancement des politiques, maîtrise des dépenses, limitation des volumes d'investissement et des choix politiques réels. Les attentes liées aux discussions avec l'État sont fortes. Les hypothétiques solutions qui en découleront ne seront pas forcément le remède à tous les maux. Il est capital de se débrouiller par d'autres moyens, notamment en envisageant le statu quo institutionnel, donc l'optimisation à droit constant. Si tous les problèmes conjoncturels ne sont pas du fait de l'exécutif, on le reconnaît, certains doivent faire l'objet de choix clairs et d'actions rapides. Cela vaut notamment pour la question démographique. Le constat de l'arrivée massive de populations venant du continent
à flux moyen annuel de 5 000 personnes rend problématique la mise en œuvre des politiques en ce que cela accentue les besoins tant structurels que financiers. Ces flux migratoires sont-ils une fatalité et ne peuvent-ils être freinés ou régulés? L'exécutif devrait s'emparer rapidement de ce problème. On dit que ces populations, pour bonne partie, sont précaires quand elles arrivent et le restent une fois sur place. Viendront-elles coûte que coûte si la Corse n'a pas les moyens de les accueillir et de les aider? Une autre partie est constituée de personnes qui viennent s'installer à la retraite, le plus souvent construisant une résidence secondaire ou principale, engendrant des phénomènes spéculatifs sur le foncier territorial. Quelles mesures ont été mises en place pour limiter ces constructions? Par la suite, ces personnes viendront mécaniquement augmenter les besoins structurels et financiers liés à la perte d'autonomie. En résumé, des indicateurs qui démontrent une structure en situation financière d'incubation d'un mal qui pourrait être ravageur, un exécutif qui doit impérativement proposer des solutions innovantes ou tout simplement adaptées au contexte économique de la collectivité et du territoire. Comportant une baisse du recours à l'emprunt, une analyse inquiète de la collectivité confirmée par la présentation de ce document. Des perspectives qui devront obligatoirement donner cours à un changement de braquet pour que la situation s'améliore et que l'on puisse lever l'inquiétude des Corses sur leur avenir. Je vous remercie. Ringraziati. Qual è chi volevi a parola? No, baba. Allora, ribasso a parola ao Consiglio Executivo. Ringraziavi, Madame la Présidente. Alors, je vais répondre, je pense d'abord, merci pour vos contributions, mais merci à Alex Vichiguer pour avoir confirmé, conforté mes propos. Concernant les autres intervenants, je veux distinguer les intervenants de Georges Mille, de Pierre Poli, de celle de Paul Félix, bien sûr, qui n'est plus là, et de celle de Josépha, bien sûr. Je répondrai d'abord, effectivement, parce que le CFU, c'est d'abord un document comptable et financier, donc il y a nécessairement un développement de ces aspects-là. Et Alex avait bien sûr raison, ça a été dit. Nous sommes, j'ai appuyé dessus, dans la conformité, aujourd'hui, tel qu'il vous est présenté. Je le répète, ce document, il est largement acceptable. Il ne fait pas de nous, je l'ai dit aussi, en matière budgétaire, les premiers de la classe. On peut toujours faire une analyse, une autre analyse, en nous expliquant qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu avoir de meilleurs ratios, mais on sait ce que ça veut dire, tout ça. Ça veut dire qu'il aurait fallu avoir d'autres politiques, des politiques dites d'austérité, dont ici, je crois, la grande majorité des élus ne souhaitent pas. Après, si on s'arrête simplement au constat, on a effectivement un certain nombre de facilités. Mais moi, je vais d'abord appuyer donc sur ces aspects financiers, puis je dirai deux mots tout à l'heure concernant Josépha et son intervention. Sur ces aspects-là, donc, nous, le budget qu'on vous présente, ça a été dit par Alex, je l'ai aussi précisé dans mes interventions, ce n'est pas une situation qui nous met en zone d'alerte. C'est important de le dire parce que Paul Félix, dans sa vision un peu catastrophique, ses prévisions un peu catastrophiques, avait l'air de dire que mécaniquement, nous nous projetions dans le mur. Non, nous ne sommes pas en zone d'alerte. Ça, c'est le point qui est important. Et le deuxième point, c'est que on ne peut pas dire, je l'avais déjà dit lors du BP, on ne peut pas dire aujourd'hui, considérer que cette situation-là, elle n'est pas adaptable. On ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas la corriger, on ne peut pas l'anticiper par rapport à de nouvelles réalités. Ça a été fait, je vous l'ai dit. On est aussi dans une logique pluriannuelle d'anticipation. Et le BP 2025, il prend en compte aussi l'analyse profonde de l'exécution de 2024 et du contexte de contraintes que nous connaissons. Donc on verra en 2025, on l'a vu au BP, on verra au BS, les éléments de correction. Mais c'est surtout pour Paul Félix
appuyait sur le manque d'anticipation. Après, Paul Félix, on pourrait rentrer dans une bataille de chiffres. Moi, je n'ai pas le temps ni la volonté d'aller sur ce terrain-là. Je dis simplement qu'il ne faut pas faire peur inutilement aux Corses. Je crois que ça ne grandit pas le débat, ça a été dit ce matin. On ne grandit pas le débat en essayant de créer un climat anxiogène autour de ces questions budgétaires, alors que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est largement acceptable et elle est enviée, j'en suis certain, par nombre de collectivités. On peut toujours se comparer, Georges, on peut toujours. On peut comparer à la communauté d'agglomération, mais puisque tu as, ça a été dit aussi, fait un retour dans le passé, je sais bien que tu es nostalgique des départements et de la gestion des départements, mais on pourrait aussi se comparer, on pourrait aussi faire des comparaisons avec la commune de Porto-Vecchio en 2013. Si on devait aller jusque-là, à faire ce genre de comparaison, moi je crois que justement il faut être prudent dans les analyses, il ne faut pas essayer de rendre des choses anxiogènes là où elles ne sont pas. Si on se donne le mal d'analyser ce budget, on est aujourd'hui dans des indicateurs, aucun ne nous met en situation d'alerte. Après, on nous dit aussi des choses. On nous dit attention à la trajectoire. La trajectoire, si elle continue et si la situation continue à se dégrader, elle va devenir préoccupante. C'est la Cour des comptes qui le dit. C'est la Cour des comptes. Et je pense qu'on peut faire confiance à la Cour des comptes sur ce sujet-là. Et donc, nous avons proposé un certain nombre de nouvelles orientations. Et dans ces orientations, je l'ai précisé, je le répète, ce sont les réponses à vos questions. C'est de dire les charges de fonctionnement, elles doivent être contrôlées. Je vous ai dit, il faut qu'on se situe au niveau de l'inflation. Et c'est ce qu'on prévoit en 2025. Si ça ne convient pas, si ça ne vous paraît pas un indicateur de progrès, il faut nous le dire. Mais ça veut dire que qu'est-ce que vous proposez? Quand on dit qu'il faut qu'on travaille sur le cofinancement, l'amélioration des cofinancements de nos investissements, c'est une volonté qui se traduit en 2025, en 2026 et en 2027. On ne peut pas juste aujourd'hui partir de la situation de 2024 et faire des projections qui ne reposent sur rien. Vous faites des projections qui ne reposent sur rien, alors que nous, on est sur une situation en 2024 dont on vous démontre qu'aujourd'hui, tous les indicateurs nous prouvent qu'elle est maîtrisée, et vous nous dites, vous allez dans le mur. Alors moi, j'attends de votre part que vous nous donniez des indicateurs. Moi, je dis à Paul Félix Benedetti, je dis ça, dommage, il n'est plus là. Voilà, ça c'est la projection que nous avons faite 2024-2027. Elle est là, elle est écrite. Notre investissement en 2025, il n'est pas de 250 millions, comme il avait l'air de le prédire, il est de 320 millions. 320 millions en 2025. En 2025, dans une année qui est déjà à moitié exécutée, donc vous le savez, s'il y a ici des responsables d'entreprise, quand on est déjà à moitié d'année, on peut déjà vérifier si nos prévisions sont bonnes. Et nous, nos prévisions, elles sont conformes à ce que nous avions prévu. Et encore, on va les ajuster pour le BS pour le BS 2025. Qu'est-ce qu'elles nous disent? La capacité de désendettement en 2027, elle est prévue à 7 ans. Le taux d'épargne brut, il remonte à plus de 13,5%. Et je peux vous décliner 2026 et 2027. Donc, non seulement on n'est pas dans une situation qui est aujourd'hui proche de l'asphyxie, comme j'ai pu le lire, mais on est dans une situation qui est maîtrisée, avec une projection et une anticipation sur les 3 prochaines années qui montre que l'amélioration des indicateurs, elle sera réelle. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire la vérité. Et je dis simplement, dans ma fonction, je vous donne rendez-vous en juin 2025 pour qu'on discute si ce que nous avons écrit, ce que nous vous proposons, cela se réalise ou pas. En juin 2026, pardon. Pour vérifier l'exécution de 2025 et pour vérifier, comme nous l'avons fait en 2024, que ce que nous avions prévu en 2024, ce que nous avons prévu, Alex l'a fort bien dit, c'est réalisé 99,6% de taux de réalisation. On verra en 2026. Moi, je suis prêt de relever ce pari avec vous.
Pour terminer, Josépha, simplement pour dire, c'est vrai que c'est normal que l'on ait un débat technique, financier, budgétaire, qu'on s'affronte sur les chiffres et qu'on ait des analyses à partir des chiffres. Mais ça ne nous détourne pas du projet politique. Ou sinon je l'ai compris comme ça. Bon. Néanmoins, je vais quand même le développer, même si j'ai mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, je l'ai dit dans mes propos, si nous avons voulu être premiers de la classe, on aurait eu une politique différente, on aurait réduit les investissements, on aurait réduit les politiques envers les territoires, la jeunesse, la culture, les sports, tout ce qui fait que nous sommes attachés, la ruralité, tout ce qui fait que nous sommes attachés à ce projet politique, la langue corse, bien entendu, et que nous portons à bout de bras parce que nous ne sommes pas que des gestionnaires, nous ne sommes pas que des élus, nous sommes des nationalistes. Et nous venons de loin. Et nous savons que, parce que nous sommes nationalistes, nous avons aussi l'exigence de bien gérer, parce que c'est aussi un élément qu'on vient d'ailleurs, qu'on vient de nous reprocher et de se servir de cet élément-là pour, quelque part aussi, pénaliser le projet national. Donc nous restons là-dessus. Nous avons cette exigence-là, nous démontrons que nous savons le faire, nous démontrons que nous allons continuer à le faire, mais nous savons aussi que nous avons la nécessité de changer profondément le modèle et que pour cela, il nous faut le pouvoir législatif, il nous faut la main sur la fiscalité pour véritablement rentrer, passer un niveau supérieur, franchir une barrière ou une étape indispensable à notre émancipation. Merci, Monsieur le conseiller exécutif, pour le détail de votre présentation, que ce soit avant les questions ou les réponses ensuite que vous avez formulées. Merci à ceux qui ont bien suivi aussi. Parce qu'il y en a qui suivent. Annette, elle a suivi. Elle a vu qu'il y avait une erreur. Très bien, Annette. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais quitter l'hémicycle pour le vote du compte administratif. C'est bien. Fadeva. Bien, donc je soumets au vote ce compte financier unique. Qui est contre? Donc, on sauf est contre. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, ne participe pas à Wansem, Josépha Giacometti et Corinne Front. Qui est pour? Donc, il est adopté à la majorité absolue. Merci. Donc, maintenant, nous allons passer l'approbation, l'examen des comptes financiers uniques des deux laboratoires d'analyse, comme à l'accoutumée, le Poumont et le Chismont. Je suppose qu'il y a une présentation globale, groupée, mais de vote. Hein. Merci. Groupée, mais de vote. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, la vision budgétaire à laquelle on doit répondre est toujours la même, c'est-à-dire une double volonté, développer un service public et avoir un modèle économique soutenable pour notre collectivité. En 2024, du côté des investissements, les dépenses cumulées des deux structures s'élèvent à environ 426 000 €, 292 600 pour le Chismont, en progression par rapport à l'année précédente, et 133 600 € pour le Poumont, en baisse par rapport à 2023. Les recettes d'investissement sont limitées à 37 000 €, issues uniquement du laboratoire Chismont. En fonctionnement, les dépenses totales atteignent plus de 6,5 millions, un peu plus de 2,3 millions pour le Chismont et près de 4,2 millions pour le Poumont. Ces montants couvrent essentiellement les charges de personnel qui représentent à eux seuls plus de 80% du total.
Les recettes de fonctionnement, quant à elles, s'élèvent à près de 7 millions, avec une progression pour chacun des laboratoires. Elles sont principalement constituées de taxes d'analyse, de subventions publiques et de participations diverses. Plus précisément, les taxes d'analyse représentent près de 2,41 millions à l'échelle des 2 laboratoires. Concernant les aides publiques, la collectivité de Corse a versé au total 4,25 millions de subventions d'équilibre, 1,67 millions pour le Chismont et 2,58 millions pour le Poumont. À cela s'ajoutent les subventions de l'ODARC qui sont destinées à soutenir l'élevage et les analyses sanitaires, 126 000 € pour le Chismont et un peu plus de 70 000 € pour le Poumont, soit un total de 197 000 €. En résumé, le budget consolidé des 2 laboratoires publics en 2024 dépasse les 7 millions d'euros, dont près de 4,5 millions sont directement issus de financements publics. Cette situation budgétaire, avec un équilibre des résultats pour les 2 établissements, renforce la légitimité d'une fusion stratégique. Un mot sur l'AMO, qui est en cours et qui rendra ses premiers résultats et différents scénarios courant juillet, comme ça avait été annoncé lors du budget. Pour le Poumont, et je vous fais un peu plus de détails. En 2024, ces investissements ont atteint environ 134 000 € en baisse de 16% par rapport à 2023. Ils ont été consacrés à l'achat de matériel de pointe, notamment pour l'analyse de l'eau et la rénovation de certains équipements. Le budget de fonctionnement s'élève à 4,2 millions d'euros, relativement stable, avec plus de 83% consacrés au personnel. Les recettes atteignent 4,3 millions d'euros en légère progression. Elles proviennent principalement donc des taxes d'analyse, 1,6 million, de la subvention d'équilibre de la collectivité de Corse, 2,6 millions, et de la subvention de l'ODARC, 70 000 €. Ringrazia pour le Poumont, Madame la Présidente. Bien, merci. Il y a un rapport de la Commission des finances. Un avis, pardon. Bon, positif, je suppose. Je ne l'ai pas dans les mains. Oui, oui, positif. Avis, donc, simple avis. Qui souhaite poser une question? On est sur le Poumont. Pas de questions? Non. Oui, Georges. Simplement une réaction sur les 2 qui n'étonnera personne, puisque le constat, pour nous, reste identique sur l'ensemble des comptes financiers des 2 laboratoires. Donc, je m'exprimerai sur les 2, le labo 2A et le labo 2B. Vous savez que l'indicateur principal que l'on scrute tous les ans, c'est la subvention d'équilibre. On voit que celle-ci augmente cette année de 16% pour passer de 1,4 million à 1,7 million pour le labo 2B. Et qu'en réalisé, on dépasse l'année record qui était de 1,5 million. La subvention d'équilibre représente 65% des recettes du labo contre 63% l'an dernier. Pour le labo 2A, on avait assisté à une baisse de 7% entre 2022 et 2023. Mais pourtant, la subvention d'équilibre augmente de 5% entre 2023 et 2024 et passe de 2,5 millions à 2,6 millions et représente 60% des recettes du labo. Au CA 2017, on était les 2 labos confondus à hauteur de 3,7 millions, lorsqu'aujourd'hui, on constate que l'on dépasse les 4,3 millions. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation constante sur ces 2 labos et ce sont des comptes qui deviennent maintenant inquiétants. La seule bonne nouvelle que l'on peut exprimer est l'annonce du retour de l'étude sur la fusion des 3 entités et qu'il est question de la présenter à l'Assemblée de juillet. Ça fait déjà un moment que l'on en parle, donc on ne peut que s'en réjouir. Et j'espère qu'avec le temps qui est passé, on ne devrait pas être déçu sur le résultat ou sur la proposition qui est faite. Mais sans surprise et avec la même constante, nous voterons contre les 2 labos. Présidente, est-ce que je... Attendez, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres questions? Paul Félix, notez et puis je vous donne la parole. Hein. Non, moi j'interviendrai globalement sur les 2 laboratoires. C'est un système économique qui remonte à il y a un siècle, où à l'époque, l'État, dans ses missions sanitaires globales,
faisait l'autocontrôle de toutes les installations d'eau potable ou tout ce qui était agroalimentaire destiné à de l'alimentation humaine ou à de la transformation en vue de quelque chose lié aux besoins humains. Aujourd'hui, toutes ces études sont soumises théoriquement à des logiques d'appel d'offres. La Corse est une exception où elle a réussi à conserver une activité 100% publique de ce type de contrôle. Je souhaite que ça dure, mais c'est quelque chose qui ne dépend pas que de nous. Ailleurs en France, quasiment tous les labos publics ont disparu. Donc aujourd'hui, il est important de le dire, y compris au personnel, de comprendre qu'il y a besoin de mise en synergie. Moi, ce n'est pas parce que j'ai passé 25 ans de ma carrière à l'Office d'équipement hydraulique que je vais le vanter plus qu'un autre. Mais je connais la réalité comptable de l'équilibre budgétaire de l'Office d'équipement hydraulique. Ça n'a rien à voir avec ce que vous me présentez ici. Donc, moi, j'ose espérer que dans le cadre d'une logique fusionnelle, il y ait une mise en synergie. Bien entendu des moyens, parce que les moyens analytiques sont des moyens d'investissement très lourds, qui demandent des renouvellements permanents, avec des coûts de machines qui sont de plus en plus élevés, parce que ce sont des marchés de niche. On n'achète pas un spectromètre comme on achète un ordinateur portable, c'est pas pareil. Par contre, d'avoir à l'idée qu'en face, il y a des groupes qui sont intéressés par ces marchés-là et qui ont, du moins de ce qu'ils montrent, en France et dans le reste de l'Europe, parce qu'aujourd'hui les analyses sont normalisées, ce sont des analyses qui sont faites sur un dispositif européen. Elles ont un coût, un quantum de coût. Et en théorie, le coût qui est remboursé, par exemple, à une collectivité, doit être le coût réel. Or, quand on voit la matrice des recettes, la différence qu'il y a entre la subvention publique et la recette liée à la rétribution sur les barèmes publics des analyses, il y a un delta qui est plus que du simple au double. L'Office hydraulique, avec ce delta-là, avec simplement les rentrées d'argent du paiement par les communes ou les regroupements de communes ou par les opérateurs privés qui ont en charge des bilans analytiques, je ne dis pas qu'ils sont à l'équilibre, mais ils y sont presque. Ils y sont presque. Donc, moi je dis attention, attention, attention à un appel d'offres. On a sauvé une fois les appels d'offres. On a essayé de mettre, on a imposé de manière même assez forte que personne ne vienne répondre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À un moment donné, il y a des logiques qui vont s'imposer. Donc, la fusion, je pense qu'elle est nécessaire. La mise en synergie des moyens, de prendre, je pense qu'il y a de bon côté Office d'équipement hydraulique, c'est-à-dire une conception managériale et une organisation, entre autres pour ce qui est la partie analytique pure, eau potable et assainissement. Ils ne font pas l'agroalimentaire, du moins ils ne le font plus, ils le faisaient avant. Ils le faisaient, ils l'avaient laissé pour le laboratoire départemental pour qu'il puisse vivre. Mais tout ceci pour dire qu'on est dans l'exagération. On est dans l'exagération, on est dans l'irrationnel. Il y a des sommes qui sont énormes et moi je me permets de le dire. Parce que derrière, on ne peut pas continuer à dire on pourra tout le temps le faire. Il suffit qu'un opérateur privé se positionne sur l'appel d'offres et qu'il mette un prix français plus 50%, ce qui est beaucoup, hein, eh bien, il gagnera l'appel d'offres. Il gagnera l'appel d'offres. Alors, qu'on l'ait à l'esprit. D'autres interventions? Non. Donc, concernant le compte financier du laboratoire Poumont... Ah oui, pardon, je n'ai pas vu, excuse-moi. Merci, Présidente. Non, moi, je vais rebondir simplement sur ce que disait Paul Félix. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. On avait déjà dit à l'époque, y compris au moment de la fusion, rappelez-vous les effectifs de ces deux labos.
Je crois qu'à l'époque de la fusion, l'office hydraulique, c'était 15 personnes, 15 agents, il me semble. Les deux autres confondus, ils étaient pratiquement pas loin d'une centaine. Ce qui est, bon, je ne sais pas si vous voyez, avec une amplitude qui, à mon avis, n'était même pas comparable. Bon, avec bien sûr des domaines, des sectorisations, je dirais, des domaines d'intervention qui étaient, Paul Félix l'a évoqué, notamment sur tout ce qui est alimentaire, animal, etc. Passons. L'office hydraulique aujourd'hui, à l'époque, avait impulsé une autre variante de l'analyse, c'est l'analyse de l'air, qui aujourd'hui, je crois, est effectif. Donc, avec 15 d'un côté à peu près et 100 de l'autre, on est devant un déséquilibre. On est en train d'entretenir, pardon l'expression, la danseuse, ou presque. Allez, je suis. Donc, à un moment donné, on a besoin, et je crois qu'on en a besoin, vous l'avez annoncé pour juillet, on a vraiment besoin maintenant de changer d'époque. On ne peut pas rester comme ça. C'est même à la limite insupportable même pour le contribuable. C'est l'argent de la Corse qui est sur la table. C'est pas mon argent, c'est pas le vôtre. C'est l'argent de la Corse, on peut pas. C'est un scandalade. Je veux dire, rappelez-vous. Je rappelle quand même à Georges qu'en 2018, avant la fusion, il y a eu une augmentation importante des embauches, notamment en 2A, sur le labo, et que ça a complètement déséquilibré. Moi, je me rappelle très bien de l'époque. Donc, bon, aujourd'hui, encore une fois, et on ne parle pas ici, ça a été évoqué, mais de la concurrence. On a bloqué, chaque fois qu'il y avait un marché, un appel d'offres, on a bloqué les gros concurrents. D'ailleurs, les vampires qu'il y a notamment en France, et qui auraient pu largement s'installer et écraser nos propres labos. Donc aujourd'hui, il s'agit de riposter. La meilleure riposte, c'est bien sûr la mutualisation, et c'est même envisager peut-être la fusion des 3 labos, et pas des 2. Ingradiabi. Alors, qui d'autre? C'est bon? Bien. Donc, Madame la conseillère, oui, répondez pour le Pont-Monte, s'il vous plaît. Alors, merci pour vos interventions. Oui, le constat, on le fait tous. On a tous le même. Il faut renforcer la nécessité d'une réorganisation plus efficiente du dispositif à travers donc la fusion des laboratoires pour un laboratoire territorial unique, plus lisible, plus coordonné et mieux armé pour répondre aux enjeux sanitaires de demain. Je suis d'accord, 90 agents actuellement sur les laboratoires, mais des domaines d'intervention qui sont beaucoup plus larges que ceux de l'office hydraulique. Pour répondre à M. Mehl, on n'aura pas en juillet, on aura le rendu de l'étude et les scénarios. On reviendra devant l'Assemblée en septembre, octobre. C'est mieux que rien. Je vous remercie. Bien, donc nous allons passer au vote. Si vous êtes d'accord, qui est contre? Alors, on Sofio est contre, Awansemo est contre, que fait Corinne France? Non, pas pour l'instant, ok. J'ai cru voir des bras se lever. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc non-participation de Corinne Front, qui est pour. Le rapport est adopté à la majorité absolue. Merci. Donc nous passons maintenant, Madame la conseillère, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le GISMONT? Je vais rajouter 2 mots sur le, voilà. Merci. GISMONT. Sur le plan financier, son investissement s'élève à 293 000 €. Cela a permis notamment l'extension de la salle d'autopsie et l'acquisition d'équipements techniques. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 2,3 millions d'euros, avec une majorité consacrée aux charges de personnel là aussi. Les recettes sont quant à elles atteignent 2,6 millions d'euros, en hausse de plus de 14%, avec une augmentation de 12% des taxes d'analyse, 790 000 €, la subvention de l'ODARC, 126 000 €, la subvention d'équilibre de la collectivité de Corse, 1 670 000 €, et le résultat est à l'équilibre. Je vous remercie. Bien, merci. Donc il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Non, personne. Non, on ne fait pas bis. Si vous allez redire la même chose, l'achat des Gores et Mougabid, c'est bon. Donc vous pensez la même chose, vous n'avez pas changé d'avis, très bien. Donc maintenant, Madame la conseillère, non, c'est bon? C'est bon.
Très bien. Merci. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est contre d'abord? On sauf est contre. Et à Wansem, qui s'abstient? Qui ne participe pas? Corre ne participe pas. Qui est pour? Fapo Boulou est pour. Donc, rapport adopté à l'unanimité. Merci. Non, pardon, à majorité absolue. Voilà. Merci. Donc, on a terminé ce bloc-là. Le bloc financier est terminé. Nous avons maintenant le rapport d'activité. Where is the president, please? Je pense que je vais le présenter, Président. Merci. Bon. Alors, un rapport... Monsieur Vanni, s'il vous plaît, ou Monsieur Vanni. Venez me remplacer, s'il vous plaît. Va. Vous êtes là, c'est pas bon, vous vous agitez. Venez ici, s'il vous plaît, 2 minutes. Venez ici, merci. Voilà. Non, non, ça s'agite trop sur ce rang-là, c'est pas bon. Allez. Merci, Madame la Merci. Présidente. Donc, un rapport, là aussi, qui est extrêmement dense. Hein. Je vais essayer de résumer, parce qu'à cette heure tardive, après avoir débattu longuement d'ailleurs sur les politiques publiques sous l'angle budgétaire, mais on les retrouve dans ce rapport d'activité, et on le voit d'ailleurs, hein, dans la densité de ce rapport, on voit tout le travail qui est mené de la collectivité, par la collectivité de Corse et par ses agents. Quoi qu'on en pense, moi je vous invite à le lire, à le parcourir en tout cas, et vous verrez que il y a énormément d'actions, des centaines et des centaines d'actions qui sont menées tout au long de l'année par notre collectivité, par ses agents. Et tout ça démontre que notre collectivité, elle est en première ligne hein, pour faire face à l'ensemble des besoins, y compris aux grands enjeux et difficultés de la Corse. Et malgré toutes ces difficultés, c'est une collectivité en version positive, parce que j'ai entendu malheureusement beaucoup de choses trop négatives tout à l'heure, alors que ça ne se justifiait pas. En version positive, elle avance, la collectivité. Elle avance d'abord grâce au travail que nous produisons, que les élus produisent, il faut aussi le dire, hein, c'est écrit, ça figure dans ce rapport. Vous avez plus de 1500 rapports qui sont examinés, vous avez 130 ou 129 qui sont soumis à l'Assemblée de Corse, vous avez 1283 délibérations en CPD, et elle le fait, nous le faisons aussi en association et en consultant tous les organes consultatifs qui sont autour de nous, le CESEC, la Chambre des territoires, l'Assemblée d'Iadiouentou. Elle avance, je l'ai dit aussi, grâce à l'implication, grâce à l'engagement de ces 4500 agents et personnels. Et on se l'est dit tout à l'heure, c'est une richesse pour notre collectivité. Il y a un énorme travail qui est produit, même si on le sait aussi, qu'il y a des efforts de productivité qui doivent être réalisés, qui sont en cours aujourd'hui à travers l'organisation. Et en 2024, on a mis en place les bases de cette réorganisation, avec notamment la nomination d'un nouveau DGS, et réorganisation qui s'est continuée, qui se poursuit en 2025. Enfin, elle avance, je l'ai dit aussi, parce qu'il faut répondre aux enjeux que connaît la Corse, aux défis que connaît la Corse, avec un développement économique, on sait tous, fortement déséquilibré. On en a vu tout à l'heure, avec une précarité, une démographie, un vieillissement de la population, bien sûr qu'il faut prendre en compte, avec aussi une partie de notre économie, enfin dépend de notre économie, qui sont gangrénées par des pratiques mafieuses. Ça fait partie aussi de nos réalités et qu'il faut aussi traiter. Et on le traite aussi nécessairement par le premier point, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, l'action sociale et la solidarité. On a donné des chiffres, ils sont conséquents, 230 millions par an, action sociale de proximité, l'action sur l'autonomie des personnes âgées, l'enfance et la famille, le soutien des personnes en insertion, mais aussi beaucoup les politiques de formation professionnelle, jeunesse, culture, qui sont extrêmement nécessaires pour, y compris, permettre de lutter contre ces phénomènes et dérives mafieuses. Elle avance aussi, cette collectivité, pour accompagner l'ensemble des projets et les territoires au service, bien sûr, de l'économie plus diversifiée et plus durable.
Elle œuvre en faveur de l'aménagement du territoire. C'est 153 millions chaque année qui sont, en tout cas en 2024, qui ont été consacrés pour cette politique-là, avec les aides aux communes et intercommunalités. On l'a vu, Julien Paolini le rappelait, c'est chaque année plus de 60 millions, 67 millions, je crois, en 2024, qui ont été consacrés à l'aide aux communes et aux intercommunalités, donc une action très, très forte. La politique foncière, avec l'office foncier, plus 4 millions aujourd'hui, plus de 4 millions répartis sur 12 portages en 2024. Là aussi, on est sur un outil de lutte contre la spéculation, même si on sait qu'il faut davantage le muscler pour qu'il soit encore plus actif et efficace. Elle avance enfin sur la politique d'amélioration des équipements structurants. On en a parlé tout à l'heure. Ça fait écho au débat sur les orientations budgétaires. Une politique de transport qui intègre bien sûr la continuité territoriale. En 2024, vous le savez, il y a eu 2 événements qui ont été importants. D'abord, la DSP aérienne, avec la notification, le début de la nouvelle DSP, qui nous permet de sécuriser à la fois cette DSP jusqu'à 2028, je crois, ou 2029, et en même temps qui nous permet bien sûr de garantir l'emploi et l'activité de notre compagnie territoriale. Enfin, il y a aussi une délibération forte sur le maritime, avec cette décision qui valide les aides d'État octroyées par la France aux 2 délégataires. C'est important aussi pour la sécurité de la DSP, parce que vous savez que c'est un enjeu d'importance, y compris dans les débats que nous avons eus ce matin, et notre volonté politique d'avoir la maîtrise des transports, et y compris de ces infrastructures. Les transports interurbains et les transports scolaires, en termes d'aménagement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est plus de 30 millions, dont 28 millions sur les transports scolaires. En 2024, 112 millions, je l'ai aussi, c'est un chiffre que j'ai cité, sur les infrastructures portuaires et aéroportuaires, c'est important, et bien sûr routières, et c'est un montant extrêmement important. Et enfin, sur les aménagements, on le cite peu souvent, mais c'est un aménagement important qui est à mettre au bilan de notre activité. C'est le haut débit et la fibre qui, en 2024, a connu aussi un saut quantitatif et qualitatif, puisque plus de 30 000 nouvelles prises ont été construites en 2024, et ce qui porte un total cumulé à 180 380 sur les 192 000 prises attendues. Donc on est là maintenant sur une couverture de l'ensemble du territoire corse. Et vous le savez, c'est aussi un message et une orientation forte vers la politique d'aménagement du territoire et de maintien de l'activité, notamment dans les zones rurales et les zones de montagne. Et je pense principalement aussi à l'activité des toutes petites entreprises. Mais tous ces aménagements, ils sont aussi à corréler avec la volonté que nous avons eue, y compris en 2024, d'impulser un développement économique qui est tourné en grande partie vers l'appareil productif. Plus de 73 millions ont été consacrés à ce volet-là, avec bien sûr, et je commencerai par là, par le développement agricole et rural qui est essentiel, l'action de l'ODARC, chaque année notamment avec la mise en œuvre du volet corse du PSN, mais aussi toute l'aide qui est apportée aux filières. L'objectif, c'est d'aller vers une agriculture de production et aussi, bien sûr, avec en point de mire l'autonomie alimentaire. Mais, bien sûr, en 2024, comme nous le faisons depuis que nous sommes aux responsabilités, nous avons bien sûr aussi travaillé sur le soutien fort à l'économie en général, 35 millions d'aides pour les entreprises, 15 millions en aide directe, le reste en aide indirecte, 2,5 millions aux entreprises touristiques avec une action de l'ATC très soutenue, y compris en 2024, en travaillant, en initiant la démarche sur ce que nous appelons aujourd'hui les flux aériens. Et enfin,
parce que c'est aussi de l'économie sur laquelle nous sommes particulièrement attachés. En 2024, nous avons voté un plan territorial de soutien et de développement à la pêche corse. Plus d'1 million d'euros étaient consacrés à cette filière dont vous savez qui est en difficulté, que nous devons soutenir fortement parce qu'elle fait aussi partie de notre identité. Mais ce développement, vous le savez, il ne peut être réussi que s'il est aussi porté par notre volonté de durabilité et de respect fort de l'environnement. Il ne peut être axé que sur la richesse et la préservation de nos ressources naturelles. Et là aussi, nous avons investi plus de 58 millions sur ce chapitre-là, avec bien sûr la politique de l'eau. Je ne vais pas y revenir, mais vous le savez, on est sur un plan d'abord d'investissement à hauteur de 240 millions. Ça, c'est la première jambe, et sur une deuxième jambe qui est celle aussi de travailler sur la préservation de la ressource et ce que nous appelons tous aussi la sobriété des usages. Ça nous renvoie à la politique de biodiversité menée activement par l'Office de l'environnement, 6 millions d'euros sur cette politique-là de préservation, de manière très claire, des espaces naturels et remarquables. Mais ce travail-là est mené tout au long de l'année et particulièrement en 2024. L'énergie, avec ce cap de l'autonomie énergétique, avec en 2024, rappelez-vous, le lancement de la première pierre de la centrale du Riconte, fonctionnant au biocarburant. Là aussi, ça muscle notre démarche sur les énergies renouvelables. Je pense que c'était essentiel. On passe d'un siècle à un autre, même s'il y a pu y avoir des critiques sur ce process. Il n'empêche qu'on sort d'une centrale polluante au fioul lourd pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Et donc, on bascule, c'est ce que je disais, du XXe au XXIe siècle, avec un peu de retard. Mais ce pas, nous le franchissons en 2024. 2024, bien sûr, ça a été une année d'engagement pour faire vivre ce qui nous constitue, y compris en tant que peuple, notre langue, la culture, le patrimoine. Sur la langue, bien sûr, toujours... On en a parlé encore hier, notre volonté d'aller et de construire une société corse bilingue avec en perspective la notion de co-officialité, bien sûr reconnue à travers le statut d'autonomie. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé en 2024, y compris, notamment plutôt, en favorisant toujours l'enseignement immersif, que qu'il soit public ou qu'il soit privé. Et on le voit ici sur le soutien à Scola Course, plus d'1 million d'euros par an. Je crois que c'est un effort significatif que nous assumons particulièrement et dont nous sommes très fiers, en espérant que cet enseignement continue à se développer concomitamment à l'enseignement public. La culture pour tous et pour tout le public et le patrimoine, là aussi c'est un engagement fort que nous maintenons depuis tant d'années, sur lequel on sait très bien qu'il y a des contraintes budgétaires qui pèsent, mais aussi pour lequel nous maintenons le cap et nous sommes aux côtés des acteurs et des territoires parce que nous savons aussi que ça participe à la vie de ces territoires et au maintien de l'activité dans les territoires. Au-delà de toutes ces politiques, donc nombreuses comme vous avez pu le voir, il y a bien sûr aussi la volonté de s'ouvrir sur ce qui est notre espace naturel, l'espace méditerranéen et européen. Et en 2024, bien sûr, nous avons initié ou mené nombre de politiques de coopération. Madame la Présidente qui n'est pas là, mais pourrait en témoigner, de coopération sur ces aspects-là. Moi, j'ai noté que 73 partenariats sont initiés en 2024 avec tout un panel de partenaires, en mobilisant l'ensemble des dispositifs et de programmes européens, que ce soit les FEDER, le FEDER, le FSE, les Erasmus, les Interreg. Donc on est très actifs, il faut s'en féliciter et on ne le fait pas assez savoir. Et j'espère que nous serons plus dynamiques dans cette communication pour montrer combien la Corse participe et collabore dans ces échanges, dans ces productions et ces travaux avec notamment les îles de la Méditerranée. Enfin, je terminerai par 2 points. D'abord, 2024 aussi, ça a été un travail mené collectivement par cette Assemblée et par ses représentants, notamment la délégation
qui représentait la collectivité de Corse sur les évolutions institutionnelles. Une année importante qui est marquée par deux temps forts, je crois. Le premier, c'est l'accord politique large autour du projet d'écriture constitutionnelle qui a été passé, dit accord de Beauvau au ministère de l'Intérieur, validé par une large majorité à l'Assemblée de Corse le 27 mars 2024. Donc c'est un moment important, mais il y a un autre moment important, peut-être un peu moins réjouissant pour nous. Ça a été la dissolution de l'Assemblée nationale française, qui a aussi, malheureusement, obligé la suspension de ce processus, même si on sait depuis que, maintenant, les négociations ont repris avec quand même le souhait, je pense, partagé par tous, qu'il y ait un aboutissement positif en 2025. Enfin, je terminerai par là, on ne peut pas parler de 2024 sans parler de l'événement unique et historique qui a eu lieu en 2024, la visite de Papa Francesco. Je crois que ça a été un moment à la fois d'unité, de rassemblement de notre peuple, quelles que soient d'ailleurs ses croyances. Ça allait bien au-delà de la croyance, mais ça nous a permis, je crois, dans un moment de rassemblement, comme je vous le disais, de pouvoir aussi constater que le peuple corse, il vit, il existe, et il sait se rassembler dans la ferveur et l'unité. Ringrazia. Ringrazia. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport? Oui, Philippe Benedetti. Il est joli, il est bien colorié en tout cas. C'est un rapport d'activité qui ne fait pas transparaître une politique spécifique à un territoire insulaire qui a une histoire et qui a une équipe de gouvernement qui vient d'une lutte difficile, faite de revendications fortes. La région Centre-Val de Loire aurait pu avoir le même rapport d'activité, présenté de la même manière. Malheureusement, ce rapport d'activité, il est le traceur de votre politique. C'est ce que vous avez fait. C'est une politique routinière qui décline une logique de continuation de toutes les politiques fléchées par la volonté française dans le cadre de la petite décentralisation et des petits pouvoirs qu'elle a accordés à la Corse. Ensuite, dans ce rapport d'activité, déjà, il manque des rapports. Il manque tous les rapports des offices et agences. Parce que si je regarde que celui que je connais le mieux, l'office d'équipement hydraulique, à part les ombrières sur les toitures de l'office hydraulique et le grand projet de l'irrigation du Niol, il n'y a rien. Et sur tous les autres, ça fait partie normalement des besoins. On doit avoir connaissance des rapports d'activité de chaque établissement. Ça fait partie d'obligations dans le cadre d'un rapport d'activité, il doit avoir des annexes. Et on doit avoir, chaque établissement doit savoir qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça fait partie des règles. Ensuite, le rapport d'activité en lui-même, honnêtement, il y a quand même un effort de synthèse, un effort de présentation. Je rigolais sur les couleurs. C'est quelque chose qui est agréable à lire. Maintenant, la réalité de l'activité, elle est comme elle est. Mais quand on dit on a fait beaucoup de choses, heureusement, il y a quand même 5000 personnes qui travaillent pour l'office hydraulique. Pour la collectivité de Corse, comme par exemple l'office hydraulique, comme l'ODARC, comme des organismes rattachés et comme tous les services. C'est logique qu'en retour, on puisse produire un document papier qui énumère, sans que ce soit un inventaire trop lourd et trop fastidieux, des mesures générales. Beaucoup sont obligatoires. Par contre, la place à, je dirais, l'innovation politique que l'on aurait pu attendre en 10e année d'une mandature patriotique. Moi, je vous le dis, je ne les vois pas. Je ne les vois pas.
même dans la forme, dans les choix lexicaux qui sont retenus dans votre manière de présenter, on sent que ce sont des mains neutres, des mains de fonctionnaires territoriaux. Sauf que le politique qui présente le rapport, il doit l'incrémenter de sa vision politique. Un rapport d'activité, c'est un rapport qui a un sens politique. Moi, j'estime qu'un rapport d'activité par une équipe nationaliste autonomiste, il ne doit pas être reproductible à un rapport d'activité que ferait M. Saville. Et pourtant, je pense que c'est dans la même appréciation. C'est dans les mots. Il y a des sens à beaucoup de choses. Et moi, je ne les retrouve pas. Vous me direz, c'est là, là, là ou là. Moi, je vous dis non. C'est quelque chose qui est générique. Votre rapport d'activité, c'est votre politique. Et votre politique, on doit la sentir. Et là, elle est, je dirais, impalpable, au sens des traceurs, de ce qu'on attend, du moins de ce que moi j'attends, de ce que Corinne Front attend. C'est tout. Sinon, le rapport, honnêtement, il est très très bien présenté. On sent qu'il y a un travail de synthèse, et même la synthèse de la synthèse est bien faite. D'autres interventions? Oui, Mme Capi. Oui. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas le président de l'exécutif, parce qu'il y a dans ma petite intervention des choses qui le concernent, mais j'espère que vous lui ferez passer le message. Alors, moi, j'ai consulté avec attention ce rapport d'activité. Et si je tiens à féliciter les services, parce que moi aussi j'ai trouvé que le rapport, que le document était bien fait et bien synthétisé. Donc je les félicite pour leur travail, mais je tiens également à réagir sur l'un des points de ce rapport. Alors ce point, c'est un petit point évoqué brièvement et, Monsieur le Président, pas du tout dans votre présentation. C'est le domaine des infrastructures routières. Le réseau routier, est-il écrit, est l'un des éléments les plus importants de notre patrimoine public. Et donc, rien qu'à ce titre, nous avons le devoir de le préserver. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas dans le rapport. Certes, 80,2 millions d'euros ont été consommés sur des projets nécessaires, certes. Je comprends que les grands axes de circulation soient privilégiés et exigent des opérations budgétivores. À ce propos, nous réclamons à corps et à cri depuis le début de la mandature l'actualisation du PPI transport qui date de 2017 et qui n'a été que peu appliquée. À l'occasion du rapport sur la déviation d'Olmet, en janvier, nous avions présenté un amendement demandant la révision du document pour la session de juin, donc celle-ci, avec un prévisionnel financier et un calendrier de réalisation. Vous aviez sous-amendé pour enlever la deadline de juin et la remplacer par 6 mois, donc juillet. En commission des finances, cela a été évoqué jeudi dernier. Je vous demande donc publiquement une confirmation. Aurons-nous le PPI actualisé au mois de juillet? J'en reviens, Monsieur le Président, au réseau dit secondaire. Quand j'emprunte nos petites routes de montagne, je n'arrive pas à me résoudre à les voir dans un tel état d'abandon. Je me fais le porte-parole de nombre de maires et d'administrés. Personne n'écoute, c'est compliqué. Hein. Souvent désespérés par le danger qui occasionne souvent des accidents et qui pourrait un jour provoquer un drame. Au-delà des gros travaux structurants, il y a aussi les travaux d'aménagement sécuritaires et indispensables. Pour certains attendus par plusieurs communes, petites communes, depuis bientôt 10 ans. Et ces travaux ne mobilisent pas de crédits importants, donc
on pourrait les faire. Et à côté de ces petits travaux d'aménagement, il y a surtout l'entretien qui garantit, ou plutôt qui garantirait, s'il existait, la longévité du bon état des voies de circulation. Comme on ne parle bien que de ce qu'on connaît, je vais vous parler de notre territoire, pour vous dire que la situation y est catastrophique. Mais au-delà de notre territoire, je pense que beaucoup pourraient reprendre à leur compte ce que je dis. J'ai alerté plusieurs fois le service des routes ou les conseillers du président de l'exécutif à ce sujet. Mais de toute évidence, la CDC pèche par son manque de proximité et donc de réactivité. Et les doléances se perdent dans une succession d'appels téléphoniques, de SMS, de mails. À l'heure du développement de l'IA, paraît inconcevable que nous puissions échouer dans nos missions de base. Je peux comprendre que la gestion des hommes, ou de leur absence d'ailleurs, est compliquée. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier pour autant des pans entiers de notre réseau routier et par là même leurs usagers. Nous avons encore la chance d'avoir dans nos communes des privés, des entreprises, qui seraient prêts à conventionner avec la collectivité pour entretenir notre réseau. De grâce, Monsieur le Président, si nos effectifs ou nos recrutements sont insuffisants, faites appel à eux. C'est là que j'avais besoin du président de l'exécutif parce que je l'invitais en lui disant que pour constater la véracité de mes propos et pour que vous puissiez prendre les mesures appropriées, je vous invite, malgré votre emploi du temps surchargé, à m'accompagner dans un déplacement sur les axes secondaires du Spelonk à Liamone, de façon inopinée bien sûr, car si votre venue était annoncée, je ne doute pas, un seul instant, qu'un effort rapide et efficace serait fait. Dans l'avant-propos de ce rapport, il est rappelé notre lien collectif à notre terre et à notre histoire. Nous sommes tous d'accord ici, je pense, pour dire que le rural est notre ADN. Pour y maintenir les populations, la fibre ne suffit pas. Il faut également qu'elles puissent se déplacer, comme les services de santé ou de secours, dans un espace temporel acceptable et dans des conditions sécuritaires normales, ce qui, à l'heure où nous parlons, est loin d'être le cas. Nous sommes malheureusement dans un monde dans lequel tout ce qui n'est pas exposé publiquement est réputé ne pas exister. Et c'est la raison pour laquelle je suis forcée de faire cette intervention aujourd'hui. Je le regrette. J'aurais sincèrement préféré pouvoir vous féliciter pour des conditions de vie convenables des habitants prioritairement âgés et donc plus vulnérables de nos petites communes actuellement laissées pour compte. Je vous remercie. Merci, Annette. Merci. Non, je pensais que tu voulais intervenir après. Alors, Monsieur le conseiller exécutif, alors moi je vais vous parler de l'Office foncier. Au mois de juillet 2021, dans le cadre d'une commission permanente, j'avais interpellé le président de l'Office, le président de l'exécutif, M. Simeoni, pour lui demander la mise en place d'une commission pour travailler sur des clauses antispéculatives. Il a fallu attendre en fait la fin de l'année 2024 et le début d'année 2025 pour qu'un groupe de commissions se mette en place, représenté par chaque groupe. Il y avait une personne par groupe. Nous avons bien travaillé. Le résultat est là.
Notre groupe a contribué, personnellement, j'ai contribué à la rédaction des clauses antispéculatives propres au notariat qui pourront être intégrées dans tous les actes d'achat pour les collectivités. Alors, ces clauses, elles sont d'un intérêt, elles sont très intéressantes puisqu'elles sont là pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. Je vais vous en citer quelques-unes. C'est l'obligation dans le cadre d'un achat, quand une vente est faite par une collectivité, qu'il y ait un portage par l'office foncier et qu'il n'y ait pas un portage par l'office foncier. Parce que je me suis autorisée quand même, puisque j'avais rédigé ces clauses depuis 3 ans, à les mettre à la disposition de tous les maires de Corse et qui, je dois dire, utilisent ces clauses assez souvent, puisque je suis sollicitée. Donc aujourd'hui, au niveau de l'office foncier, on a terminé ce travail. Ça a été un travail très intéressant. Moi, je dois féliciter toutes les personnes qui ont fait partie de cette commission. Je dois féliciter également le directeur et la directrice de l'office foncier, de leur disponibilité, puisqu'on a fait même un travail sur Aléria concernant justement ce cahier des charges. Donc l'intérêt de ce cahier des charges, c'est la destination du bien, c'est-à-dire que demain, quand une vente sera faite par une collectivité, le cahier des charges sera intégré donc, dans l'acte d'achat, l'obligation de la destination à une résidence principale, l'interdiction de vendre pendant 15 ans. En cas de mutation pour un événement grave, il y aura une possibilité, ça peut être un divorce ou un décès, il y aura une possibilité d'un pacte de préférence pour la collectivité ou même une clause express. C'est-à-dire que si demain, il y avait un effet d'aubaine, aussi petit soit-il, la collectivité pourrait récupérer 20% de la plus-value dégagée dans le cadre de la vente. En cas de donation également, ce cahier des charges s'applique. Donc si vous voulez, moi je voulais saluer déjà ce travail qui est là, qui est très intéressant, et également dire qu'au niveau de l'office foncier, on est en train de continuer un travail de révision de la PPI, la nouvelle PPI 2025-2029, qui va permettre en fait un recadrage entier de l'office foncier, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire au moment de l'intervention de la collectivité qui saisit l'office foncier de son projet d'achat. Il faudra un projet mûr avec une fiche qui décrira ce projet et même avant de signer un avant-contrat, de décrire véritablement ce que la commune envisage de faire sur son projet, pour qu'on ait le contour et pour qu'on n'ait pas en fait des portages qui soient faits par l'office foncier sans qu'au bout du délai de 5 ans, qui est le délai de portage, on ne puisse pas réaliser. L'intérêt également de cette PPI, c'est que nous allons intégrer le paiement par les collectivités qui demandent le portage de l'office, un paiement à tempérament, c'est-à-dire que dès la signature du portage par l'office foncier, il y aura le versement de 30% du prix qui sera fait dans le délai de 5 ans, ce qui permettra déjà à l'office foncier d'avoir, je dirais, de la finance pour aller vers d'autres projets, mais aussi de montrer l'implication des collectivités qui souhaitent le portage de l'office foncier. Donc vous voyez, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, c'est-à-dire que quand on va sortir également de ce portage, il y aura un suivi de l'office foncier pour voir si le projet est bien dans le sens qui sera indiqué. Et autre chose qu'on a également travaillé au niveau de l'office foncier, c'est d'intégrer des clauses exécutoires dans le cas où une commune ne respecterait pas son engagement. L'office foncier pourra actionner cette clause exécutoire. Et également quand il y a éventuellement des offices d'HLM, intégrer un tiers pour éviter de se retrouver avec des portages qui n'arriveraient pas à leur terme. Ça, c'est au niveau de l'office. Et je voulais également, puisque le président est là, lui poser une petite question concernant una casa per tutti, una casa per ognuno. Nous avions intégré en 2019 la possibilité pour les co-indivisaires de pouvoir
saisir la possibilité d'avoir une aide dans le cadre de Unagaz Apertut, Unagaz Aperunion. Et je crois savoir, ou à moins qu'il y ait eu, je dirais, un changement, que cette aide, elle n'est pas trop mobilisée. Elle n'est pas trop demandée parce qu'on connaît le problème de l'indivision et la difficulté pour les Corses de sortir de l'indivision. Je ne vais pas refaire à nouveau, je dirais, mes demandes répétées de l'activation de l'article 2 de la loi du 6 mars 2017. Mais ceci dit, si cette ligne budgétaire, Monsieur le Président, n'est pas activée, n'est pas mobilisée, pourquoi ne pas prévoir un forfait, une aide forfaitaire pour les communes qui demanderaient à résoudre ce problème de foncier dans le cadre d'un titrement? Une aide au titrement pour les communes. Voilà la question que je voulais poser. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, juste par rapport justement au titrement des biens, c'est un travail qu'on a fait sur notre commune et c'est vrai que on a quand même dépensé plus de 10 000 euros pour pouvoir, et ce n'est pas, malheureusement toutes les communes ne peuvent pas budgétiser ce titrement. Et c'est vrai que en fait le foncier c'est la base, hein, c'est la base d'une commune, et c'est pour ça qu'on a voulu le faire. On a fait titrer 48 biens, mais c'est vrai qu'il faudrait une aide aux petites communes et les inviter à le faire, ce serait quelque part salutaire. Merci. D'autres interventions? Don Joseph Fuccioli. Merci, Monsieur le Président. Simplement, merci, Monsieur le Conseil exécutif, pour la présentation de ce rapport d'activité qui traduit et reflète les politiques publiques de notre institution durant l'année 2024, une année riche en événements, riche en réalisations, en projets. Moi, à titre personnel, et je pense pour engager le groupe Vapopunisse, mais on ne partage pas, d'une part, la vision de Paul Félix Benedetti, consistant à dire qu'il n'y a pas de marqueur d'une politique nationaliste dans le cadre de cette politique, et on ne partage pas tout à fait non plus, chère Angèle, Madame Tchapine, votre vision. En tout cas, on peut partager un constat, mais pas la vision. Alors, sur les marqueurs nationalistes, Paul Félix disait, et c'est son droit le plus absolu, qu'il ne voyait pas la différence entre une politique menée par la collectivité de Corse et une politique qui aurait pu être menée par une autre institution décentralisée au plan administratif français, en France continentale. Bon. Quelques délibérations, quelques moments forts de l'année écoulée qui montrent qu'on a une institution qui est la garante des intérêts matériels et moraux de ce peuple et qui s'inscrit dans une perspective qui est pour nous une perspective politique et de construction nationale. Le processus de Beauvau, les rendez-vous, la conférence des présidents qui a travaillé, la déclaration politique solennelle du 23 février 2024, le projet d'écriture constitutionnelle validé pour le pouvoir législatif à 80% de l'Assemblée de Corse en mars 2024, un certain nombre d'interpellations du gouvernement et du président de la République dès septembre, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale française. Vous l'avez dit, Monsieur Johanange, on ne peut pas passer sous silence cet épisode marquant de la vie politique française qui a bouleversé notre travail et le calendrier parlementaire, et notamment celui de la révision constitutionnelle initialement prévue. Pour parler des politiques publiques mises en œuvre concrètement, la création de l'EPIC, l'entrée en vigueur de l'EPIC chemin de fer de la Corse, sous le regard de mon ami à Sainte-Vagne, c'est aussi un marqueur politique fort. Quand on passe d'une société d'économie mixte à un établissement public, industriel et commercial, on fait une opération de nationalisation d'un service public qui est pour nous un service public essentiel, celui du transport ferroviaire, avec des investissements qui sont majeurs, portés notamment par la collectivité de Corse sur le réseau ferroviaire. Georges Mél n'est plus là, il parlait du temps où la collectivité territoriale, notamment sous les mandatures de droite, portait de grands projets. On ne va pas rappeler l'épisode très douloureux du train, qui ne roulait même pas. Donc on voit là, sous le contrôle de la Sainte-Vagne, encore une fois, tout l'effort et le travail qui est fait en matière de modernisation du réseau ferroviaire et en matière de développement de ce modèle de transport qui est un modèle vertueux à plus d'un titre.
la commande centralisée voie unique, les points de croisement, les modernisations et rénovations de gares, etc., etc. Le tram-train, qui est même victime de son succès dans le Grand Bastia, qui arrive sur le Grand Ayache. Bon. Sur la création, par exemple, de la société coopérative d'intérêt collectif pour l'exploitation territoriale des eaux d'Oretz. Je pense que là aussi, c'est un marqueur politique fort que nous avons adopté à l'unanimité, mais qui est pour nous la traduction concrète d'une vision politique, traduite par ailleurs dans d'autres rapports que nous avons l'occasion d'examiner dans cet hémicycle. Les nouveaux outils de l'économie mixte, développer l'appareil productif et un certain nombre de réalisations qui témoignent de notre volonté de développer l'appareil productif corse, mais en même temps, bien sûr, il y a l'initiative privée, il y a la performance économique, mais aussi la vision d'une économie qui est une économie orientée vers le bien commun, vers le partage, vers les retombées économiques pour un territoire, notamment à l'espèce celui de l'intérieur de la Castagnice. Donc, je pourrais parler aussi du processus de rattachement de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. On sait notamment le travail considérable mené par le président du Conseil exécutif dans un contexte de contraintes énormes, avec y compris un retard pris au niveau de l'État par rapport à la loi Pacte de 2019. On a vu à un moment donné l'opposition du secrétaire général aux affaires de la Corse en octobre dernier. On a vu la levée de bouclier légitime du président de l'exécutif et tout ce qu'elle a suscité derrière comme réaction, y compris au niveau des forces vives et syndicales de la CCI, accompagnées et soutenues par un certain nombre de forces politiques, dont la majorité territoriale. Là, on est sur des enjeux stratégiques majeurs. La maîtrise par la puissance publique corse de la gestion des ports et des aéroports, qui sont des équipements de transport stratégiques pour un territoire insulaire comme le nôtre. On pourrait parler aussi de dimension sociale, avec les emplois, plus de 1000 emplois à la CCI de Corse. On peut parler, bien sûr, même si le rapport n'est pas encore concrétisé, et ce n'est pas de notre fait, de la procédure lancée en matière d'achat de flux, qui là aussi reflète notre vision d'un tourisme déconcentré, durable, d'un tourisme annualisé, avec des retombées, des prévisions de retombées économiques et fiscales fortes pour le territoire insulaire et pour nos institutions. On peut parler de la production de normes novatrices, y compris dans le prolongement de la délibération contre les pratiques mafieuses, les bénéfices raisonnables, qui figurent d'ailleurs dans un certain nombre de délégations de services publics, y compris maritimes, la notion de bien commun, che non sono mica ciacciari, sono scelte politiche, sono atti, sono fatti forti. E penso che si fatti qui, si realizzazioni qui, si scrivono in un filo di un progetto che è un progetto di maggiorità territoriale che non possiamo spartire con altri qui, che è un progetto nazionale forte in cui una dimensione sociale forte. Bon, ceci étant posé, un dernier mot, mais je ne vais pas, à cette heure tardive, alourdir les débats. Je partage un certain nombre de points de vue exprimés par notre collègue Angèle Chapine, y compris sur les routes, mais l'état du réseau routier, qu'il soit le réseau territorial ou le réseau dit secondaire, ex-départemental, c'est aussi le produit d'une histoire. C'est le produit d'une histoire. Quand l'État a transféré un certain nombre de compétences et d'infrastructures aux institutions dans le cadre des vagues de décentralisation, y compris à la Corse, il n'y a jamais eu d'évaluation de l'état des infrastructures. On parle des routes, mais on peut parler aussi des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Il faut le dire. Jean Biancucci, je convoque sa mémoire, le disait souvent ici dans cet hémicycle. Il y a des régions, lorsqu'on a transféré, je pense à la Bretagne par exemple, les routes, il y a eu des plans de rattrapage financés par l'État à hauteur parfois de 100%. Ici, rien du tout. Alors, le plan exceptionnel d'investissement, pareil, tout à l'heure, Georges, je n'ai pas voulu répondre, Alex s'en est très bien chargé. Sur l'époque des grands projets, le plan exceptionnel d'investissement, qui est un droit et qui est même un devoir que la Corse, un dû de l'État envers la Corse, par rapport à un retard dont nous ne sommes pas comptables, puisque nous n'avions pas, nous, puissance publique Corse à l'époque, la gestion de ces infrastructures. Le rattrapage historique, on a eu le plan exceptionnel d'investissement, qui a produit un certain nombre d'effets, insuffisants pour X raisons, j'y reviens pas à cette heure-ci. Il y a eu le PTIC. Là aussi, Gilles Joanand, j'ai parlé tout à l'heure de la mécanique du PTIC, il y a eu un souci. Quand on négocie directement du côté de l'État avec le bloc communal, intercommunal, sans en référer à la collectivité de Corse, alors que la collectivité de Corse a compétence d'aménageur, ça pose problème. Donc, on espère, puisqu'on converge sur un certain nombre de points de vue, se retrouver, y compris dans la discussion avec l'État, lorsqu'on discutera, dans le cadre, par exemple, de l'organique,
non seulement du nouveau pacte budgétaire, financier et fiscal à construire entre l'État, la Corse en général, CDC, communes, intercommunalités, et même un plan de rattrapage historique qui est appelé de tous, y compris de vous-même, je crois savoir. Mais là aussi, pardon de revenir sur le débat budgétaire, il a été dense aujourd'hui. Quand vous parlez de la dette, y compris générée par l'emprunt, et on ne revient pas sur la structure de la dette, nous on assume cette vision politique-là d'emprunter pour investir. Parce que si on se fiait à un certain nombre de vos remarques, où on visait, comme le disait le président Johan Angeli, simplement à être dans l'excellence de l'orthodoxie budgétaire et financière et donc dans une forme d'austérité. Si on n'empruntait plus d'investissement, et en cascade, on allait retomber sur les entreprises insulaires, y compris sur les citoyens corses en matière d'infrastructure. Donc je pense que, à la fois sur les traceurs nationalistes pour lesquels nous avons été mandatés, et à la fois pour améliorer et transformer le quotidien de notre peuple, je pense qu'avec les moyens qui sont les nôtres, budgétaires, normatifs, administratifs, qui sont des moyens restreints et contraints, on fait le maximum. Je pense que nous le faisons bien. En tout cas, nous, du côté de FAPO.ICM, nous le soulignons au Conseil exécutif. Et j'espère qu'on se retrouvera dans la perspective d'une évolution, notamment institutionnelle, constitutionnelle, dans le cadre de la future organique et d'un nouveau pacte à construire avec l'État, parce qu'on a aussi besoin des moyens de mettre en place notre projet, notre politique publique et de répondre aux besoins, aux attentes et aux défis de la Corse et des Corses. Ringraziavi. Oui, pardon, une seconde. Juste pour répondre au mot de notre jeune collègue, je pense que vous m'avez mal comprise. Parce que moi, j'ai dit que sur les grosses infrastructures, les gros travaux, on était bon, j'ai juste demandé le plan. J'ai parlé d'entretien et de petits travaux d'aménagement sécuritaire qui ne représentent absolument pas de gros budgets ni qui rentrent dans tout ce que vous venez d'évoquer. Donc ça n'a rien à voir. Et je reprends la parole puisque le président de l'exécutif est revenu. Vous êtes invité. Donc pour lui dire que je l'ai invité. Donc avec Donjo, d'ailleurs, s'il veut venir, comme ça il constatera que, voilà, pas sûr, pas tout, à faire un petit tour donc sur nos axes secondaires de Spelonca-Liamone. Merci. On est un peu jaloux, mais bon, ne vous invitez pas. Donc, Romain Colonne, on a Baroule. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement vous faire part d'une petite expérience qu'on a eue à quelques-uns, il y a quelques jours, avec des élus de FAPO pour Winsem. Mais nous sommes rendus dans un petit village, puisqu'on a parlé là à l'instant des villages, et on a réduit possiblement notre action soit au manquement des routes ou des routes secondaires ici, ou au fibrage ailleurs. Moi, je voulais simplement vous faire part de cette expérience. Déjà dire qu'on a un document qui fait près de 130 pages et qui démontre une chose, c'est qu'il y a une réelle activité plurielle, diversifiée de notre institution, au moment où souvent on dit notre institution, on la critique en disant qu'elle est en panne. On regarde ce document, on voit que notre institution, elle est loin d'être en panne. Mais c'est un document écrit. Donc à un moment donné, il peut paraître, forcément, de par sa nature, un rapport d'activité, ça peut paraître un petit peu aride, c'est pas un roman qu'on lit le soir. Et donc on est allé avec quelques élus du groupe Fabo pour Winsem dans un village, et le maire du village nous a dit, là je vais construire une nouvelle école, et grâce à l'office foncier, c'est normal, c'est pas le fait forcément de notre majorité, je ne dis pas ça. Mais il se trouve que c'est nous qui y sommes en responsabilité au moment où je vous parle. Et le maire nous disait donc l'office foncier m'a permis de faire l'acquisition du terrain pour construire une nouvelle école. Bon, donc on était heureux de l'entendre, parce qu'on n'est pas... Et je lui dis, mais au niveau de la construction de l'école, oui, la collectivité aussi, sur d'autres programmes, participe à la construction de l'école. Donc on se dit, ça, c'est pas mal quand même. Et on a demandé aux maires, aux adjoints qui étaient présents et aux administrés, et vous avez la fibre là au village, ils nous ont dit, ah oui, depuis 4 mois. Tout le village est entièrement fibré, depuis 4 mois. Je peux vous assurer que quand ils ont dit ça, il y avait un niveau de satisfaction dans leur réponse qui était optimal. Donc là, on parle de l'acquisition de terrain, on parle pour une école, on parle de la construction d'écoles, on parle du fibrage. Et il y avait des jeunes dans l'assistance qui nous ont dit nous, on a bénéficié du programme Unagaza Patuti et Unagaza Pauniuni. Et puis, ça va faire plaisir à Bianca Fazzi, qui
nous écoutent, il y avait quelques anciens qui étaient là et ils nous ont dit, sont venus nous voir, ils nous ont dit, nous vraiment on est extrêmement contents et heureux de l'action de la collectivité, notamment du programme Karawianka Imbitiabe Inkazazoy. Et donc il y a tout un certain nombre d'actions dans ce programme-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce programme? Ils nous ont dit, la collectivité finance gratuitement des associations qui montent dans nos villages, pour nos anciens, faire des activités culturelles et sportives. Et là, je me suis dit, je vais vous dire très franchement, c'est normal quand on est en majorité, on est des fois traversé par le doute. On dit, est-ce qu'on fait toujours les choses bien? Et sans doute que nous devons nous améliorer. C'est une constance de l'action publique, ça j'en conviens parfaitement. Mais des fois, vous prenez des critiques ici ou là, souvent subjectives, souvent injustes, qui peuvent vous faire dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse autrement? Mais quand vous passez dans un village et qu'on vous dit que ce village est entièrement fibré, qu'on va construire une nouvelle école, qu'on permet l'acquisition de foncier, qu'on vous dit que des jeunes peuvent s'installer parce qu'il y a le programme Una Gaza Patut, Una Gaza Paunion, qu'on vous dit que nos anciens peuvent recevoir des activités entièrement gratuites, in casa Zoe, grâce au programme Imbetiabe, je dis que cette collectivité, tout ce que je viens de dégrainer, et sans doute y a-t-il autre chose, ne se réduit pas exclusivement au fibrage, et tout ce que je viens de dégrainer se retrouve dans le rapport de 130 pages de cette année, et se retrouve dans les autres rapports, parce que c'est tout le temps mis en perspective sur des plans pluriannuels. Donc ce que je veux dire, bien sûr, on peut partager ici ou là telle ou telle critique, parce qu'il manque toujours quelque chose, mais notre institution est en activité, et elle fait pour nos territoires, elle fait pour nos villages, elle fait pour nos quartiers, elle fait pour nos jeunes, elle fait pour nos anciens, elle fait pour le peuple corse. Merci. Ringrazio, vi lascio intervenzioni. Merci, Président. Dans 2 secondes. Bon, moi, je vais monter habiter dans ce village parce que c'est la fibre, c'est la roue. Non, plus sérieusement, non. Certainement, je n'en ai pas ici ni pour accuser, ni pour se victimiser les uns les autres. Il n'y a pas de sujet comme quelqu'un, mais des fois il manque des verbes. Simplement, je reprendrai le propos notamment de Paul Félix sur le fait que bon, il y a, et j'ai entendu attentivement ce que disait notre jeune collègue. On est quand même, je veux revenir un peu en 2025. On est quand même dans une situation assez particulière, notamment vis-à-vis de l'État français. Il a évoqué d'ailleurs lui aussi ce grand souci, ce grand doute qui nous poursuit depuis 40 ans d'émancipation nationale et pour laquelle, à l'heure où on parle, qu'on le veuille ou non, l'issue est très incertaine. Ou alors je suis pas à la semaine de Corse, je suis sur mon divan à la maison en train de jouer avec la télécommande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, ce qui me gêne, bon, le rapport d'activité, honnêtement, il est intense, hein, il n'y a pas d'équivoque. C'est vrai que bon, je n'ai pas percuté sur le choix des couleurs, c'est pas le plus important. Il y a véritablement de l'action, il y a de l'activité. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas, avec bien entendu les vicissitudes liées aux aspects financiers. Et ça, c'est évoqué aujourd'hui en long, en large et en travers. Mais je crois qu'il y a un sens, une construction nationale à continuer. Et forcément, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quand même il y a des réponses partielles, il n'y a pas une construction, il n'y a pas un sens de construction, en tous les cas, qui se décèle de manière véritablement forte. Voilà. Et je le dis tout simplement. Bon, tout à l'heure, pour la boutade, Paul Félix évoquait les ombrières. On pourrait évoquer Aurélie aussi, hein, qui n'est pas forcément une grande réussite, par exemple. Hein, mais bon, c'est pas l'objet de ce que je dis. Mon propos est très court. Je crois qu'il y a à être sensible surtout aujourd'hui, en dehors du rapport de force à installer, et vous l'avez vu que par rapport notamment à l'aspect linguistique, on est quand même pas au dépourvu, mais on est quand même désarmé. On n'a pas encore armé véritablement le tir, passez-moi l'expression, pour les négociations, et on est en quelque sorte dans une politique subie où le recteur a la main. Bon, moi ça me gêne un peu parce que les recteurs dans les temps, ils étaient occupés.
occupé, je pense, le rectorat, pas le recteur. Hein. Le recteur a toujours été occupé, mais le rectorat aussi. Simplement, sur l'aspect proximité, je pense que ce que disait ma collègue du troisième étage, c'est qu'il y a un rapport, on sent bien, et ce matin ça a été évoqué aussi, que la chambre de territoire n'est pas forcément l'alpha et l'oméga, en tous les cas, de cette proximité. Il y a une proximité à construire, et pas construire simplement en termes de gestion et de bonne gestion et de bonne fluidité des rapports entre l'institution et le terrain, parce que je crois qu'il faut donner un sens. Et hier, quand je parlais de territoire, je crois qu'il faut imaginer autrement le territoire et ce lien au territoire. Aujourd'hui, et 2018 a marqué une cassure qu'on n'a pas encore, les uns et les autres, hein, parce que même à notre époque, qu'on n'a pas encore résorbé, qu'on n'a pas encore mis véritablement en place. Ce lien de proximité, ce besoin aussi de regarder. Alors, c'est sûr que la démographie, l'électorat, très majoritairement se retrouve dans les plaines et sur les grandes agglomérations. C'est pas forcément des gros réservoirs électoraux, et peut-être aussi ça influe quelque part une part de l'action politique et peut-être un peu de désintérêt vis-à-vis de ces zones notamment reculées. Donc l'idée c'est, comme d'habitude, l'idée c'est peut-être de repenser le territoire. Moi je pense que dans ce rapport d'activité, ce qui me manque en bon enseignant, c'est une part de constat, même s'il y a un bel édito en langue corse. J'aime bien les titres en Corse, mais bon, tant qu'à faire, sur les titres, je me aussi les sous-titres. Et bon, vous savez, ça c'est aussi la diglossie institutionnelle, il va falloir qu'on la corrige. Mais une part de constat et surtout sortir de ce rapport avec l'idée de ce qui va se passer derrière et qui va viser, et là je le souhaite autant que vous, l'amélioration de tout ça. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je voudrais dire, cher Don Joseph, vous avez la fougue de la jeunesse et c'est un compliment dans ma bouche. Il y a beaucoup de choses que vous avez vues. De notre côté, il y a des choses que nous aurions aimé voir. Et je pense que par moments, vous vous égarez. On est dans un rapport d'activité. On est dans du concret. Et quand ma collègue Angèle Tiapine vous a parlé, alors même si ça vous gêne, de l'état d'entretien de notre réseau routier, je pense que les fougères de 2 mètres, ce n'est pas le fruit de l'histoire. Soyons sérieux 5 minutes. On n'a pas besoin de pouvoir législatif ou de révision constitutionnelle pour passer les pareuses. Bon, une fois qu'on a dit ça, je vais être un peu plus sérieuse. Ce rapport, il est structuré. Je ne fais pas de polémique sur les couleurs et la synthèse est très, très bien faite et très agréable à lire. Et justement, ça met en évidence un certain nombre d'interrogations que l'on a. Alors si on peut s'exprimer, avoir des interrogations sans être critiqué d'opposition négative et néfaste, vous avez eu par la bouche de ma collègue Maître Pierre le fait que l'opposition que l'on incarne peut être également extrêmement constructive et sérieuse. Le PADUC, par exemple, nous avons délibéré en novembre dernier sur sa révision partielle. Vous annoncez des rapports d'étape dès janvier 2025. Nous n'avons rien vu, même si Julien Paolini a dit que nous aurions un peu plus de visibilité en juillet. C'est une interrogation légitime. Les déchets. Et là, je rejoins ce que disait Paul Félix en disant qu'il manquait peut-être un état descriptif des réalisations. C'est un rapport d'activité. Vous annoncez avoir accompagné 34 projets, dont 11 au titre du contrat de plan État-région. Il aurait été intéressant de connaître les projets que vous avez accompagnés, tant sur la collecte que sur le traitement, parce que vous savez que les besoins sont énormes. Vous parlez également de fiabiliser ou d'avoir fiabilisé les données sur les flux du BTP. Vous savez que dans nos territoires respectifs aujourd'hui, nous sommes en charge des DMA, des déchets ménagers et assimilés, nous les intercos, pas des déchets du bâtiment, et ça devient un énorme problème pour nous. Sur les infrastructures portuaires, vous voyez, je suis très factuelle, et aéroportuaires,
Nous aurions aimé avoir un point d'étape peut-être, ou en tout cas des perspectives sur le port de Bastia, après les millions d'euros d'études, et également sur le devenir du port de commerce de Calvi, malgré les relances de la municipalité, peut-être en disant action urgente à entreprendre. Je ne parle pas des routes, on en a suffisamment parlé. Et je vais conclure enfin sur un sujet qui intéresse le président Vannes, c'est l'intermodalité. Nous attendons, et je sais que je prends à témoin la présidente de la CDNAT, Madame Yvette Jeune, chère Nadine, nous attendons depuis plus de 3 ans une étude sur l'intermodalité que l'on a réclamée. Par exemple, en plaine orientale, est-ce qu'on va privilégier l'extension de la 4 voies à compter de Vescovat, ou plutôt, est-ce qu'on va privilégier et ou l'extension du train? Je sais que le marché de l'étude est prêt et que la délibération était prête. Pourquoi ne pas l'avoir lancée? Vous voyez, là, justement, c'est une étude qui nous paraît extrêmement importante à lancer. Alors, il se dit qu'il y aurait, et c'est légitime, on peut ne pas être d'accord. On est encore, grâce à Dieu, en démocratie. Il se dit qu'il y a des visions différentes au sein des services, que certains privilégieraient le train, d'autres plutôt un renforcement du réseau routier. Voyez donc, ce sont des interrogations légitimes. J'espère qu'elles ne vous ont pas gêné ni offusqué, et c'est ce que nous aimerions retrouver dans un bilan d'étape relativement global et peut-être dans le prochain rapport d'activité. Merci. Merci. D'autres interventions? 2 secondes, il reste du temps de parole, monsieur le conseiller. Non, simplement. Pas sans répondre, mais merci pour le compliment sur la fougue de la jeunesse. J'espère que la fougue durera l'âge venant et j'imagine que c'est partagé. En revanche, la fougue de la jeunesse n'empêche pas la nuance. C'est une des raisons pour lesquelles, je l'ai dit, vous l'avez visiblement pas entendu, je partage un certain nombre de propos exprimés par notre collègue Angèle Tchapine. On connaît la région, même si on n'est pas originaire de là-haut. On a un certain nombre d'autres groupes qui le sont. Mais vous avez quand même parlé, chère Angèle, de l'axe prioritaire et c'est l'occasion aussi de livrer une vision politique qui est la nôtre et qu'on assume totalement. Voilà. Simplement, la fougue de la jeunesse que nous partageons tous dans cet hémicycle n'exclut pas la nuance et la lucidité. Arin Gradia, et même quand on est moins jeune, on peut être aussi fougueux. donc, la parole à l'exécutif. Okay. Alors, quelques mots avant de passer la parole au président. Avec la fougue ou la force de l'ancienneté, je vais essayer de résumer. Merci bien sûr pour vos remarques et vos propositions. Simplement, quelques mots. D'abord, Paul Félix, c'est toujours gênant parce que Paul Félix, il intervient, il s'en va. Donc, on va il regarde à la télé et après il revient. On va quand même essayer de répondre d'abord sur les 2 aspects. Je vais résumer le côté routinier qu'il trouve à ce rapport. Je ne sais pas, finalement, je retiens aussi qu'il a vu qu'il y avait de très belles images, mais je ne sais pas si finalement il n'a pas privilégié l'image à la lecture et qu'il n'a pas tout vu ou tout lu dans ce rapport. Sur routinier, bien sûr, c'est un rapport d'activité. Donc forcément, il a un côté routinier puisqu'il rapporte l'ensemble des politiques publiques, et vous le savez, c'est souvent des politiques au long cours, programmatiques, pluriannuelles, et que donc elles ont ce caractère aussi un petit peu répétitif et routinier. Et c'est normal. En contrepoint, Mariotti nous disait que peut-être que dans ces politiques routinières qui ne sont au fait que les réponses à ce qu'on entend souvent, ce que vous nous demandez souvent, les problèmes de Corse du quotidien. C'est ça, ce que Paul Félix caractérise comme routinier. Nous, on dit que ce sont des réponses que nous apportons aux problèmes des Corses du quotidien. Et on les voit bien dans ce rapport d'activité. Et j'entends que vous désiriez que sur tel ou tel point, il faut que nous soyons plus précis et qu'on aille un peu plus loin. Dont acte, on essaiera de s'améliorer. Mais donc, nous, au contraire de l'expression routinière, nous considérons que nous sommes dans un acte d'engagement fort et qui s'est traduit dans la densité des actions qui ont été menées tout au long de l'année 2025.
Paul Félix continue sur les traceurs et les marqueurs nationalistes. Moi, je vous le dis, j'ai un peu de mal avec à la compréhension, à y mettre du contenu à cette expression. Moi, ce que je sais, je pense intimement que notre démarche et ce rapport d'activité, il est profondément nationaliste. Mais en tout cas, ce que je crois, par contre, fermement, c'est que nous sommes, nous, à travers ce rapport, dans le respect et le droit fil des engagements que nous avons pris en 2021 derrière le président Simeone dans notre campagne d'élection territoriale. Nous avons proposé aux Corses un programme, un projet politique, et nous sommes dans la réalisation de ce projet. Et nous, moi, je le dis, quand on regarde notre rapport d'activité, on est bien dans un projet qui a cet objectif-là, de proposer une trajectoire d'émancipation individuelle et collective à notre peuple pour qu'il puisse demain vivre, se loger, parler sa langue sur sa terre. Et là, vous retrouvez, je ne vais pas reprendre dans le détail les propos de mon ami Dangeau, il était très clair, on les retrouve, si on peut appeler ça les traceurs de ce projet-là. Je n'irai pas plus loin, mais je crois que c'est un mauvais procès qu'on nous fait. C'est un mauvais et un peu facile. Moi, je pense que si on rentre au fond des choses, on voit bien que ces traceurs-là, ils existent. Madame Chiappini, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille s'occuper, y compris de toutes les infrastructures et les infrastructures de transport, de mobilité en zone rurale. Vous nous dites la PPI. D'abord, il y a une PPI qui existe. Il faut le rappeler, il y a une PPI 2017-2025. Vous en faites état d'ailleurs et vous nous avancez des chiffres. Et moi, j'en ai d'autres. Ceux qui vous seront fournis lors de la prochaine PPI en mois de juillet, dans la présentation par le Conseil exécutif. Et si on lit les chiffres, ou sinon on ne lit pas les mêmes, on s'aperçoit que concernant le domaine routier, on a 868 millions qui ont été programmés. Mais de manière plus précise, si on regarde entre 2018 et 2024, sur l'ex-RD, c'est de ce réseau-là dont vous parlez, vous avez 357 millions qui ont été programmés. Et sur ces 357 millions, 86% de ces opérations ont été réalisées au moment où je vous parle. C'est Mikanunda. Donc ça veut dire bien que dans cette action-là, nous sommes au rendez-vous de ce que nous avions prévu, nous exécutons bien ce que nous avons prévu et nous vous présenterons au mois de juillet, le Conseil exécutif en charge des transports vous présentera la nouvelle PPI. Saverio, sur la proximité, je pense que s'il y a bien une majorité, une action qui met en avant la proximité, c'est bien celle-ci. On nous le reproche parfois. 162, je vous l'ai dit, 178 millions d'investissements qui sont fléchés vers les territoires. Quand je dis fléchés vers les territoires, ça veut dire que ce sont des sommes que nous versons à des acteurs, qui soient publics ou privés dans les territoires, pour qu'ils réalisent des opérations liées à la vie de ces territoires. Ça veut dire infrastructure, activité, développement social, économique, culturel. Et donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas être proche des territoires. Après, si être proche des territoires, c'est revenir aux conseils généraux, là, je pense qu'en nationaliste, nous ne sommes pas d'accord. La proximité des conseils généraux, on sait ce que c'était. C'était autre chose. C'était autre chose. Nous, on est dans une proximité répartie de manière très équitable. Il n'y a pas d'ostracisme dans nos politiques. Il n'y a aucun territoire qui est oublié et nous le faisons de manière je crois, volontariste et très efficace. Voilà, à ce stade, ce que j'avais à dire. Peut-être, Président, que vous allez compléter sur les questions d'office foncier dont sur laquelle on a été interpellé par Annette. Merci. Oui, on viendra, bien sûr, volontiers. Mais on ne conteste pas. Après, rapidement, puisqu'on se rapproche de la fin de la session, beaucoup de choses ont été dites. Merci à toutes et à tous. Sur le rapport lui-même, d'abord, saluer la qualité du document, ce qui n'exclut pas les améliorations à apporter. Du côté positif, d'abord, et peut-être des améliorations à apporter ensuite. Côté positif, je pense quand même, effectivement,
que ce document, qui est quand même très dense, qui comporte beaucoup d'informations, permet de mesurer combien la collectivité de Corse est engagée dans tous les domaines et sur tous les terrains. Et je crois que même nous, en tant qu'élus, souvent, nous n'avons pas le recul suffisant pour savoir tout ce que l'institution à laquelle nous participons accomplit. Et donc, ça fait quand même plaisir de l'avoir sous les yeux, et je pense qu'au-delà des enjeux de communication partisane, si nous pouvions mieux mettre en perspective ce que nous arrivons à faire, ça serait à la fois gratifiant pour nous, peut-être contribuerait à nous donner de l'énergie, et je crois que ça serait aussi en partie rassurant pour les Corses. En tout cas, il y aurait un effet de diminution du caractère anxiogène de la situation globale que nous vivons. Donc ça, c'est pour les remarques. Sur les critiques qui sont faites, moi, effectivement, je pense que, mais ce n'est pas une critique contre les rédacteurs du rapport, c'est plus dans la conceptualisation, c'est-à-dire, nous, en tant qu'élus, sans doute, faudrait-il mieux détailler, d'abord entre le constat et la présentation de ce qui est en cours, par exemple. Deuxièmement, peut-être mieux permettre la perception directe des priorités, notamment pour que le sens du projet que nous considérons être, nous, un projet national, soit mieux perçu, y compris par notre famille politique et de façon générale par les Corses. Et puis, aussi vous dire à ce stade-là, la fougue de la jeunesse et la distance de l'expérience n'exclut pas la lucidité. Lorsqu'on parle entre nous, est-ce que moi je suis totalement satisfait de ce que nous faisons? Bien sûr que non. Est-ce que j'aurais voulu aller plus vite, plus loin, mieux sur le chemin de l'autonomie, de l'émancipation, de la justice sociale, de la construction nationale? Oui. Est-ce que je considère que j'ai une part de responsabilité dans ces insuffisances? Nécessairement, puisque je suis un des premiers responsables politiques de l'île. Donc, bien sûr que ça ne va pas. Mais en sens inverse, lorsque je lis le rapport, je vois que tout ce que nous faisons, et surtout que je mets en perspective tous les mouvements puissants, souvent exogènes et déstructurants contre lesquels nous avons à combattre. Je me dis aussi, si nous ne nous étions pas battus depuis 60 ans pour la famille politique à laquelle nous appartenons, et même si nous ne nous étions pas battus depuis 10 ans pied à pied, tantôt pour construire, tantôt pour empêcher la déstructuration ou la destruction, je me demande où nous serions. Où serions-nous? Alors, vos doléances, Angèle, elles sont fondées. Il y a des endroits en Corse où les entretiens de route ne sont pas satisfaisants. Il y a des retards en Corse qui n'ont pas encore été comblés. Il y a des choses où nous devons être meilleurs, nous en tant qu'élus, et certainement les fonctionnaires qui portent l'action de l'institution sur le terrain doivent s'améliorer. Mais à côté de ça, un des reproches que je fais à mon administration, c'est de ne pas encore, pris par l'urgence comme ils le sont, de ne pas avoir pu nous donner les outils, y compris géographiques, par exemple, avec le système d'information géographique, qui nous permettent d'avoir une vision consolidée de ce que nous avons fait sur une période donnée, sur un territoire, dans un secteur ou même pour un village. Encore une fois, pas pour dire voilà nous ce que nous faisons, etc. Personne n'est redevable à personne. Mais simplement pour avoir une vision. Et moi, je vous dis que, y compris par rapport à il y a 10 ans, je pense que la Corse a progressé. Elle a progressé. Le problème, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus complexe, avec des phénomènes puissants qui, eux, nous entraînent vers des horizons où nous ne voulons pas aller. Donc on est dans une tension dialectique permanente. C'est ce que je voulais vous dire. Et je termine avec un exemple pour répondre net. Vous savez, vous nous reprochez quelquefois, c'est le jeu de surjouer les oppositions, notamment avec l'État, etc. Je vais vous prendre l'exemple qui vous tient à cœur, celui de l'Office foncier. D'abord répondre, et aussi à notre collègue et ami Noël Profizzi, la collectivité, elle intervient déjà sur l'aide aux communes sur les biens sans maître, les procédures de biens sans maître. Donc je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à accompagner, y compris, disait Peugeot,
commission d'aménagement foncier, il y a des dispositifs qui peuvent aider à titrer, et ça va tout à fait dans le sens, je dirais, du soutien stratégique que nous portons au GIRTEC. Par exemple, la convention que nous avons conclue, on était avec Pierre-Paul et les autres maires de l'Interco, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ça peut paraître technique, mais je pense que c'est fondamental. Quand on signe une convention entre une intercommunalité, des maires qui adhèrent, le GIRTEC et l'Office foncier, on crée une perspective stratégique. On a une vision partagée par les élus et les acteurs du territoire de l'aménagement de ce territoire. On hiérarchise des priorités, on organise l'équilibre territorial, on permet aux communes de titrer, y compris les terres agricoles, pour installer des agriculteurs. On permet à l'office foncier d'intervenir non plus au coup par coup comme on l'a fait maintenant, mais en étant à l'échelle d'un territoire et d'une intercommunalité dans une logique d'équité globale et de planification. Mais vous savez qu'on a eu ce débat, c'est que l'office foncier, comme nos autres outils aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis on est à la fin d'un modèle. Le PEI, on l'a consommé, la TSE, on l'a augmenté pour la première fois, nos ressources sont structurellement insuffisantes et l'État se désengage. Vous étiez au conseil d'administration, vous l'avez entendu. L'État nous dit, nous, on ne veut plus payer le GIRTEC. Et nous, nous savons que nous avons besoin du GIRTEC. Et donc, il va falloir avoir une discussion. Moi, je continue à plaider pour dire une fiscalité sur les transactions immobilières avec une recette qui est fléchée, qui est répartie entre les communes, les intercommunalités et la collectivité de Corse, au soutien de la politique foncière, d'aménagement et du logement. Je termine en vous disant, sur ce cahier des charges auquel vous avez contribué de façon directe et forte avec notre collègue Madame Branc, avec du Ensemble tout le Mao, dans un état d'esprit qui était très bon et qui nous a permis d'avancer. On fait un cahier des charges, on travaille avec les maires, on tire les leçons d'un certain nombre, je dirais, de mécanismes que les maires de bonne foi n'avaient pas vu venir, c'est-à-dire on soutient un logement communal qui est financé, on a une revente spéculative pour un tiers qui vient et qui en fait presque du Airbnb. On fait un cahier des charges à l'unanimité de l'Office foncier, à l'unanimité de l'Assemblée de Corse, à l'unanimité des maires. Dans ce cahier des charges, il y a, je le rappelle rapidement, 4 critères. Premier critère, qualité de primo-accédant du ménage candidat. Deuxièmement, la situation familiale. Troisièmement, les ressources, la situation financière. Et enfin, son lien avec le secteur géographique, c'est-à-dire le fait que la personne ait une relation avec le territoire du village ou de l'intercommunalité. Des critères neutres étant précisés que les seuls critères exclusifs, c'est-à-dire c'est la situation de primo-accédant et la situation financière. Si vous n'êtes pas accédant et que vous avez trop de revenus, vous n'accédez pas. Les deux autres, c'est des critères de classement. J'ai reçu, vous le savez, j'en ai parlé au conseil d'administration, mais j'en ai pas parlé dans l'Assemblée de Corse, un courrier du préfet de Corse me demandant de retirer la délibération de l'Office foncier, en disant que c'était trop proche du statut de résident, que c'était illégal, que c'était une rupture d'égalité et que c'était anticonstitutionnel. Ce à quoi j'ai répondu, et vous donnez-moi acte, sans aller dans la presse, sans faire de surenchère, on a consulté les avocats, on les avait vus ensemble, vous étiez dans la commission, on a répondu que le critère qu'on mettait en œuvre favorisait les personnes en lien avec la commune, l'intercommunalité ou le territoire, avec une grille de notation, je dirais qui n'exclut personne, mais qui effectivement favorise ceux qui ont un lien. On le fait en Corse, mais ça a été fait à Paris, ça a été fait à Orléans et ça a été fait à Plouganou, je pense que ça doit être en Bretagne, je ne connais pas, je n'ai pas regardé. Bon, hein, et dans d'autres communes. Donc, moi, ce que je me demande dans l'attitude de l'État, où on veut vraiment nous empêcher, y compris à droit constitutionnel constant, de mettre en œuvre des dispositifs, et à ce moment-là, il faut se demander pourquoi. Pourquoi ? Ça pose un vrai problème. Ou alors on veut nous faire la démonstration par l'absurde, y compris à vous qui n'êtes pas convaincus, qu'il faut une révision constitutionnelle, un statut de résident et des règles spécifiques. Parce que, et je me tourne aussi vers les nationalistes, si, y compris dans un droit qui est insuffisant par rapport à nos aspirations, si quand en respectant le droit, on va au bout du système avec une volonté politique partagée et qu'on nous ferme encore la porte,
dans un domaine qui est vital pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Renoncer, ce n'est pas possible. Donc, on est vraiment confronté, à mon avis, à un problème important. Je termine. Rapport d'activité, on a eu une séquence à la fois budgétaire et politique. Le budget, ça a été dit ce matin par Paul, c'est un acte politique qui doit tenir compte de l'équation budgétaire globale, des contraintes exogènes et qui doit faire passer une vision politique. Nous, on essaye de porter celle-là en conciliant notre idéal, auquel nous ne renonçons jamais, la fidélité au fil historique et la prise en compte aussi du réel, des contraintes, avec aussi une marge d'amélioration incontestable qu'il faut essayer d'exploiter, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Bien, merci Monsieur le Président. Merci à Gilles Giovannangeli qui a fait toute la présentation. Merci beaucoup. Donc, on prend acte de ce rapport d'activité. Bien, donc je crois qu'on a épuisé l'ensemble des rapports inscrits à l'ordre du jour. Donc, nous allons passer aux motions. Nous avons encore une petite stabilisation à faire et on va s'arrêter 5 minutes. D'accord? Donc, une personne par groupe, s'il vous plaît. Concernant la motion Gaza, concernant les motions sur la langue, il n'y a pas de fusion, hein, il n'y a pas de discussion à avoir. Bien, très bien. Donc, on se voit dans la petite salle, s'il vous plaît. Donc, suspension de séance, s'il vous plaît. Et je demande donc Corinne Front, je crois qu'ils sont dehors, Paul Félix, Sahué, Rio. Serge, Sahué, Rio. Romain. À droite, il n'y a plus personne.
Pepiagé et Marie Billa. Elle me donne à peine à d'Hydraouaï. Puis il y a des biats. Merci à ceux qui sont venus pour écouter l'émotion et qui sont très patients depuis tout à l'heure. Donc différentes associations de soutien au peuple palestinien. Donc, vous avez reçu la dernière version d'une motion qui au départ était 2 motions différentes, pour être très honnête, déposées de manière disjointe, d'une part par le groupe Corinne Front et d'autre part par moi-même. À la suite d'un échange entre nous deux, nous avons établi une première version à laquelle qui a été ensuite amendée par différents groupes, et en particulier le groupe FAPO, le groupe AONSEM, mais aussi Josefa Giacometti. Aujourd'hui, nous avons donc une motion que je vais lire dans un instant, à laquelle s'associe, qui est portée par moi-même, bien sûr, la présidente de l'Assemblée de Corse, mais à laquelle s'associe Corinne Front, bien évidemment, puisque une grande partie du texte lui incombe, mais aussi le groupe FAPO, bien sûr, qui a contribué fortement à l'avant-dernière et à la dernière version, et Josefa Giacometti également qui s'y associe, et Pierre Djonga. D'accord? Donc, qu'on a contacté. Donc, 2 non-inscrits qui s'y associent complètement. 2 mots quand même si la situation et les faits parlent d'eux-mêmes, elle s'inscrit, cette motion, dans le strict respect du droit international, des résolutions des Nations Unies et du devoir universel de protection des populations civiles innocentes en temps de guerre. Elle ne vise ni à cliver, ni à polémiquer, mais à rappeler des faits qui sont documentés, vérifiables et reconnus par les institutions internationales compétentes. Et face à une situation humanitaire inédite, par son ampleur et par sa gravité, notre devoir est d'alerter et de proposer des leviers concrets d'action et de pression. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et détourner le regard. Nous parlons ici de la mort de 56 000 personnes, dont plus de 15 000 sont des enfants. La reconnaissance donc de l'État de Palestine n'est pas un acte idéologique, c'est une exigence de justice et une condition indispensable à une paix durable, fondée sur le droit international, la sécurité pour tous et la coexistence, et je le souligne, de 2 États souverains. Donc cette motion réaffirme aussi le droit légitime d'Israël à exister en paix et en sécurité. Mais le respect de ce droit ne saurait justifier ni couvrir des violations graves et répétées du droit humanitaire international, violations dénoncées depuis plusieurs mois par des organisations internationales dont l'ONU, avec plusieurs rapports à la clé, mais aussi par des personnalités israéliennes elles-mêmes, et notamment un ancien Premier ministre récemment. Donc c'est un devoir humaniste que nous mettons en œuvre, et bien évidemment nous allons exprimer aussi notre solidarité avec les acteurs et associations humanitaires et tous ceux qui défendent les droits humains et les citoyens en Corse et ailleurs. Et je tiens à remercier les associations qui sont ici présentes. Alors, je ne vais pas lire tous les considérants, si vous en êtes d'accord, tous les visas et tous les considérants, puisque vous avez été destinataire du texte. D'accord, vous allez être destinataire du texte, pardon. Je vous lis le dispositif. Donc, l'Assemblée de Corse, rappelant que dans sa résolution numéro 2339 AC portant adoption d'une résolution relative au conflit israélo-palestinien et la situation au Proche-Orient, a exprimé de manière unanime son horreur, son indignation et son rejet absolu des actes barbares du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas et désapprouvé les actions militaires contraires au droit international et humanitaire menées par l'État d'Israël, dénonce les exactions commises par le gouvernement israélien ainsi que les actes potentiellement génocidaires à l'encontre
de la population palestinienne, comme l'indiquent les conclusions de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en date du 13 mars 2025. Exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, préalable et indispensable à la paix, à la reconstruction et à la justice dans la région. Exprime sa vive préoccupation face au silence politique qui entoure l'action militaire menée par le gouvernement de Netanyahou et aux soutiens internationaux d'extrême droite qui s'y rattachent. Renouvelle son appel au respect du droit humanitaire international pour les populations civiles, réaffirme le droit d'Israël à exister dans la sécurité et dans la paix, dans le respect du droit international, demande dans le cadre de la résolution du conflit la libération des otages retenus par le Hamas, demande aux États membres de l'Union européenne de mettre en œuvre tous les leviers diplomatiques, économiques et juridiques afin de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il permette l'acheminement immédiat, total et sécurisé de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Encourage le gouvernement français et l'Union européenne à engager des mesures concrètes, y compris des sanctions ciblées, pour garantir le respect du droit international, la protection des civils et la lutte contre l'impunité des crimes commis. Demande à ce qu'aucune entrave étatique ne soit faite aux dispositions judiciaires concernant le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis le 21 novembre 2024 à l'encontre notamment de Benyamin Netanyahou. Affirme son soutien au peuple palestinien, victime de décennies d'occupation, de colonisation, de discrimination et de violences systémiques, et sa solidarité pleine et entière avec toutes les organisations qui, sur le terrain, œuvrent pour la survie, les soins, la dignité et la paix. Soutient l'ensemble des initiatives citoyennes, associatives, syndicales et institutionnelles, en Corse comme ailleurs, qui sensibilisent l'opinion publique à la situation en Palestine et défendent la voix des peuples opprimés et agissent en faveur de la paix. Reconnaît l'existence de l'État de Palestine, conformément aux dispositions antérieures de l'ONU, et affirme la nécessité urgente de la mise en œuvre d'une solution politique fondée sur la coexistence de deux États souverains respectueux des intérêts politiques, collectifs ou confessionnels d'Israël et de Palestine. Souhaite que le gouvernement de la République française reconnaisse sans délai l'existence de l'État de Palestine et qu'il suspende toute livraison d'armes, de munitions ou de matériel militaire à l'État d'Israël tant que celui-ci poursuit ses opérations contraires au droit international, affirme, dans le contexte actuel, son attachement à ce que les installations militaires françaises et de l'OTAN, tant en Corse qu'en Sardaigne, ne soient pas utilisées à des fins d'intervention au Moyen-Orient qui contreviendraient au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et au respect des droits humains universels. Voilà la motion. Je tiens à remercier évidemment tous ceux qui ont participé à sa rédaction finale. La parole est à qui veut la prendre. Paul Félix Benedetti. Nous avions déposé une motion il y a quelques jours, au moment où la guerre unilatérale décrétée par Israël contre l'Iran masquait le problème de Gaza et laissait au niveau des médias internationaux se continuer des actions de type génocidaire très fortes et avec une amplification du phénomène, liée par l'absence de couverture médiatique qui les favorisait. Alors, bien entendu, aucun texte n'est parfait, chacun y trouvera bien entendu tous les attendus qu'il aurait voulu y voir, mais c'est l'esprit qu'il faut retenir. Cet esprit, c'est d'abord un esprit de paix en Méditerranée, un espace qui pendant plusieurs siècles, voire presque un millénaire et demi, a vu tous ces peuples vivre en harmonie. Et ce n'est que depuis quelques décennies que nous assistons à ces affrontements qui sont dans notre âge, dans notre monde, et qui en tout cas n'a jamais été le monde de la Méditerranée. Donc dans cet esprit d'apaisement, on cherche quand même à faire peser la voix de la Corse, parce qu'on considère qu'on est en position centrale, bien qu'on n'ait aucun poids, je dirais, en politique influente, on a le devoir d'avoir un poids moral.
L'histoire a montré qu'il y avait des pardons, même pour des actes atroces. Le peuple allemand a été pardonné très rapidement et on ne lui a pas tenu rigueur des exactions et de la fureur de certains de ses membres. Aujourd'hui, le peuple palestinien, entre autres, la fraction de ce peuple qui habite dans l'enclave de Gaza, n'a pas à payer pour les errements d'une fraction de ce peuple qui est dans une dérive totalitaire, islamiste, barbare. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu assez de drames, assez de morts, et la proportionnalité de la riposte israélienne par rapport à l'attaque indigne qu'ils ont eu à subir n'a plus aucune justification, ou alors c'est admettre que l'on n'est plus dans un supposé génocide, mais que l'on est dans une volonté génocidaire d'éradiquer totalement une partie de la population de ce territoire pour les chasser définitivement et accomplir quelque chose qui est de complètement inhumain et qui devrait au XXIe siècle, dans ce qui est supposé une nation civilisée, à savoir l'État d'Israël, ne pas avoir de place. Donc cette motion, elle est pour rappeler tous ces principes et pour rappeler qu'aujourd'hui, la seule solution, elle passe par la mise en application des résolutions antérieures de l'ONU avec une solution à deux États, respectueuse de ces histoires, de ces religions, et qui, bien entendu, mettra des frontières qui ne conviendront là aussi à personne, mais où il faudra que le poids, je dirais, des grandes nations soit fort. Et c'est pour cela que nous exhorçons aussi la France de retrouver une politique digne qui est, dans son histoire en tout cas, de ses relations avec le Moyen-Orient, pour qu'il y ait très rapidement la reconnaissance de l'État de Palestine avec le droit d'être là, de s'administrer et bien entendu de faire en sorte que l'on retrouve une paix durable. Je sais que ce qu'on fait semble être anodin, mais je crois qu'on a un devoir de ne pas faire semblant de ne pas savoir. Et je pense que lorsqu'on a une population dans un territoire aussi petit qui est grand comme le Cap-Corse, et où on compte aujourd'hui 50 000 morts et 15 000 enfants, c'est quelque chose qui est inacceptable. Vous savez, moi, mon fils, il a un ami qui était médecin urgentiste, palestinien, qui est reparti à Gaza. Ça faisait quelques mois qu'il n'avait plus de nouvelles et je pense qu'il est mort. Et c'est le lot de nombreuses personnes. Et je pense qu'il n'était pas fondamentalement une victime expiatoire d'un mal collectif. Donc, c'est l'esprit qui nous anime, une solidarité et une demande de paix partagée. Et j'ose espérer que l'État juif et surtout le peuple de Judée retrouve les voies de la sagesse et arrête de se laisser mener par une frénésie fasciste qui sera néfaste à long terme pour tout le monde. D'autres interventions? Non? Je demande son avis donc au conseiller exécutif concernant la motion. L'avis du conseil exécutif, il est favorable. Je vais dire en quelques mots pourquoi. Notre position de ce soir, la motion de l'Assemblée de Corse, n'aura sans doute pas d'effet direct sur ce que décident et font les protagonistes principaux, directs ou indirects, de ce qui se passe à Gaza et plus largement au Proche-Orient. Devons-nous pour autant nous taire, détourner les yeux ou nous désintéresser
de ce qui est en train de s'accomplir à quelques centaines de kilomètres de nous. À l'évidence, non. C'est notre devoir et notre responsabilité en tant que citoyens, en tant qu'élus, en tant que Corses, filles et fils de la Méditerranée et membres d'une humanité, de nous exprimer. Et nous allons le faire même si il est difficile de trouver les mots dans un conflit tellement exacerbé que lorsqu'on l'aborde dans les cercles familiaux, dans les cercles amicaux, a fortiori dans les cercles politiques, les tensions surgissent, les difficultés se multiplient à tel point que soit l'on se tait, soit l'on se mure dans des positions souvent antagonistes. Il y a chez celles et ceux qui s'apprêtent à voter cette motion et à la soutenir pour le Conseil exécutif, à la fois un socle commun, évident, nous sommes des patriotes corses et nous partageons un certain nombre de valeurs, et il y a aussi des différences de sensibilité, même si, par définition, notre regard et notre solidarité vont d'abord et naturellement vers les peuples opprimés. Et donc nous avons choisi, à la fois pour être en cohérence avec cette éthique de responsabilité et parce que nous avons la volonté de montrer que nous sommes capables de prendre des positions, y compris sur des questions extrêmement douloureuses, nous avons fait le choix, à votre invitation, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, à travers votre motion, à travers celle déposée par Corinne Front, à travers le débat que nous avons eu, de faire que l'Assemblée de Corse, l'institution garante avec le Conseil exécutif des intérêts matériels et moraux du peuple corse, parle, même si nous savons que nous n'aurons pas d'incidence directe. Mais il n'empêche, lorsque les voix se lèvent, qu'elles se joignent, qu'elles se rejoignent, qu'elles viennent d'élus, d'institutions, de citoyens, d'associations, elles peuvent toujours finir par se faire entendre. Moi, je crois qu'il y a, au-delà de la rédaction qui est finalement retenue et validée, il y a quelques points cardinaux qui nous permettent de nous entendre. Rappelez que le conflit israélo-palestinien est d'une complexité extrême et générateur de douleur immense de part et d'autre est une évidence. Ce qui s'est passé notamment depuis le 7 octobre a accéléré le caractère tragique, complexe, terriblement dangereux de ce qui se passe dans cette région du monde. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas détourner les yeux. Ce que dit cette motion, d'abord, il faut que les massacres s'arrêtent tout de suite. Il n'est pas excusable, justifiable, admissible que des femmes, des hommes, des enfants, des civils soient massacrés. Deuxièmement, il faut offrir une perspective, bien sûr. La première perspective, c'est celle de la paix, celle qui a guidé les pas et les choix de Yasser Arafat, de Rabin, de celles et ceux qui ont choisi de se tendre la main. La paix, elle se construit. Et que dit la motion? Elle dit que cette paix, elle passe par une solution politique. Elle passe par la reconnaissance des deux États. Elle passe par le respect du droit. Elle passe par le droit à la sécurité du peuple israélien, du peuple palestinien et plus généralement de
de toute cette région du monde qui va finir, si on laisse aller la contagion, par être gagnée par des logiques de destruction qui finiront par nous attraire aussi, y compris celles et ceux qui pensent que cela ne nous regarde pas. Alors moi, au nom du Conseil exécutif avec lequel nous avons débattu, et pour les raisons que je viens d'exposer, nous donnons un avis favorable sur cette motion. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, je soumets au vote la motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, la motion est adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Alors, maintenant, il y a deux motions qui vont concerner la langue corse dont nous avons beaucoup parlé hier. E ci vorrebbe che quelli possono ugartular e piace quelli che hanno presentato si prepare, dunque dell'ordine, c'è un ordine con delle unghie, no? Allora, è giunta quella di Saverio Luciani. Au corso pilier éducatif et sociétal. Ma è scritto in corso in francese, mi pare, no? Ha fatto sforzo di Vi ringraziamo. Andate burro per la presentazione. Prima per ubire, sapete. Andate burro. No, alla corta così perché penso che a mozione che l'ha presentato un mio collega Roman Colonna, quasi complementaria, dunque alla corta così di una risposta forse a ciò che ha detto il nostro amico più nome Perrin, al CPE e soprattutto a quelli che da Perrin e da Oneboghi di io chiamo il partito francese, di Bourgeois, firmato qualcosa qui e dunque una reazione per rapporto a una politica territoriale a confermare e di nuovo una risposta al rettore perché il rettore si può mica impone a noi montato una politica anche se lui via misure che so misure domandate di voi tant'anni da collettività alla corta così per l'idea solo faccio un fuori dunque rammentare a tutto ognuno che c'è un ruolo e un uso di corso nel sistema educativo, questa tutto il mondo ha capito, ricordare di maniera solena che la lingua corsa è un elemento fondamentale del conoscimento, dell'identità del suo popolo, aumento qui la trasmissione, la valorizzazione, l'uso in ogni dominio, che sia in famiglia, nella vita pubblica o a livello sociale. Sosteniamo con tu qualcosa di un frattempo per noi, il piano proposto per noi ce la voleva io come presidente esecutivo come sta mica assente che vede è tardi che c'è un bisogno di domandargli precisione non a questo piano perché c'è un problema di formazione, di valutazione, di seguito, di continuità che per ora non fa mica, non è primura di rituale. Afferma di noi il fatto che noi non ci siamo mica che abbiamo dato 2 anni fa un aumento di statuto di ufficialità, domanda di noi alla Ministra dell'Educazione Nazionale di accompagnare il borgo che si face e di accompagnare ciò che noi mandiamo oggi e domani, che lo sia la generalizzazione dell'insegnamento bilingue, dell'insegnamento immersivo e di corso soprattutto nel sistema educativo. E abbiamo mandato ai presidenti, perché siamo in un processo politico, e di nuovo ai presidenti dei gruppi politici, per difendere un capatoio, un cartolare politico d'evoluzione istituzionale
a questione linguistica e culturale che sono tramindue per noi primure societali, quelle che ci hanno portato all'avvenimento di una società cosiddetta bislingua o biplurilingua. Ecco, dunque questa mica solo in direzione di ministra di Educazione Nazionale, ma di noi, di un ministro incaricato di l'evoluzione istituzionale, François Rebsamen. Ecco, all'ingrosso lo spirito di questa mozione che, fin di conto, si assomiglia a tante mozioni che abbiamo dato anno, 2 anni fa o 80 anni fa e che spero non avremo occasione di avere sorelle da qui a poco. Ecco. Ringraziati. Qual è chi vuole esprimersi in questa mozione? Nimo. Quel est l'avis de l'exécutif? Qual è l'avviso dell'esecutivo? Scusate. No, sicuro a favore di questa mozione che a storia di Gerardo si può fare, no? Casca come ormai non tai lasagne per rapporto alla nostra attualità linguistica, di sicuro, che sarà un po' un solco di un lavoro che abbiamo da cercare di fare insieme. A favore. Ringraziabile. Radiamite a vostra mozione. Qual è chi è contro? Qual è un voto nemico? Astensione? E qual è chi vota pro? È adottata all'unanimità. Passiamo all'altra mozione. Non ta lingua. Qual è chi ha brisante di Pedranto Filippi per fa pobru? Ringraziabile, signora Presidente. Bon, non va mica va tutti i consiglieri, a stora comunque abbastanza tardiva. Giusto arrivare in 3 punti che mi paiono importanti a mettere in risalto per abordare questa mozione. Prima l'affare della lingua corsa all'Assemblea di Corsica è un mica da consento e penso che l'ha detto anche il Presidente, che il fatto che uno impedisce di parlare le letti, non impedisce mica di impedisce di parlare le letti in dell'assemblea non ci impedisce mica veramente di parlare e due che di impedisce l'assemblea di Corsica non impedisce mica uvora di parlare perché chi, infatti un messaggio che è mandato è piuttosto per gli parenti per le famiglie per i parenti di zideli che imparano quelli che parlano anche o allora a maggiorità a gente che non è mica militante, l'ha già detto in questa assemblea a Rigo d'Orna. Il messaggio è questo, dunque, imparate il corso, non vi servirà mica per il lavoro, in servizi pubblici non vi servirà mica e soprattutto interdizione per la guida pubblica o politica ufficiale. Poca pubblicità che noi abbiamo dunque per la lingua corsa in questa interdizione di parlare dell'assemblea. Il secondo punto è quello di un rinvenimento non è lettere perché a stora dopo mi gola l'attenzione di pensarci dunque dicevo semplicemente voilà, non ci rivengo mica ma non la generalizzazione che dire un soggetto non si parla mica di obbligare a gente che non parla mica corso da qui a domani a parlare corso a rotitade. Si parla di obbligare i poderi pubblici a proporre un accesso bastevole e efficiente a tutti alla lingua, senza rompitura di qualità tra quelli che abbonano in casa e quelli che non l'hanno mica. E qui si chiama aumento bislinguismo e in dell'ideale, sappiamo tutti, immersione. Ecco ciò che è la generalizzazione. Perché se noi seguiamo la logica di quelli che dicono che non ce l'è mica, vuol dire che domani c'è un sidello che ha difficoltà in matematiche, cioè a cacciare in matematiche. Noi, ciò che noi è che non abbiamo mica bisogno di avere solo che tutto il mondo sia un specialista di matematica e capacità di fare equazioni straordinarie, ma che non possiamo mica accettare che i corsi siano impauriti quando che sia li domanda quanto vale 2 e 2. E qui è la vera questione. E ne vengo a un sapere fondamentale.
già sviluppato abbastanza, penso, in questo emiciclo l'argomenti di radio pratici a prodi a lingua, per rapporto allo sviluppo di un cervello, l'imparare ad altre lingue, e forse mica abbastanza l'argomento principale che dovrebbe bastare largamente, perché mi pare evidente. Infatti, di un fondamento di ciò che noi siamo. E se voi pensate che sono in dell'esagerazione, fate un giro in delle case di lingua, in due gente impara, che noi sosteniamo, e parlate con la gente, giustamente, chi bene non per imparare. Al di là di case, in due per definizione, dunque ci sono gente che bene non per imparare il corso, parlate con la gente fuori che non hanno mica avuto l'accesso da apprezzare abbastanza a questa lingua per sentirsi all'agio per parlare. E fidiate come li sono strappati in due, non può abbracciare la lingua che li considerano come un fondamento di ciò che li sono, perché la considerano anche lì. E qui, nel questo emiciclo, quanto gene non parlano mica, perché sono terrificati all'idea di sbagliarsi e di sbagliarsi quando ci sono i media o una camera per filmarli. Bibare è una beura ragionevole di qualcosa d'ozionale. No, perché ciò che noi siamo non è mica un'nozione, è un fondamento. E compierà con una frase che è stata detta di già parecchie volte, penso, in un semiciclo, ma quantunque mi piace perché combina assai la situazione, se amo lingua scuzzula i fondamenti di uno Stato e forse che hai costruito uno Stato non t'ha moderno. A ringraziarvi. Qual è chi vuole intervenire in questa mozione? Nimo, siete tutti per giù. Anche un corso. Bon, in tutti i casi di un piacere di stare assente. Allora, domando l'avviso al Consiglio Esecutivo. È stato tutto detto dal nostro collega amico Pedro Antonio Filippi. Favore. In favore. Vabbè, allora metà a voto, quelli che è contro. Quelli che vota mica, astensione, e quelli che vota pro, tutto il mondo di adottare questa mozione. C'è una mozione, l'ultima, di mozione di Zideli, mi pare. Allora, vabbè, a Bagiuetta e Rimadina, che i Zideli ci scuzzolano, a Gerco, scusate. Allora, i Zideli, come l'ha spiegato ieri, dell'Assemblea di Zideli, hanno scelto hanno fatto parecchie mozioni, 5 o 6, e poi ce n'è una che è stata votata all'unanimità da tutti, in i ritmi scolari. E quella di lui. Allora, a lei e poi domanderà di una domanda veramente simpatica e di cooperazione a Veronique Pietri, che dirà qui di intervenire per forse di no o a Françoise o a Paola che erano con me a lavorare su soggetti con questi idee e poi ringrazio di no per uso aiuto quello giorno. Allora, è in corso, non è mica in francese. Allora, e in più di due in sutanaccio. Allora, forse per me adesso è appena dura, è ma vera. Allora, messa in ballo un ritmo scolare nuovo in corri dell'Accademia di Corsica. È corta, non è mica lunga, considerando che i ritmi muscolari attuali è troppo fatigante per i zideli, causando una diminuzione di usobanista, di sua salute e di sua capacità di imparare, considerando che i zideli hanno un bisogno fondamentale di attività ludiche, sportive, di creazione a lungo anno, che aiutano allo sviluppo generale, sapendo che a tempo oggi
Questa attività non so accessibili a tutti, considerando che i ricerche scientifiche mostrano che un'alternanza durante l'annata scolare tra tempi d'imparare e momenti d'agi permette di concentrarsi meglio e di memorizzare meglio, considerando in lo stesso spirito che la rientrata scolare è una di più in più prima dice, in contraddizione con gli effetti di un riscaldamento climatico con solioni di più in più presenti anche di settembre e scomodano l'imparare scolare, considerando gli esempi di paesi europei che hanno adoprato i ritmi scolari condensati con risultati scutari ottimi e che in un Mediterraneo hanno saputo conservare o adattare i suoi almanacchi alla realtà climatica e che sono sofferenti di quegli scontri in zone di nord, considerando la volontà dell'Assemblea di Corsica e del Consiglio esecutivo di Corsica di avere competenze di più importanti nel dominio dell'educazione, l'Assemblea di Corsica, mandata dell'Assemblea di Corsica e il Consiglio esecutivo di Corsica, da domandare la creazione di un ritmo scolare nuovo in tutti gli stabilimenti di Corsica, integrando una concentrazione di materie scolari da 8 ore a 2 ore dopo mezzogiorno e l'organizzazione delle attività sportive, ludiche e di creazione dopo mezzogiorno, domanda per il benestare dei zideli che, come in l'80, rientrata di scuola si vesi per il 20 di settembre, desidera la realizzazione di un studio in questi domandi da ottimizzare l'insegnamento scolare e condizioni d'imparare da tutti i zideli. Ecco, è scritta bellissima, è veramente magnifica. Dunque, è capito a sua volontà, passo subito la parola a Veronique Pietri. Vi ringrazio. È un peccato di passare questa bella mozione su bello lavoro di città a stora qui, perché è un peccato che tutto il mondo ne approfittasse mica. Era veramente un momento appassionante e un mese appassionante perché ho potuto fare il lavoro dai due canti e qui e a scuola in cui città di un mio collega e dunque come elette referente è veramente stato un lavoro veramente bello, un'implicazione veramente, un ingaggiamento di città straordinario, attenuta dell'Assemblea qui un giorno di sessione di città, veramente una capacità di concentrazione, di serio, a volontà di portarsi si domande a tutti qui agli eletti, il rispetto di istituzioni, a conoscenza dell'istituzione che è stata data dagli insegnanti. Veramente un bel lavoro e una bella tenuta, una bella sessione. E sul lavoro abbiamo avuto la chance di lavorare per fare fusione tra i due mozioni portate a scuola di Calinzana, UCMA CM2 e a Zesta di un collegio FESH. Che abbiano fatto due domande, due mozioni un po' differenti ma non lo stesso soggetto, un soggetto che abbiamo già portato qui e abbiamo avuto già dibattiti su questo soggetto. Dunque era veramente interessante. Dunque ha dato su testo ben finalizzato e sono stato di noi impressionato dai cittadini che hanno portato durante la commissione tutte queste idee, tutti che hanno giustificato
tutto il suo lavoro e veramente si dice i cittadini di domani, i nostri quelli che hanno da pagare la nostra piazza perché sono pronti, sono veramente pronti e decisi, assai decisi, determinati e veramente un bello lavoro. Ringraziabi. Allora, c'è Paola che vuole dire giusto una parola, noi siamo anche di più da consento con questa mozione perché so chi vale bene le idee li vale di noi per maestri. Audiamo volentieri. Nadine. Io ciò che voglio ridere di questa mozione è la maturità di queste idee che sono in capacità di valutare, forse è la più bella valutazione, sono che sono in capacità di valutare la sua capacità di lavoro, un numero d'ore a giorno e soprattutto ciò che è l'usuale per lo spanamento. Lo spanamento passa per altre attività ludiche, sportive, eccetera, e forse chi ci vorrebbe i gabizzoni di un sistema educativo che le inedinessino in conto. Ringraziabi. Allora, domando a Luisa l'esecudio. Ah, pardon, scusate. Peugeot, no, Sontanaccio. No. Domando a Luisa all'esecutio. Bon, guardate Guy, come l'ha detto Veronique Pietri, c'erano due emozioni, come quella di Gaza, e hanno fatto fusione in commissione, ma una era di Calinzana, ma infatti all'ultimo di Ubarla Sutanaccio, che ha vinto, perché chi si ritrova onde odesto, ma non fa nulla, di una ricchezza, di magnifico. Oggi Presidente, vostro avviso. Allora, bell'inteso, un avviso favorevole. Voglio ringraziare l'impegno di queste idee perché il lavoro era un lavoro tremendo, maggiore, con riflessione prudente non alla bene di queste idee e di educazione, per rispondere comunque alle domande di emozione. Abbiamo parlato qualche settimana fa di un calendario di ritmi scolari, bell'intesa mi pare che a Corsica deve essere un terreno di sperimentazione per fare dell'educazione che noi vogliamo veramente un'educazione che sia forse di sport, di attività artistiche, culturali, ma di noi di matematica, di francese, di lingue, ben inteso. Dunque, favorevole per questo primo punto di emozione. Il secondo punto, non ha un benestà, ci vuole lavorare a rientrare in un quadro di riunione con il rettore di tutti gli attori dell'educazione, non ha una visione che la sia adattata a un modello che pia in conto i ritmi di desiderio, ma di noi di più maggiore, ma di noi di squadre pedagogiche. E per il terzo punto, non a realizzazione di un studio, ben intesa, favorevole, perché è possibile di domandare a collettività, ai servizi, ma di noi al rettorato e all'università via l'INSPE di lavorare in questo punto e di avere una visione globale dell'ottimizzazione degli insegnamenti scolari con tutti gli attori, dunque favorevole. E di nuovo voglio ringraziare i maestri per il suo impegno, per aver essere presente per questa assemblea e per aver aiutato i idee per i idee che vogliono aiutare. Donc, un ringraziamento e favorevole. A ringraziabi. No, ma tutti siamo stanchi, ma adesso contento che gli stanno assento e poi manderemo di sicuro questa informazione ai scolari e ai maestri.
Allora, metto a voto questa mozione di Isideli, qual è chi è contro, qual è che vota mica, astensione, qual è chi vota pro, tutto il mondo. Due comunicazioni, c'è stato, l'avete ricevuta, mi dico verso l'esecutivo, c'è stato da Usesec il martedì 24 giugno una dichiarazione, posto che Usesec fa dichiarazione, donc déclaration du CESEC pour une démocratisation de l'accès à la langue corse en milieu scolaire. Donc, il faut savoir que le CESEC aussi se mobilise sur cette question et je rappelle que la présidente du CESEC pourra s'associer, c'est de droit, à nos travaux de la commission ad hoc. Voilà. Dernier point, je voudrais, c'est une information ou une prise d'acte sur la commission ad hoc. Alors, sur la commission ad hoc, parce que je ne l'ai pas annoncé en fait officiellement au cours de la séquence, ce matin, la commission ad hoc pour la politique linguistique s'est réunie. Donc, elle a élu son bureau. Romain Colonne est président. Les vice-présidents sont Vanina Lebaumin, Véronique Pietri et Jean-Martin Mondologne. Voilà. Donc, tout est bouclé. Merci à tous. A ringraziabi. Buona domenicata.